L'interview Radio Punch. Le replay. Hip House Radio Punch. Come on and dance. Come on, feel the house. Come on and dance. Hip House style. Come on, come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Salut à tous et bienvenue à nouveau sur Radio Punch. Une troisième émission à la suite, 3 vendredis, ça c'est du jamais vu. Une émission qui n'était pas prévue ce soir, on l'a fait parce que la disponibilité était et notre invité ce soir était disponible. Donc on n'a eu qu'une semaine de promo, mais vous avez tous réagi et vous étiez tous très contents de cette interview. Donc avant de dire bonjour à notre invité, on va dire bonjour à Jean Bruce comme d'habitude, on va suivre le truc. Comment il va le Jean Bruce ? Salut les fans de Old School, entre autres. Écoutez, je suis content de vous retrouver et je suis ravi d'avoir un de mes artistes favoris qui nous ait fait l'honneur d'être là. Alors, on va lui faire un petit coucou vite fait. Salut Jérôme et merci d'avoir accepté cette interview. Salut à vous les gars. Alors, tu vas avoir droit à une belle présentation de Jean Bruce. Des petits rappels d'usage vite fait avant qu'on commence. Donc, pour rappel, cette émission pour l'instant est diffusée que sur Facebook, mais bientôt on la diffusera en même temps sur Miss Cloud. Vous pouvez nous envoyer des étoiles si vous voulez nous aider et nous, comme on dit, soutenir. Voilà, soutenir. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de problème technique ce soir. Ça fait 3 émissions à la suite. Normalement, le son devrait être bon. J'ai vérifié. N'hésitez pas à nous le dire, bien évidemment, sur le chat. Vous posez vos questions. Pour les nouveaux qui ne nous connaissent pas, bienvenue à vous. Sachez que vous posez vos questions dans le chat. Et il y a Jean Bruce qui est là, qui avec son œil affûté regarde. Et on vous loupera pas vos questions comme d'habitude. Donc mon cher Jean Bruce, ce que je vais faire, je vais te laisser présenter notre invité. Voilà, je vais faire le morquesque comme d'habitude, chat et interview en même temps. Et d'ailleurs, petit message, merci à Erwan, qui c'est grâce à lui si on a pu avoir notre cher Jérôme Pacman ce soir. Donc voilà, donc nous on est ravis d'avoir Jérôme ce soir, ça faisait longtemps qu'on attendait ça. On a l'honneur de recevoir le grand Jérôme, ce pionnier de la scène française, un des premiers DJ techno qui a accepté notre invitation. Bon, lui déjà en 1990 il mixait techno. Si les labels Omnisonus, les DJ Technomix, les Jérôme Pacman House Café, les Techno Rave Master, les mix, vous savez, les Rave Master Mixer, si tout ça vous dit quelque chose, entre autres bien sûr, eh bien je pense qu'on va remonter le temps et que ça va être une super soirée. Écoute Jérôme, je vais te laisser démarrer. En fait, ce qu'on fait d'habitude, on aime bien nous revenir aux racines de notre musique, parce que c'est vrai que les gens ont tendance un peu à avoir des perte de mémoire. Donc nous on est là un peu pour raviver la mémoire et un peu honorer le voilà. Et l'écrire dans l'histoire surtout. Voilà, c'est un petit peu historique quand même le but, l'objectif. Donc aussi. moi j'ai pas de perte de mémoire moi. Bon, mais c'est parfait. Et donc, on aime bien remonter, si tu veux, au niveau des premières influences, les premiers parcours, les premiers amours musicaux. On remonte, si tu veux, on aime bien faire ça chronologiquement. Donc, si tu pouvais nous retracer ton parcours musical en remontant aux premiers émois musicaux, et après, on va remonter tranquillement le temps. Aux premiers émois musicaux ? Ouais. Ça, je crois que ça a toujours été, depuis tout petit, en fait. Ça, c'est ce qui m'a le plus sensibilisé dans ma vie dès mon plus jeune âge, je crois. Et puis, c'est en arrivant à Paris, parce que j'étais vraiment de la campagne. Quand je suis arrivé à Paris à 11-12 ans, c'est-à-dire dans les années 80, début des années 80, j'étais un peu perdu, et la musique a été le truc qui m'a un peu... ça a été mon moteur, en fait. C'est ce qui m'a fait tenir dans cette ville de cinglé, que je trouvais déjà de cinglé, parce que je venais vraiment de la campagne, mais brute et claire. D'où tu venais ? Comment ? D'où tu venais exactement ? De Haute-Saône. D'accord. Donc c'était vraiment, j'allais chercher mon lait en traversant la rivière, si tu veux, quoi. C'était un peu ça l'ambiance. Mais par contre, j'aimais déjà la musique, en vrai. J'aimais bien tout ce qui se passait. Il y avait à l'époque sur les radios, même les grosses radios comme Europe 1, tout ça, il y avait des bons trucs. En fait, on entendait tout ce qui était import américain. Il y avait aussi tout ce qui était des années 80 français qui était déjà bien. Et ça m'est resté, en fait, ça a été le lien quand je suis arrivé à Paris. Je suis resté accroché à cette musique. Et à Paris, ce qui a été génial, c'est qu'il est arrivé le hip-hop, en fait, en 82, 83, quoi.
Et ça m'a aidé en vrai ça m'a aidé à comprendre ce que c'était le côté urbain. En fait, je détestais. Et grâce à ça, j'ai pu aimer Paris. En fait, voilà. Alors, comme tu veux, Jean, est-ce que tu veux qu'on mette quelques extraits maintenant Juste une petite chose, tu dis parler de hip-hop, donc forcément à l'époque c'était... c'était vraiment c'était la post-funk et ça s'appelait l'électro-boogie, on va dire. Ouais, c'est ça, exactement, l'électro-boogaloo, tout ça, c'était tous les débuts. C'était un peu quand un Sydney est arrivé, en fait, dans les radios libres, il y avait Sydney. Ouais. Et il y avait des émissions, il y avait des radios incroyables à ce moment-là sur la bande FM. Un peu comme maintenant les podcasts, quoi. Sauf qu'à l'époque, c'était génial quand c'était pas encore régulé, donc il y avait beaucoup de radios qui faisaient pas mal de choses expérimentales. Et comme en ce moment-là, c'était vraiment l'électro-funk qui était la dominante, un peu la tendance vraiment de l'époque. J'étais à fond dedans, quoi. J'étais vraiment à fond dedans, ça me passionnait en fait complètement. Et j'ai suivi ça pendant un bon moment, jusqu'à la haute minute quasiment. Tu as été éteint sur Paris, tu sais, je crois que c'était quoi, c'était Porte de la Chapelle, je sais plus. Tu sais, sur les extérieurs avec Dynasty qui mettait les platines, il y avait quelques pionniers qui étaient là. Oh, oui. Tu y allais là ou pas? Ah oui, alors ça c'était bien sûr, ça c'est complètement, ça a commencé. Enfin moi j'ai connu ça. Alors on va commencer avec les dates, c'est un peu relou à chaque fois, mais bon, j'ai connu ça en 85, je devais avoir 15 ans, à peu près 15-16 ans. Et c'était effectivement entre la Porte de la Chapelle et Stalingrad, il y avait un terrain vague là. Ouais. Et ce terrain vague, c'était là où il y avait un peu la fleur du hip-hop parisien, c'est-à-dire autant de graffeurs que les danseurs, que les hip-hopers, que les rappeurs, que les beatboxers, que tout ça. Moi, je taguais, voilà, c'est tout. J'ai foncé les lignes de métro. C'était quoi ton pseudo de tagger? C'était Sork à l'époque, SORK. En fait. Ah ouais? Et en fait, ma ligne était une ligne qui passait, c'était la ligne 2 en fait, c'est qui passait justement à Port de la Chapelle et tout ça, et c'était aussi la ligne qui m'amenait à mon école. Donc j'ai défoncé du matin au soir. Et quand je suis arrivé donc au terrain vague, ça a été à peu près cool parce que j'avais déjà un petit nom quelque part par rapport à la ligne de métro. Donc en fait, j'arrivais pas trop. Quand j'ai découvert ça, en fait, j'étais pas si inconnu que ça parce que j'avais déjà pas mal tagué. Donc à ce moment-là, voilà. Donc ce qui m'a permis de me sentir plus à l'aise dans ce milieu quand j'ai vu, parce qu'il y a des mecs qui étaient en général plus âgés que moi. Et quand on avait 15 ans, on était quand même les plus jeunes quand même dans ce milieu. Les trois quarts avaient entre déjà 18 et 25 ans. Ouais. Et là, oui, voilà, il y avait donc Dynasty qui débarquait le samedi avec ses deux platines et qui se mettait. Il y avait une espèce de petit bout de carrelage dans ce terrain vague en fait, dans un coin. Et c'était là, ça, c'est ce qu'ils faisaient office de piste de danse avec les mecs qui breakaient là au milieu et tout en plein Barbès. Et on voyait passer la ligne de métro au-dessus avec les métros. Alors on voyait nos tags et tout qui passaient au-dessus. En même temps, on était là dans la. Alors là, évidemment, ça y est, c'était bon. J'étais à Paris, je voulais plus en partir. Ah ouais. T'as des souvenirs de gars un peu parce qu'il y avait les NTM au début, ils passaient par là. T'avais Lionel D. Tout à fait, tous ces gens-là. Ouais, tous ces gens-là, je les ai connus en effet. Lionel D. Les NTM, pas vraiment. Eux, ils étaient jeunes. Hein. Ouais, eux, j'ai juste une histoire. On a juste une histoire à l'époque, une petite anecdote avec notre groupe qui s'appelait les TRC. Ouais. Et eux, avant les NTM, ils s'appelaient les DRC en fait. Ah ouais. Et il y avait une histoire d'une lettre comme ça qui changeait dans le groupe. Et je me souviendrai toujours Didier là, Joe Star. Joe Star, et qui est arrivé et me dire ouais vous en plein milieu du terrain vague, il fait faut déjà c'était une masse hein, déjà à l'époque. Moi j'ai des gosses et il me fait ouais là faut vous arrêter les DRC vous changez de nom de groupe et tout parce que nous c'est les DRC genre c'était trop près quoi le nom tu vois en fait. Et alors moi j'ai trouvé ça j'étais évidemment j'étais à moi. Et bien évidemment tu l'as regardé, tu as dit oh t'es qui toi non, j'imagine. Okay, tu l'as regardé avec des petits yeux, oui. Ouais, non mais j'étais trop content. Genre le mec, ça voulait dire ça voulait dire qu'on taguait bien quand même. Ah ouais, et que vous preniez presque le dessus sur eux. Ils se sentaient en concurrence.
Ouais, c'est ça un peu. Et ça, c'est vrai que c'est un truc on avait bien aimé en fait. On avait changé le nom du groupe sans problème, quoi. Parce qu'on s'est dit, bon, ça va, on assure quand même en fait. Mais sinon, ouais, il y avait Lionelli, il y avait cette boutique qui s'appelait Ticarette, qui était géniale, où finalement, c'était un mec qui importait pas mal de trucs des États-Unis. C'était un peu le bordel à l'époque, hein, pour avoir des trucs des États-Unis, à moins d'y aller. C'était dur de ramener une paire de baskets ou un nameplate ou n'importe quoi. Et puis en fait, il y avait toute une ambiance qui s'était créée. Il y a vraiment eu une belle époque Après, ça a pas tourné au vinaigre parce qu'il y a eu un peu les histoires de vol, de machin. Enfin bon, comme ça a fait quoi. Après, quand ça s'est un peu plus radicalisé, on va dire. Mais quand c'était encore cette époque très Bambataesque, Zulu on va Nation, dire. Zulu quoi, ouais. Zulu Homeboys on va dire, c'était super sympa. Ouais, c'est vrai que ouais, pendant 2-3 ans je faisais que ça quoi. En gros tous les samedis, dimanches et mercredis j'étais au Terrain Vague. Ouais. Et tu as déjà participé à l'émission HIP HOP en tant que dans le public, il y avait plein de jeunes. Ouais. Dans le public, mais pas dans le. Ah mais tu y as été dans le public. Ouais. Donc si on regarde les émissions, on peut te voir. On va Lina, allez, on va sur les archives de Lina direct. J'ai cherché, mais on voit pas. J'ai cru à un moment donné sur voir un espèce parce qu'en plus à cette époque-là j'avais une pouffe masse et je faisais plus rebeu qu'autre chose en vrai. Et j'ai cru me voir à un moment, mais je suis pas sûr en vrai. Je crois pas que j'ai l'image, mais j'étais dans le public une fois, ouais. Ah, ouais. Ça serait marrant de retrouver ça, tu vois. Ouais, ça aurait été pas mal. Et mais comme c'est TF1, pas... c'est privé, Lina n'a pas partagé ça, je crois. C'est pas évident de choper. Ouais, il y en a quelques-unes, mais il n'y a pas tout, quoi. Il y a celle, on voit celle où il faudrait que des particuliers les postent dans Dailymotion, tu sais, des trucs un peu moins connus que YouTube. Ça se fait un peu. L'autre fois, j'avais. Ouais. On voit celle où il y a Madonna, où on a on passe un appel, hein, parce que cette émission est en direct, mais elle va être aussi en différé. Donc, si quelqu'un regarde cette émission même, envoyez-nous si vous avez des HIP HOP. Déjà, ça nous intéresse tout court. Si vous avez des archives, vous envoyez ça. Avec les Paris City Breakers. Les Paris City Breakers, ouais. Avec Solo, tout ça. Solo, tu t'en alors Solo, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, je connaissais pas, mais par contre, je l'ai revu bien plus tard dans les soirées house music, Solo. Ah, d'accord. Donc, après sa période. Ouais, complètement. Moi, je l'ai connu parce que c'était un grand pote de Massomenos. D'accord. En fait, Adrien, le grand Adrien et sa femme qui avaient monté Massomenos, enfin qui sont toujours en Massomenos, eux connaissaient bien Solo. Et je l'ai connu comme ça, mais genre dans les années 2000 hein, à peu près. D'accord. Ah, c'est un personnage lui aussi, parce que lui alors entre danseur, donc c'est lui qui est sur les pochettes Tommy Boy, c'est lui qu'on voit en chromatie, je sais pas comment on dit. Ouais. Après il a été dans Assassin, il était DJ, il a sorti un des premiers à sortir des morceaux dans le rap français. Après je sais qu'il a fait du sport, bon moi je fais du jiu-jitsu brésilien et je sais qu'il a assez tard il s'est mis, il a eu des super résultats en JJB. C'est un personnage intéressant. Ouais. Ah oui, Solo, c'est un personnage, ouais. Extraordinaire. Pour illustrer cette époque, hein, les amis, je pense qu'on peut. Juste pour expliquer d'abord à Jérôme, quand on passe un extrait, c'est devenu un petit jeu. Ne donne pas encore de suite le nom, ça devient un petit blind test. C'est une espèce de blind test, voilà. Ça, c'est un petit jeu avec nos auditeurs, donc. Allez, je sens qu'il y a Jeff qui va de coup sortir de. Il est là, Jeff ? Ouais, il est là. Ouais. Ah, salut mon Jeff. On y est. Ah ouais, là. Lance plutôt de page de droite après la prochaine fois. Ah, Jean. Lance plutôt à droite qu'à gauche. Mais c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Comme ça, je vois lequel t'as lancé. Alors, moi, je prépare la pochette. Parce qu'on fait ça bien, on affiche les pochettes et tout, tu vas voir. Bon, allez, c'est les racines de notre musique, les copains. Hein, parce que c'était le point commun entre l'hip-hop et la musique électronique, la house et la techno, quoi. C'est ça. Non, pas sous mix, Jérôme. Jeff il dit Nucleus. Presque. Ah, t'es pas loin. Presque. Il est pas loin. Il est pas loin le Jeff. Non, pas Africa Bambata non plus. On a Aladdin avec nous là ce soir. Il y a une belle paire de Converse sur la pochette. Salut Aladdin. Mais Aladdin, on aura l'occasion de. Qu'on invitera dans cette émission. Ouais, mais c'est prévu. La mettre. Mantronix, vous allez tous les faire. Exact. Bien vu. Mais c'est bien pas vu. Ça.
Alors, si vous donnez votre réponse, les amis, vous me le dites, j'affiche la pochette. Ouais, ils tournent autour, ils sont pas loin, mais c'est vrai que. Bon, C'est dur. je vais être honnête, je connaissais pas. Je vous le dis, Latine Rascal. je non ne plus. connaissais pas. Ouais. C'est un On, classique, mais on a c'est pas mal. invité avec une grosse culture musicale ce soir qui va nous faire découvrir des choses. Parce que même ça, je ne connaissais pas du tout. Pas Herbie Hancock non plus. Ah, c'était. On est dans l'époque, en tout cas, on c'est- est dans l'époque. On n'est pas un peu plus avant quand même qu'Herbie Hancock, non, Jean 80, ouais, juste après la mort. Allez, je vous donne la date. Non, c'est pareil, c'est 83. 83. 83, c'est pareil. Ok. Donc, Rocky, c'est 83. Ok. On a un historien. Enfin, on en a deux ce soir en fait. À ta gauche, hein, Jean-Bruce, c'est un historien de cette période-là. On appelle de prédilection de l'époque. Et moi, j'adore aussi toute cette période. Bon, je vais être obligé de mettre la réponse, hein, on est d'accord. Allez, Ouais. je vous affiche la réponse. Allez, donc je vous laisse regarder. Voilà, alors comment on prononce ça mon Jean Al-Nafish. Ouais. Al-Nafish, the Je crois que ça veut dire Hachim. l'âme en arabe. Je crois que c'est ça. C'est Al-Nafish, c'est l'âme en arabe. Oui. Ça ressemble à du cutting record, Phil. Ah, vrai. Ben, c'est voilà. c'est Cutting Record. Je Voilà. crois qu'il l'a dit avant que ça apparaisse. Ouais, Ouais, c'était bien unique. joué. Alors, il a trouvé le Fields. label, c'est quand même pas mal. Fields. Ouais. Il trouve pas le nom, il trouve le label, donc c'est un connaisseur. Ouais. Bien joué. C'était le gros label, hein, quand même. Ouais. Bon, mais tant qu'on est dans cet esprit, on peut Vas-y. enchaîner sur ça. Ah, ben là. Archi ressentir. Juste Pareil, dans ça, la c'est- haute des années 90. Toutes les bases étaient là déjà. Ouais. Ah ouais. Lance à droite. C'est Tu pas me le virer à gauche, alors. Faut le virer de gauche. Ben, hein. Vas-y, va dans ton truc là. Mais une autre page, mais par exemple la discographie, tu vois. Bon, je vous le dis, il y a quelqu'un qui a donné le nom tout à l'heure. Ouais. Ouais, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, quand quelqu'un vous l'avait avez trouvé mis- tout à l'heure. Allez, vous allez le trouver. Ah, repris, accéléré, oui. Jean-Philippe, ouais. Ça a été Par effectivement. contre, cette ouais. version-là, je la connais pas vraiment, moi. Mais bon, là, c'est pareil. La basse, là. Je surveille si Mark Zuckerberg nous. Ça a été. Jeff Strike. Il a trouvé Nucleus. Ouais. Et le track et le morceau, Jeff? Jeff, allez, vas-y. Bah, c'est le plus connu. On dirait le TB303 derrière le. Ouais, complètement. Ouais, Jeff a trouvé, on va afficher. C'est la Allez, on TB303, ouais. C'est John Cena. Donc Ouais. bravo à Jeff. Un mec qui a fait de la house après, d'ailleurs. Nucleus, Jam on It. Ben Senak, ouais. Nucleus. Ah, il y a Tony avec nous là. Ah, le sample. Ah. Mais en fait, il y a Nightmare on Wax. 15 versions de. Mais c'est eux qui les ont toutes faites, mais il y a plein de versions. Il y a la version rappée, il y a l'instru. Il y en a beaucoup. Ouais. C'est marrant parce que celle-là, tu sais quoi, je la connaissais pas. Ah ouais. Ah, énorme. Ouais. C'est vrai qu'elle est un peu presque la batterie. C'est une batterie, tu vois, c'est pas une boîte à rythme, on dirait, alors que d'habitude c'est plutôt des 808. Mais pourtant c'est le maxi de G-Monite, encore une fois Nucleus, mais alors cette version-là, bizarrement, je ne connaissais Ah pas. ouais. Il y a l'instru, il y a la rappée, il y a celle qui est. Enfin, il y a des déclinaisons, mais celle-ci, je la connaissais pas, bizarrement. Tiens. Et c'est sur Sony View, en effet, hein, c'est toujours c'est le même label, c'est ça. Mais... Ouais, ça fait batterie acoustique, quoi. Ouais. Et en fait, Senak, lui aussi, il a fait de la house, ça paraît. Sous quel pseudo? Il avait fait My Love Turned to Liquid, par exemple, et c'est un truc qui a été ressorti en. Attends, My Love Turned to Liquid, c'était Dream to Science, ça s'appelait. My Love Turned to Liquid, c'était assez deep house dans les années 90, et ça avait été repressé dans les années 2018-2019. D'accord. Ok. Et le mec avait évolué comme ça, et à l'époque je connaissais pas, mais au moment où il a fait le truc de Liquid, après à ce moment-là il n'y avait pas encore internet et tout ça, mais après j'avais contacté et on avait échangé comme ça, un coup de mail et tout, un mec super sympa, incroyable, John Senak. Ben Senak.
Ah, C'est drôle. il y a Jean-Phi qui disait que c'était pas Westband qui avait repris cette ligne. Ah. Oh, possible. Euh, Westbam, Frankie Bones aussi, il a pris. Ah. Oh, il y a beaucoup. Puis les Aya, tout ça, tout a été resamplé 10 milliards de fois. Nightmare on Wax, le Ah. Ouais, exact. Nightmare on Wax. Nightmare on Wax, tout à fait. Ah, ben, Jeff, il vient de le dire. Ouais. Nightmare on- Bah ça c'est pour tous ces gens-là, c'est vraiment les trucs de base quoi, ouais. Ouais. Nightmare on Wax. Il y a eu une Ouais. période très excitante entre 83 et 85, là. Mhm. Il y avait plein de trucs vraiment super. Et c'est vrai qu'il y a eu, entre la house et ça, il y a eu une espèce de moment. Alors, les gens qui aiment l'Italo Disco me diront que non, il n'y a pas eu de trou. Et ils auraient raison. Ouais. Mais bon, moi j'ai jamais été trop Italo Disco, à part 2-3 morceaux de folie, mais ça n'a jamais été trop mon truc. Et qu'est-ce que du coup, la partie post-hip-hop et pré-house, musicalement, tu faisais quoi? Bah, moi je trouve que pour moi ça s'est enchaîné mais d'une manière des plus limpides en fait. J'ai retrouvé exactement dans la house ce que j'avais aimé dans ce côté électro, c'est-à-dire avant que le hip-hop vraiment devienne rap. C'est-à-dire en gros le moment charnière ça a été on va dire Public Enemy. Ouais. Voilà, où là tout d'un coup c'est devenu quelque chose de très politique en fait. Public Enemy ça a été vraiment le groupe qui a politisé le discours. Avant tout le monde expliquait leurs petites histoires de leur quartier et le Public Enemy tout d'un coup ça a été vraiment bon bam. Et à ce moment-là, bon Public Enemy c'est plus tard, hein, c'est peut-être 87-88 quoi, mais déjà la house music il y avait pas mal de mecs du hip-hop qui étaient déjà à cheval en fait. On appelait même ça la hip house à un moment. Non, ouais. Crossover entre house music et rap, quoi. Et dès 86-87, chez des mecs comme Adonis et tout ça, moi ça m'a tout de suite. C'est-à-dire que tout d'un coup, je retrouvais à peu près l'instrumentation de ces trucs-là, comme Hashim, comme les Bambata, comme Nucleus, comme tout ça, mais façon house en fait, quoi. Les premiers trucs instrumentaux à house, c'était à peu près les mêmes machines. J'ai envie de dire. Et voilà, on parle du loup. Quand on parle du loup, autant le mettre. Hein. Ouais. Bon, on vient de dire, bon, c'est pas grave. Allez, comment vous connaissez l'artiste, trouvez le nom du morceau. Là, Jeff, ça, c'est trop facile. Il a déjà fini d'appuyer sur entrée, là, je suis sûr. C'est sûr. Et ouais, forcément, ça fait quelque chose. Hein, une TB303, une TR-808. Et quelque part, c'est pas loin de ce qu'il y avait avant, en fait. Et ça tue. Ouais, et ça, quand j'ai entendu ça à Ibiza, putain, je devais avoir 17 ans, je me fait, mais qu'est-ce que c'est, quoi. Et j'avais encore tout mon style, les fringues et tout, à la hip-hop et tout, et j'entends ça à Ibiza, mais je fais, mais c'est la Et t'as revendu tes fringues. Ouais, non, mais en fait, ça allait bien, quoi, mais c'est vrai que là, j'ai fait, oh putain, mais c'est ça la suite, en fait, pour moi, c'est ça la suite, quoi. Parce que j'aime pas trop le côté politique du hip-hop en fait. Ouais. Adonis, No Way Back. Donc Jean-Phil a trouvé Adonis et Jeff a trouvé No Way Back. Donc ils ont trouvé. Après il y avait effectivement sur le chat, il y en a qui disent il y avait la New Wave, il y avait l'Italo Disco. Ah oui, bien sûr. Ah ouais. Alors attention, ouais, bien sûr, il y avait tout. Faut pas, c'est pas exclusif, ce que je veux dire. Effectivement, bien sûr. C'était la folie niveau New Wave. 84, il y avait des trucs de malade aussi de ce côté-là. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça c'était très important aussi. Moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre, à aimer ça. Même pour tout dire, Depeche Mode, je crois que c'est le groupe qui m'aura le plus. Aujourd'hui, c'est le groupe que je trouve le plus exceptionnel parce que par rapport à l'époque où ils faisaient cette musique-là, et comme avec les années, comme un bourvin, hein, c'est devenu en fait. Quoi. Ouais. Moi, dans ma tête, c'est devenu plus mélodieux. Des Depeche Mode. Au début, je me forçais presque à aimer Depeche Mode. En fait, je trouvais ça quand même très carré, quoi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une romance, Depeche Mode, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Mais à l'époque, je le voyais pas tant que ça. En fait, je trouvais que c'était quand même assez. Et donc, je trouve ça fabuleux. Mais bon, et puis il y avait plein de choses dans la New Wave, hein, bien sûr, et tout, mais c'était un sacré mouvement aussi. En fait, c'est simple. À partir de 84, c'est une nouvelle façon de travailler les synthétiseurs, nouvelle synthèse, etc. Jusqu'en 83, on est encore dans le funk et dans tout, en fait. D'une manière ou d'une autre, c'est funk les sons. En fait, et en 84, c'est radical. On passe vraiment à un autre son, en fait. Et c'est marrant parce que des fois, on collectionne des vinyles, on achète des lots, on a une boutique, etc. Et des fois, on écoute en fait, les lots qu'on a achetés. Et des fois, c'est au hasard.
Et on s'amuse à essayer de trouver l'année. Et c'est vrai, comme tu disais, c'est que en fonction des instruments utilisés, vu que dans ces années-là, d'un an à l'autre, il se passait une révolution. Au niveau matériel, au niveau informatique, au niveau musical, tous les ans il y avait un truc de fou qui arrivait. Ouais. Et parce que d'habitude je dis que c'était musical, mais pas que. Et c'était aussi au niveau des instruments. Et c'est vrai qu'il y a une année, avant tout ce qui est house et techno, mais il y a une année qui est exceptionnelle, c'est l'année 83. Parce qu'en fait, on est encore dans du matos analogique qui est utilisé. On n'est pas encore dans le digital, tu sais, le MIDI, etc. Ouais. Et il y a une espèce de groove avec toutes les boîtes à rythme. Alors je veux pas perdre les amis, mais bon, ceux qui aiment le matos, ils savent de quoi je parle. Tout ce qui est DMX, les Lindrum, les 808, les 606, tout ça. Tout ça synchronisé K1K si tu veux sur des gros synthés analogiques et tout. Et en fait il y a effectivement ce mélange où il y avait la new wave d'un côté, la synth pop, donc la pop synthétique, l'électro-funk, le funk, le boogie, la cold wave aussi. Il y avait. Mais après, toute la synthèse FM est arrivée avec aussi le côté new wave et compagnie là. Voilà, et c'est là qu'après il y a eu une autre vague après justement à partir du midi qui était intéressante, mais tu sens la différence. Ça a changé. Un morceau de 85-86, c'est pas un morceau de 82-83, c'est évident. Non, ouais, complètement. Mais c'est là qu'on sent vraiment que la technologie influence énormément la façon dont on imagine la musique en fait. Absolument. Et c'est d'ailleurs tout de là qu'est née la house music, c'est le fait d'acheter des petites machines qui étaient un peu pas trop chères par des gars qui avaient beaucoup d'imagination. Ouais. Qui finalement. n'avaient pas grand chose, ouais. Bah comme la TB qui était un peu vouée à l'échec apparemment, d'après la légende pour Roland quoi. Ouais, écoute. Maintenant, si quelqu'un qui en a une, il est bien content de la voir. S'il veut refaire sa cuisine, il n'y a pas de souci. Il refait sa cuisine, voilà. C'était voué à l'échec, mais ça te paye une cuisine. Donc, Mais il y avait des gens qui l'utilisaient, même au-delà de la. Il y a des groupes. Il y a des trucs même en 82-83 où c'était déjà. Après, on dit le premier morceau Acid House, c'est machin, c'est Acid Trax et compagnie. Mais il y a déjà des mecs dans 82-83 qui sont assez connus, qui l'avaient déjà un petit peu tordu, sans en faire vraiment un morceau complet, mais qui avaient déjà tordu. Qu'il avait déjà dérivé, quoi, enfin, de sa fonction principale, tu veux dire, ouais. Oui, qui avait un peu plus été dans les extrêmes du son en fait. Alors, justement. Je vous propose à tous les deux, comme tous les deux vous êtes des historiens de cette période-là et des techniciens de cette période-là, expliquez quand même aux gens à quoi est servi une TB303 à la base, parce que ça paraît naturel pour nous, parce que mais imaginez là qu'un petit jeune de 18 ans, 19 ans, il s'est passé quoi une TB303 C'est ce qu'on entendait là, c'est la basse qu'on entend. Mais à quoi ça servait à la base? Pourquoi on dit que ça a été dérivé de sa fonction principale? Parce que c'est la basse qu'on entendait sur le disque qui vient juste de passer là, Adonis, et on sent bien que c'est une basse qui est quand même qui a pas un son de basse comme une basse. C'est pas une réplique d'une vraie basse en fait. On sent que c'est une basse qui est synthétique en fait. Et Jean-Bruce, à quoi servait cette machine? Elle aurait échoué dans le côté basse en fait. Mais bon. Elle servait à accompagner en fait un batteur qui voulait donc du coup c'était censé. T'étais censé, en étant batteur, te brancher la TB pour avoir la basse et pouvoir te faire tes patterns de batterie. Et réciproquement, la 606, elle servait à tourner pour accompagner un mec qui ferait de la basse. Mais apparemment, le concept de base n'a pas... été un flop complet. Elle était pas réaliste, en fait. Comment ? Elle était pas réaliste. Ouais, voilà, c'est vrai que. Donc, du coup, ils ont tous jeté ça à la poubelle et je suis sûr qu'il y en a qui sont passés à la poubelle à l'époque. C'est sûr et certain. Et heureusement qu'il y a un génie ou deux, comme vous disiez juste avant, qui s'est amusé. Après, après, vous pouvez dire les noms des premiers. Le premier, on va dire, le plus connu qui a fait ça, genre. Alors, le premier qui a fait ça, c'est en fait un projet disco. C'est un Indien qui avait fait ça, je sais pas si tu connais ce morceau. C'est vrai qu'il y a eu, c'est lui qu'on a vraiment, dans le côté acidifié, on va dire, il a tordu de la manière où on l'entend comme l'acid house après. C'est vrai que cet Indien-là, finalement. Je pense qu'il entendait surtout l'acide tout seul au début, à l'époque, et s'est dit, wow, c'est bien ça. Il a dû prendre. Ça a dû l'accompagner. Comme on dit dans son voyage céleste, c'est ça comme on dit quand ils prenaient des acides, les Indiens à l'époque quand ils étaient hippies, quand ils allaient là, c'est le voyage céleste, c'est ça. Ah oui.
Je partais dans mon voyage céleste. Oh, c'est bien ce son. C'est quoi? C'est une TB303. Oh, cool. Bon, Et il y avait aussi, je crois que c'était Even 17 qui avait utilisé. Exactement. Et c'est exactement ça que je cherchais. Even 17, Voilà. clairement. je pense qu'avec vous deux ce soir, on aura la totale. Hein. C'est de la C'était New lui que je cherchais. En 83, exactement. Ouais, c'est ça, c'est la New Wave en fait, c'est New Wave synthétique. Hein, et c'est vrai que si on écoute le morceau, si tu l'as, Ben, qui traîne ou pas? Il y a un morceau, effectivement, lequel Ah purée. Quel morceau? Dis-moi le morceau. Ça fait de la acid house, ouais, c'est vrai, un petit peu déjà. Quel morceau tu cherches? Alors, je me rappelle pas du nom du morceau. Par contre, Allez, Jérôme, trouvez-moi le nom et je vous le mets, bien sûr. Évidemment. Mais alors là, le morceau, je pourrais pas le savoir. Mais c'est déjà, j'avais du mal à retrouver le mec. Mais je sais plus. Mais c'était Even 17 en tout cas. Bon, bah voilà, c'était des mecs qui expérimentaient déjà ça, sans savoir vraiment trop ce qu'ils faisaient. Mais en tout cas, voilà, c'est des créatifs, quoi. Ouais, il y a Hugues qui l'avait dit. Je remonte le chat. En fait, Hugues apparemment l'avait dit même avant que je le dise. J'avais pas vu. Bah voilà. Parce que là, c'est vrai que là, ça écrit beaucoup. Je suis en train d'essayer. C'est Don't Let Me Go. Merci, Jeff. C'est Don't Let Me Go. Allez, on va se le faire celui-là quand même. Hein. On se le fait ou quoi? Oui, Don't Let Me Go de qui? Don't Let Me Go de Heaven 17. Heaven. Even 17, ouais. Heaven. Ah, et Panchez, il nous dit que le morceau disco indien, c'était Charanjit Singh. Bravo. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait Jérôme aussi Gonzalez qui écrivait. Effectivement, elle était là. Hein. Ils avaient, à cette époque-là, il faut imaginer qu'il n'y avait rien. Hein. Ah non, mais Les c'est mecs clair. pensaient déjà des trucs comme ça et tout, c'était fort, hein, quand même. Ouais, fallait oser faire ce truc. Pas dans un mouvement, là. Hein. C'était vraiment, il n'y avait rien avant. Hein. C'est clair qu'il n'y avait pas. On a Les mecs, Eric. ils expérimentaient, hein. C'était. Ouais, voilà. c'est ça, c'était des expérimentations et ça sortait. Hein. Ouais. On a Eric sur le live qui dit Hello, merci pour l'émission. N'oublions pas le high energy entre disco et proto house type Colonel Abrams ou Soul Intention, qui pour moi reste le premier track house, le lien entre funk et house. Absolument. Ouais, ça va aussi, la Energy, qui est arrivé juste après, ouais. Ouais. Oui, Mais ça tournait en même temps d'ailleurs après. Partie de l'histoire, clairement. Ouais, Situation Yazoo, tout ça. Et... Ah, il y a Jérôme Lasouris sur le. Ah. Salut Jérôme Lasouris. Ah oui. Salut à toi. Vous vous connaissez? Voilà. Ah oui, bien sûr qu'ils se connaissent avec Jérôme. Ouais. Ça fait double Jérôme, donc bien sûr qu'ils sont connus. Ouais. Depuis longtemps. On s'est pas vu beaucoup, mais on se connaît depuis longtemps. Voilà, mais continuez à nous rejoindre sur le chat. Hein, et pour ceux qui viennent d'arriver, posez vos questions. Voilà. On les posera, vous inquiétez pas. On est avec Jérôme Pacman, c'est le top. C'est un vrai plaisir parce que moi j'étais vraiment fan. Après je dirais pourquoi entre autres, mais ça sera quand on sera sur la partie du début des années 90. On va y arriver dans pas longtemps. Du coup bon là on est dans la house, ça démarre, acid house, tout ça. Donc, au début, la house n'a pas spécialement explosé, surtout vers chez nous. Ça a explosé un petit peu plus tard, on va dire, en Angleterre et tout. Comment toi, quelle est ton histoire avec les débuts, on va dire, de la house, l'acid house, éventuellement la new beat, cette période, si tu veux, où tout a démarré, où tout a explosé, tu vois, 87, 8, 9. C'est ça. Ouais, moi, à ce moment-là, j'étais jeune, hein, 17, 18 ans, et j'allais en vacances à Ibiza à ce moment-là. Et ça avait rien à voir avec ce que c'est maintenant. À cette époque-là, c'était encore, c'était bien, quoi. C'était un peu la fin des hippies, on va dire. Et il y avait toujours des hippies dans les soirées, tout ça. Puis il y avait cette musique-là qui était jouée en permanence, en fait. Donc quand je revenais, enfin les 2 premières années, ça m'a fait ça, quoi. 87 et 88, quand je suis revenu. Jusqu'à 87 quand je suis revenu avec cette musique-là parce que j'achetais les cassettes des DJ tout le bordel. Bon, ça paraissait être une musique personne n'aimait vraiment, c'était répétitif, patati patata. Et 88 quand je suis revenu cette fois-ci, il commençait à y avoir des imports qui arrivaient, des disques imports à la Fnac, des machins comme ça. Donc ça commençait à être intéressant. Mais il y avait déjà j'imagine qu'à ce moment-là, il y avait déjà des clubs, j'imagine à Paris qu'on écoutait peut-être probablement de la acid house et tout ça en 87 par là. Moi, j'ai connu ça en 88 au Palace, en tout cas, parce qu'il y avait des soirées vraiment dédiées à ça, qui s'appelaient Pyramide, et vraiment des soirées acid house clair et net. Et il y avait les soirées jungle au Rex Club déjà. Avec Laurent Garnier. Alors Laurent était là effectivement, mais dans les deux, à Pyramide aussi. C'était le DJ qui était le résident français.
en fait. Et sinon, c'était généralement l'équipe anglaise de ceux qui avaient connu aussi ça à l'époque à Ibiza, que ça soit les Colin Fever et compagnie là. Ils avaient tous connu ça à Ibiza finalement. Enfin, quelque part, cette musique d'Ibiza les a complètement transportés. Ils le disent clairement, tous ces anciens, ils le disent clairement que c'est quand ils ont vu Alfredo, tous ces DJ, entre le Balearic et machin, que c'était assez expérimental, etc., et que ça se balade dans tous les sens, que ça leur a donné cette impulsion. Et c'est vrai qu'en 88, effectivement, il y avait Laurent Garnier, et Colin Fever, Laurent Garnier, et je sais plus qui encore là, mais c'est des mecs après qui sont devenus, après qu'on fait un peu tout, tout et n'importe quoi pour finir, mais qui était à ce moment-là super intéressant. Et donc c'était quand même des soirées en plein Paris, un mardi soir où il y avait 2500 personnes au Palace un mardi soir. Donc c'était quand même assez surprenant à l'époque parce que le Palace remplissait vachement le samedi. Mais pas toujours autant. Et là, c'était systématique. Tous les mardis soirs, c'était comme ça. Et ça a duré une année. Et ça a vraiment installé le truc, on va dire, quoi. T'as été à Ibiza pendant, on va dire, les Summer of Love. C'est ça. Le premier Summer of Love en 1988, qui a laissé des traces indélébiles à tous les gens qui l'ont connu, comme étant peut-être le truc le plus énorme qu'il puisse y avoir sur Terre. C'était ça, quoi. Déjà, parce qu'on était sur une île, il y avait rien, il y avait pas tous les supermarchés, tous les machins, il y avait pas du tout ce côté complètement européen en vrai, quoi. C'était vraiment très typé, et donc forcément, c'était avec cette musique-là, ces clubs qui avaient une envergure pas possible, il y avait l'Amnésia, il y avait tout ça, bien sûr, c'était en plein air, il y avait des trucs qui étaient ouverts le matin. L'Amnésia, ça ouvrait à 4h du matin. À cette époque-là, une boîte qui ouvrait à 4h du matin, ça paraissait complètement dingue. Enfin, il y avait qu'à Ibiza que ça se passait, ce genre de truc. Et on pense, c'était unique. Et finalement, ce truc-là a fait du bruit. Et s'est exporté, je pense. Et après, tout le monde a ce concept-là. Je ne crois pas qu'il existait avant. Peut-être à New York, parce que l'after hour, vraiment, normalement, est quand même un concept new-yorkais à la base. Mais c'est vrai qu'Ibiza a une influence folle, je pense, pour pas mal de gens qui ont connu ça à ce moment-là. Ouais. On me demande sur le live dans quelle boîte justement tu allais et quelle boîte existait. Je sais l'Amnésia, mais qu'est-ce qu'il y avait comme autre boîte? Alors j'aimais bien le Pacha, qui est maintenant la boîte la plus pas populaire, mais peut-être la boîte la plus moins typée maintenant aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était assez incroyable de voir tous ces Espagnols avec les éventails, tout habillés en blanc sur cette musique-là. Il y avait donc l'Amnésia, bien sûr. Il y avait le Coup aussi. Et celle qui était terrible aussi, j'aimais bien aussi le S Paradis, ça c'était à San Antonio. C'est assez dingue parce que ça finissait en jet d'eau, c'est-à-dire à 6h du matin, il y avait des jets d'eau en fait et la piste était inondée et la piste était en niveau un peu bas, c'est-à-dire qu'on descendait quelques escaliers pour aller sur la piste de danse et quand il y avait les jets d'eau, à un moment donné, il y avait 1 mètre d'eau sur la piste avec les gens qui dansaient quoi. Et donc quelque chose que je suis pas sûr que tu revois aujourd'hui. Niveau sécurité, électricité, aujourd'hui, tu le les soirées mousse, par exemple, c'est un concept techniquement Ibisenko, quoi, par exemple. Après, ça a commencé là-bas. La soirée mousse, c'était une soirée dans l'année. Il fallait être là le jour de l'année. C'était la soirée mousse à tel endroit, quoi. Et mais il y avait moins de boîtes, hein, c'est sûr que maintenant, mais il y avait 3-4 boîtes qui étaient vraiment les fers de lance c'était assez incroyable, quoi. Et c'est surtout, elles accueillaient autant de monde que maintenant, en fait, quoi. Elles se sont pas agrandies, forcément, elles étaient déjà grandes à l'époque, quoi. L'Amnésia s'agrandit, mais il y a pas mal de boîtes les boîtes qui sont toujours là, comme le Paradis et tout ça, c'est des boîtes qui sont pas forcément agrandies ou quoi, c'était déjà complètement fou à l'époque. Il y a des copains qui nous ont rejoints. Salut le Loman. Voilà. Bernard Sherman aussi. Salut à tous. Sherman. Et au niveau donc tout ce qui était Palace et tout ça, donc les soirées house, tu as assisté à une, tu sais que Thierry Ardisson il passait son émission. Il faisait c'est exactement à ce moment-là, c'est-à-dire que lui il faisait son truc là, lunettes noires pour nuit blanche, et il s'enregistrait ça exactement le mardi. À la soirée Pyramide vers 11h30, un truc comme ça, au premier étage du Palace. Ouais.
Parce que moi j'aimais Ardisson, et c'est vrai que chaque fois que j'écoutais Lunettes Noires pour Nuit Blanche, tu voyais, tu avais toujours tous les. Si tu écoutes bien l'émission, alors c'est vrai que c'était très acid house anglaise, hein, c'était très anglais. Ouais. Il n'y avait pas de New Beat belge, hein, c'était que de la acid house. Oui, alors voilà. Par contre, là, il n'y avait pas encore la New Beat belge là, à ce moment-là. Ouais. Et elle arrive après, en fait, au Palace. Ouais. Les dernières soirées Pyramides, elles étaient complètement imprégnées de New Beat, en fait. Ah, d'accord. Ouais, et ben la première partie, non, en fait. La première année, la New Beat. Après, en Belgique, effectivement, c'était déjà sûr. Moi, j'ai pas connu la Belgique à ce moment-là. Hein. Je connaissais pas encore. J'avais 18 ans. Je virevoltais pas non plus à droite à gauche dans le monde encore. Mais la New Beat est arrivée en deuxième partie de Pyramide, c'est-à-dire sur les derniers mois. C'était complètement New Beat, quoi. C'était un autre monde, une autre ambiance, mais c'était toujours aussi impressionnant, quoi. Enfin, on se demandait, on avait vraiment l'impression qu'on était dans un truc qui n'avait rien à voir avec le reste, quoi, en fait. C'était fou, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était impressionnant. Il y avait toujours autant de monde, et ça n'a pas duré. Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté net, en fait. Ça s'est arrêté net. Je sais pas si c'est des histoires de drogue, des machins, de caisse ou quoi. Je pense probablement qu'il y a dû y avoir des histoires comme ça, parce que ça s'est arrêté net et clair. Du jour au lendemain, ils ont arrêté ces soirées-là, en fait. D'accord. Ouais, alors qu'elles étaient blindées à chaque fois. Hein. Et on voyait des trucs d'un. En gros, on voyait ce qu'on voyait à Ibiza, en fait. Avec des podiums, des gens complètement lookés, des trucs pas possibles, des gens dans une baignoire, un mec en train dans une cage avec des poulets en train de les plumer. Mais on voyait des trucs, mais complètement ouf, quoi. Et, c'est ça, on se demandait ce qui se passait, clairement, quoi. Et c'était super, c'était vraiment impressionnant. La New Beat, ça t'a plu? T'en écoutais à l'époque ou pas? Alors, ça m'a plu, ouais. Alors, moi, le truc, c'est que la New Beat est arrivée, pareil, voilà, c'était pas en même temps que l'acid house. Moi, c'est vrai que j'ai fait l'acid house, la New Beat, et après, très vite, il y avait la techno aussi qui est arrivée. Enfin, qui était déjà là, parce que Sting of Life d'Eric May, tous ces trucs-là, c'était déjà là depuis 87. Bien sûr. C'était déjà des tubes à Ibiza, en fait, ces trucs-là. Mais on classifiait pas ça encore comme de la techno de Detroit, en fait. Et après, ça a pris vachement d'importance, ça aussi. Et c'est vrai que le côté New Beat, je l'ai bien aimé en Belgique, parce qu'ils savaient vraiment bien le faire. Tu étais allé en Belgique? Ah oui, en Belgique, je suis allé à Gand, voilà, au Boccaccio, au Bal, ces trucs-là, là. J'ai vu un peu ces trucs-là assez tôt, mais je trouvais que c'était leur truc, quoi, en fait. Mais bon, j'étais plus à ce moment-là, comme il y avait déjà la techno, il y avait tout le côté anglais qui était aussi très puissant, qui commençait à arriver, quoi, tout le côté un peu. Alors autant là c'était New Beat, là c'était un peu New Age en Angleterre à ce moment-là, avec les KLF et tout ce bordel là, ils inventaient encore tout un état d'esprit. Et c'est vrai que j'étais plutôt branché sur ça que plus le côté vraiment New Beat. Mais j'aimais bien la New Beat, mais je cherchais pas vraiment à me l'approprier. J'aimais bien l'entendre dans les conditions et dans les endroits qui s'y prêtaient, quoi, en fait. Voilà. Tu peux juste, si tu as un petit souvenir de quand tu es rentré pour la première fois dans le Boccaccio, là, quand tu rentres, comment ça se... Dans le Boccaccio, la première fois quand je suis rentré, je me suis demandé si j'étais entre l'asile psychiatrique et je sais pas, une espèce de planète à la Star Wars, en fait, toi. Parce que les gens qui étaient tellement mélangés. Ouais. Comment? Pardon, non, parce que c'est vrai que moi c'est le drame de ma vie, c'est que j'étais trop jeune et j'ai pas pu le vivre, mais c'est vrai que quand t'entends les gens qui l'ont vécu, ça ouvrait les portes, en fait. Le son était très très fort, très lent, et en fait c'était des, on va dire, des morceaux de new wave, des morceaux et aussi de new beat créés pour ça, mais c'était souvent des morceaux ralentis, avec une ambiance assez glauque, en fait, et un truc très mental qui d'entrée très pesant, en fait. Tout à fait, ouais, c'était une ambiance qui était très c'était très, il y avait un côté qui était un peu plus darky, en fait, hein. C'était un peu plus dark que le côté acid house. C'est ça. Où les mecs étaient en cycliste fluo à ce moment-là. Là, la New Beat, c'était un peu plus noir, mais en même temps, c'était pas noir dans l'état d'esprit, hein. C'était vraiment au niveau des apparences, en fait, mais c'était pas noir du tout, en fait, comme c'était pas du tout No Future ou quoi que ce soit, hein. Il y avait vraiment un état d'esprit de ouf là-dedans. Mais c'est vrai que c'était impressionnant parce que fallait la saisir, cette ambiance.
force. Hein. Quand tu te la prenais dans la gueule, tu disais pas, ah, c'est ça. C'était compliqué, quoi. Fallait comprendre, en fait, tout ce système, en fait. Ouais, c'est vrai qu'il faut. C'est super impressionnant. Hein. Pour pas Et avoir les peur au clubs ne début. s'arrêtaient jamais, quoi. Le Boccaccio ne fermait jamais. Enfin bon. Et là, et donc voilà, avec ce Du genre jeudi d'expérience, soir au on dit, lundi, bon, bah, non, ça c'est y pas est, ça Ibiza, c'est parti. C'était On du est partout, c'est Ibiza, là. Ça y est, c'est parti, quoi. C'était ouvert du jeudi au lundi non-stop, je crois, c'est pas Ah, ça? tout dans le genre. Ouais, donc bon, là, bon, bah voilà, c'est là que je me suis rendu compte que voilà, Ibiza, c'était, ça y est, on y était partout. Enfin, le virus était de tous les côtés, quoi. Ok. Et après, je vais illustrer un petit peu cette période, mais disons que toi, quand est-ce que tu as commencé à vouloir, je sais pas, ne serait-ce qu'acheter des disques, par exemple? Et où tu les achetais si tu en achetais? Ouais, alors ça, je l'ai toujours fait parce que j'aimais ça, comme je t'ai dit, dès que je suis arrivé à Paris, en fait. Voilà, dès que je suis arrivé à Paris, je crois que la chose qui faisait que, tu vois, il y en a, ils bouffent ou je ne sais quoi pour compenser des malaises. Moi, j'achetais des disques, en fait. J'allais acheter les 45 tours. J'allais acheter des trucs au Monoprix. J'achetais les 45 tours du hit parade et j'allais à 100 disques quand je pouvais. Parce qu'à l'époque, j'habitais juste pas vraiment à Paris, j'habitais à Bourg-la-Reine. Des fois, j'en profitais quand mon père y allait parce que lui aussi achetait des disques. Donc, et puis je savais que quand j'y allais avec lui, il me les payait surtout parce que c'était super cher les disques à 100 disques à l'époque. Ouais. Donc, j'achetais toujours des disques. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu avoir 2 platines et une table de mixage. J'ai acheté ma table de mixage, j'avais 13 ans. C'était une BST avec un transon. À 200 balles à l'époque. Je voulais avoir ce truc de mixer, mais je ne cherchais même pas à être DJ. Je voulais avoir ce système-là parce que j'avais Comme Jean écouté d'ailleurs, comme toi, Jean. des choses comme ça. Donc j'ai toujours acheté des disques, ce qui fait qu'en fait, comme pour en revenir à ce que tu me demandais, quand on arrivait dans cette époque-là, même le hip-hop, tout ça, j'achetais des disques pendant ce temps-là, mais je me considérais pas DJ, rien du tout. Mais j'avais, voilà. Et à 15-16 ans, j'ai dû pouvoir m'acheter 2 platines, quoi, en fait. C'était pas des Technics, hein, en fait, hein. C'était des ETP, je crois, ou un truc comme ça. Et j'avais les 2 platines, donc j'étais prêt, en fait, quelque part, presque à jouer à un moment donné. Et c'est ce qui s'est passé, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais une petite collection. C'était plus qu'à moi de décider de passer des cassettes, des machins, pour que les gens sachent ce que je faisais, quoi, au niveau des organisateurs, et voilà. Donc, en fait, quand j'ai voulu vraiment jouer, c'était, quand on est vraiment rentré dans le côté un peu électro, techno, et que les soirées du Rex sont après le côté après l'acid house, tout ça, vers 90, quand il y a eu des rêves, les premières rêves, les machins et tout. Là, j'ai commencé effectivement à passer des cassettes très rapidement. Je me suis vite retrouvé à jouer dans des after hours rapidement. Donc, alors, juste une question, les premières platines à Courroie, bien évidemment, ou t'es passé directement à la BST, C'était cher les entraînements directs. C'était cher, on est d'accord. Ah ouais. À Courroie, ouais, oui, bien sûr. À Molette, Ouais. ouais. C'était à Molette, moi, les miennes. À Molette. Ça, Mais absolument stupéfiant. on En avait balance le des petit petits sons comme pitch ça, c'est pour normal, hein. mixer, quoi. Plus 6, moins 6. Ah, la Ouais, Molette. on pouvait mixer quand même, hein, franchement, on pouvait mixer. Ouais, y a mais pas ça de problème. décalait tout le temps, donc t'étais toujours en train de toucher parce que Ouais, il c'était fallait rattraper tout le temps. Rattraper, ouais. Il fallait toujours rattraper. c'est ta vie à rattraper, quoi. Bah, moi, je continue Ouais. toujours à faire. Je rattrape toujours avec les entraînements directs. Moi, j'ai jamais été bon pour. Donc t'as acheté tes disques à Champ-Disque et ailleurs aussi? Ah au début c'était Chandis parce que je connaissais pas trop le reste. Quand j'avais 15 ans, je savais à Chandis je trouvais c'était la folie Chandis. Mais même après, Chandis j'y suis allé jusqu'à la fermeture. Hein. Il y avait toujours des imports pas croyables à Chandis. Ils arrivaient au niveau des Anglais, ils étaient super forts. C'était Chandis qui avait souvent les trucs très tôt. Et après, il y avait les boutiques spécialisées comme Bonus Beat, tout ça que j'ai connu, quoi. Quand j'avais 19-20 ans, quoi. Bonus Beat, Techno Import. Bonus Beat, c'était vraiment une des premières boutiques ouvertes à Paris. Techno Import, ça a été un peu plus tard. Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu même Garnier, il a ouvert une boutique tout au début, en fait. Je crois. Je me demande si c'était même pas Garnier qui était dans Techno Import tout au début, en fait. C'était pas ça le Russo, Techno Import? Non. Comment? Non, c'est ça le Russo, c'était. Alors sur le Russo, c'était Bonus Beat. Ouais. Bonus Beat, pardon. Ouais. Pardon. Et après, c'est devenu. Elle est passée de Bonus Beat ça s'appelait autrement après. Malheureusement, je sais pas pourquoi. J'avais pas le nom là en tête, et pourtant c'était la plus grande période de cette boutique. Mais au début, c'était Bonus Beat, et ça s'est transformé en quoi? Oh là là, c'est dingue. J'y ai travaillé dans cette boutique, mais le nom a évolué après, en fait, je crois. Ça s'appelait plus Bonus Beat, ça s'appelait autre chose. Rough Trade.
Alors Rough Trade, c'était des Anglais qui étaient juste à côté. C'est Chalimar qui le dit, qui l'a noté. Rough Trade, en effet, c'était une boutique qui était juste à côté, dans ce petit périmètre de Bastille, où il y avait 2 ou 3 boutiques spécialisées. Où il y a eu aussi après la nôtre, TSF, Sound Factory. Et en fait, c'était un tout petit périmètre de 100 mètres carrés où il y avait 2 ou 3 boutiques spécialisées électroniques. Donc c'était top parce que tout était au même endroit et en plus tout le monde dans sa spécialité. On retrouvait les Anglais, BPM, voilà, je cherchais, c'était Bonus Beat après qui est devenu BPM. BPM qui était spécialisé plutôt américain. Et donc c'était bien parce qu'on pouvait choper un peu voilà. Chacun selon ses influences à l'époque. US Import aussi, je vois Hugues dit, mais c'est vrai que c'était plus. US Import, voilà, c'était pas Techno Import, c'était US Import. C'était le fameux US Import. Orienté sur la Belgique et tout ça. Il y en avait qui étaient orientés vers les États-Unis. Il y en a c'était plutôt l'Angleterre. Ouais. C'était. C'est ça. Bon, on va illustrer. On nous demande un peu de son. On va illustrer cette période. Tu as le première. Alors attention, j'ai mis les 3 versions. Donc comme tu veux. New Age, Flying ou Boeing Mix. Si tu vois de quoi on parle. New Age, Boeing ou Flying Mix. Je pense que New Age, c'est celui qui est le plus représentatif, il me semble. Allez, fais péter. Bon, celui-là, il est facile à trouver. Mais attention, il y aura peut-être un piège. Le premier qui dit un prénom féminin d'origine belgique, il sort du live et on lui parle plus. Hein. Ça aurait été dit. La rend dans toute une période là. C'est ça. Fields, Age of Love. Oui, bien sûr. Bon, c'était pas non plus très. Voilà. Nicolas Cade aussi, il a trouvé. Jérémy dit confettis. Bon, ça y est. Vous partez en vrille. Alors attention, le Age of Love de 1990, s'il vous plaît. Hein. Ouais. Pour moi, il n'y en a eu qu'un, c'est celui-là. Plaisantez pas avec ça. Hein. Ouais, celui de Sanctioni. Ouais. Qu'on a reçu d'ailleurs dans l'émission et qui nous a raconté tous les détails de ça, tous les making-of de tous ces projets. Donc si vous voulez voir, bien sûr, allez sur le replay de l'émission historique, allez voir l'interview de Bruno Sancioni que nous avons faite il y a, je sais plus combien de temps. Oh, quelques temps maintenant. Il y a un an et demi. Hein. Tous les petits secrets. Allez-y. Et ça oui. Ouais, très, très bonne émission pour ceux qui veulent comprendre un peu mieux cette période-là et surtout ces morceaux cultes. Surtout que Bruno Sancioni, avec ses autres pseudos, il y en a fait. Lui, alors là, c'est n'importe quoi. Vous aurez des anecdotes aussi sur Emmanuel Top, inédites, dans l'émission. Sur Joachim Garraud. Et il y a Pino Danzo dans cette affaire-là. Oui, tout à fait. Ouais. Mine de rien. Au départ, c'est une collab avec Pino Danzo, mais sous son vrai nom, quoi. Ouais. Je sais plus quel est son vrai nom d'ailleurs. Et après, bon, bien sûr, ça a été repris par les Allemands. Ouais, c'est là que ça a explosé. C'était passé. Alors, une fois, j'ai eu sur un petit forum. C'est là que ça a explosé. Ça a réexplosé à ce moment-là. Voilà, ça avait marché, mais ça était passé pas inaperçu, mais pas loin quand même. C'était pas non plus. Oh là, c'était quand même. Oh là là, ouais, quand même. C'était quand même The Club, vraiment. Hein. Mais ça a été avec quand après les soirées ont vraiment pris un essor pas possible et qu'ils ont remis ça sur le tapis avec la version allemande, encore plus cérémonie comme ça a pris une ampleur pas possible, complètement. Ouais. Il y a Jérémy qui dit que c'était la musique d'intro du Boccaccio. Ah, c'est possible, oui. Boccaccio, c'était à fond. Ça serait bien trouvé, forcément. Là, c'est un génie ce Bruno. Ouais. Ah, on s'est régalé de l'avoir. Ah ouais, ce morceau. On est content, on parle avec nos idoles. C'est quand même magnifique. Et on va en recevoir d'autres. Hein. On vous travaille, vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant. Mais à ce moment-là, cette année-là, 90, mais il y en a plein des comme ça. Mais j'aurais pu faire une playlist de. Écoute, alors t'aurais pu en mettre plus si tu voulais. Hein. Ah ouais, mais là, il y en a. Il y en a d'autres, hein, t'en as mis. D'ailleurs, t'en as mis pas mal dans cette période-là. Ouais, mais 90, c'est vrai que 90, mais cette année-là pile, mais c'est hallucinant le nombre de choses qu'il y a eu très complètes en fait. Pas juste des morceaux comme ci comme ça qui sont bien ou un peu trop minimal ou quoi, mais vraiment des morceaux super aboutis avec une petite mélodie, etc. En 90, mais c'était blindé. Il y a vraiment une année de fou comme ça. Et ouais, c'est parce que même la dance music était excitante en fait, même un truc commercial c'était chouette.
Ouais. T'avais plein de styles différents. C'était. Ouais, c'était une année très riche pour la house music, en tout cas. Enfin, et la techno, quoi. C'était entre les deux à chaque fois, en fait. C'était house et techno en même temps. C'était pas encore, il y avait pas encore cette séparation forcément vraiment évidente entre les deux styles. Ouais. Même si elle existait déjà, mais en tout cas, il y avait aussi des gros morceaux comme ça qui finalement étaient un peu dans les deux, en fait. Ouais. Parce que ça, on appelait ça de la techno en 90, hein, Age of Love. Aujourd'hui, on dirait que c'est de la house, quoi, en fait. Ça, c'est pareil, c'est des débats, ça, c'est toujours. C'est clair. Oui, non, mais c'est vrai parce qu'aujourd'hui ça fait house music mais en fait c'était très techno dans le son. À l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais souvent on parlait de techno house. Ouais, oui, après Tu la vois tech house. Ah non. La tech house. Techno house. Mais ça c'était plus tard, bien plus tard quand on a moi dit je te parle de Non, de techno house, attention. Techno house, c'était. Ah oui, techno house. Techno house, c'était ce que, par exemple, Inner City Big Fun, à l'époque, c'était présenté. Nous, aujourd'hui, on dirait que c'est de la house music, mais à l'époque, c'était de la techno house. C'était de la house music techno. Ouais, mais c'était de la techno pour les mecs de Detroit, hein, ça. Mais c'était de la techno en vrai. C'est de la techno chantée. Ouais. Mais c'est vrai qu'Inner City, c'est de la techno chantée. C'est vrai qu'après, les termes évoluent, mais. C'est de la techno de Detroit, quoi. Et elle était chantée, effectivement, mais voilà, parce que c'est le côté soul, en fait. Ça serait plus de la techno soul, en fait, quoi. Ouais, c'est ça, de la techno soul. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu tout un tas d'appellations, le garage. Ouais, mais après, ça, c'est en fonction des endroits. À Chicago, on parlerait de house plus facilement. À New York, on parlerait plus de garage. Et à Detroit, on parlerait plus de techno, en fait, en général, quoi. C'est un peu les différences qu'il y a eu, quoi, en fait. Chacun s'est influencé les uns les autres. Mais les mecs de Detroit disaient que c'était de la techno, parce que à la limite, ça avait le côté house, en fait, pour eux, c'était le côté soul des vieux labels, de la Motown et tout ça. Et pour les mecs de Chicago, c'est de la house, mais si elle était un peu plus techno, c'est de la house parce que c'est tout le côté disco quelque part derrière. C'est vrai, ouais. Et en fait, c'est un peu vu comme ça pour chacun. Mais après, quand tout le monde s'est rassemblé, bon bah voilà, après ça fait cette espèce de melting pot. Mais et pour les Américains, ça a toujours été de la house music en fait, dans ces années-là en tout cas. Ouais. Et il y a sur le live, il y a Fields. Les New-Yorkais, pardon, pas les Américains, les New-Yorkais, c'était de la house music. Hein, oui, à New York, parce qu'après tu avais la house de New York versus la house de Chicago, effectivement, et c'était pas pareil. Et Fields dit sur le forum, c'est marrant comme les styles changent de nom avec le temps, et c'est vrai que. Exactement. Après, sans vouloir être, c'est vrai qu'on pourrait dire un pinaille, bon, on s'en fout, c'est de la musique, c'est bien, ce qui est vrai. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant, tu vois. C'est après tout pourquoi on serait les seuls dans notre culture à pas tu vois, connaître l'évolution d'un mot et de savoir que en 88 techno ça a une signification, 90 c'est un peu différent, 92 c'est encore différent, en 2000 et aujourd'hui, tu vois, c'est. Et si on parle de l'électro, par exemple, du style du mot électro, alors il y a de quoi en faire. Et électro, on n'en parle pas. Électro, parce que là, on n'a pas fini. Parce que si on doit l'évolution du mot électro, on a de quoi faire une émission entière dessus. Oui, tout à fait. Mais c'est ça qui est bien en même temps, c'est que quand on arrive à vraiment dire ça, c'est ça, cette musique, c'est pas bon. En fait, c'est super intéressant, c'est quand tu n'arrives pas vraiment à la définir finalement, et ça veut dire qu'elle est en mouvement, elle est en train d'être créée. Mais quand tu commences à vraiment mettre une étiquette et dis ça, c'est ça, bon, bah, c'est un peu plus chiant, quoi, quelque part, en fait. C'est bien que ça soit dur à définir, en fait. La période, ça veut dire qu'elle est insaisissable et qu'elle est super vivante, en vrai, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Après, c'était plutôt plutôt après, il y a les questions un petit peu plus sur le recul aujourd'hui. Mais c'est vrai que, aujourd'hui, ce qui est un peu dérangeant, ce que j'observe, hein, si tu veux, c'est là, c'est l'occasion d'en parler un peu entre passionnés, mais moi je trouve qu'en fait on reprend des formules qui dans le passé s'appelaient d'une certaine façon, sans rien changer quasiment pas, et en donnant un nouveau nom, pardon. Et ça c'est quelque chose qui pour moi est un peu inquiétant, parce que si tu veux, quand la trance est arrivée. Edge of Flush, c'est déjà de la trance. Un petit peu, ouais. Mais si t'écoutes Lil Louis dans une interview, il disait quand il a fait French Kiss en 89, pour lui c'était de la trance, tu vois. Oui, par exemple, ouais, aussi, ouais, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, pour un morceau trance, on va appeler ça de la techno mélodique. Et oui, parce qu'on met des concepts sur il faut mettre des concepts, des mots sur des concepts, en fait, quoi. Et tu vois, il y a des mots que je prononce pas, normalement c'est interdit, c'est un mot interdit chez nous, mais bon, je vais quand même le dire, en fait, pour dire dance music, maintenant les gens disent EDM.
Ouais, l'électronique dance music. Ce qui n'a, en fait, si tu veux, si tu pèses le truc, on pourra même faire une émission là-dessus parce que moi, ça me sidère. Ça n'a aucun sens, en fait. Bah en fait, chacun en a sa définition. Moi, il y a des Anglais, ils vont dire que de l'EDM, c'est vraiment la source, en fait. Mais ils voient pas ça comme le côté un peu populaire, un peu violet de la musique, quoi. En fait, ils voient ça comme une base, en fait, l'EDM, le côté électronique dance music, quoi, comme quelque chose finalement d'assez pur à l'origine. Mais c'est une histoire de concept et selon les pays, on le voit pas de la même manière, en fait. On définit pas forcément de la même manière, ça. Mais ça, après, c'est du blabla, en vrai, quoi, finalement, quoi. Nadège, elle le dit, heureusement que les musiques et leur définition évoluent, c'est ce qui fait leur richesse, je trouve. Exactement. Voilà, tout est là, c'est ça. Je suis bien d'accord. Je vais méditer tout ça. Ouais. Après, le problème, c'est que c'est pas nouveau, c'est juste le nom qui change. Tu prends un truc qui existait déjà, ça a un nom, et tu changes de nom, tu changes pas le truc. Est-ce que c'est vraiment changé, évolué ? Moi, j'ai un doute. Hein. Après, j'aimerais bien que vous me convainquiez. La house, ça peut être du disco, hein, des fois aussi. Ouais. Il y a des trucs de house, il y a des mecs du disco pour dire c'est du disco. Ouais. Et si vous voulez vraiment qu'on s'énerve, on va sur Discog et on regarde les styles qu'ils mettent sur les Discog. Et là, par contre, on se bagarre tous. C'est horrible. Là, c'est-à-dire que, alors, pour vous donner, quand avec Jean, justement, on reçoit des lots de disques et qu'on classe, on voit si on vend, si on garde pour nous, tout ça. Donc on les regarde sur Discog, forcément, on regarde combien ça vaut, tout ça. Et à chaque fois, on voit les styles. Et à chaque fois, on a envie de mettre des gifles, quoi. T'as envie de dire, quoi, de la tech house, ça, en 80. C'est les styles, c'est n'importe quoi. Depuis que Discog, il n'y a plus de vote, parce qu'à une époque, je sais pas, il y a ceux qui ont connu Discog aujourd'hui, mais à l'époque, nous, on est des pionniers de Discog. Avec Jean, on peut le dire, hein, franchement. On est depuis 20 ans sur Discog. Je sais pas si toi, tu y allais, tu vas encore, toi, Jérôme, sur Discog. Ouais. Donc, Discog, c'est simplement la bible de la musique, hein, de tout collectionneur. Et au début, il fallait voter. C'est-à-dire qu'on soumettait nos modifications, il y avait des modérateurs qui votaient. Et un jour, ils ont ouvert tout ça, et là, les bras nous en tombent. Et les styles, c'est du grand n'importe quoi. Et avec Jean, il faudrait, je pense, si un jour on voudrait, au moins dans les morceaux qui nous intéressent, hein, il nous faudrait 1 an pour faire corriger tout ça. Et sans savoir, et ça se trouve, t'as un autre qui va arriver derrière. Oh, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a rechangé, il va remettre. On n'en finit plus, en fait. Ah ben, Fields dit un truc sympa, petite citation, la house c'est la revanche de la disco Dixit Frankie Knuckles. Oui, c'est vrai, ouais. Pourquoi pas. Bon, ben la house, c'est sûr, elle sans le disco, pas de house, hein, ça c'est évident. On va rester sur 90, mais ce coup-ci avec, on va plutôt aller on était en Europe, là, on va plutôt aller sur la... Allez, on va voir s'il trouve, je monte le son. Ouais, plutôt sur le continent, le nouveau continent. Ah oui, ça vous paraît vachement truc, mais c'est 90. Voilà, ceux qui trouvent, ils sont bons quand même. Oh, ça peut se trouver, ça. Oui, mais moi je le connaissais pas, franchement. Ouais. Bon, ça trouve ou pas ? Alors attends, parce que ça... Hop, ça revient. Ah, il y a Nadège qui dit ça pourrait être une UR. Pas mal. Ça groove. C'est moi ou il t'a influencé ce disque, Jérôme, quand même ? Parce que je repense à tes prods. Et celui-là, en fait, il y a l'intro aussi de ce truc-là qu'on n'a pas entendu, qui est incroyable en fait. Parce qu'il y a 2 minutes d'introduction où c'est que des nappes en fait, et Paris sur ça. Oh, je pourrais le mettre, hein, je peux le préparer. Hein. On a 2 personnes qui s'affrontent. On a Transmat Jeff Strike versus UR de Nadège. Transmat, ouais, bien vu. Transmat. Le label, c'est ça. Maintenant, il faut trouver le. Alors, Jean-Philippe dit Carl Craig, un vieux Craig. Pas loin. C'est pas loin, ouais. ODM, c'est quoi ODM? Peut-être une vanne. Non, Chalimar il dit. Non, ODM c'est être les abréviations de groupe.
Ah non, peut-être pas. Il y a peut-être un truc d'accord. Alors, j'ai empêché de revenir en arrière pendant le live par rapport à la dernière fois. Donc là, cette fois-ci, il n'y a pas de risque, les gens sont en direct. D'accord. Voilà. Pour revenir en arrière, il n'y aura pas le choix. Il faudra, à partir dès que l'émission est terminée, Speed en fait, DJ, revenir non. en arrière. Métroplex. Ouais. Bon, on met la réponse ou... Cybertron. Non, Derrick C'est May. bien pour Pat, hein. Frédéric. Il a trouvé Derrick May, oui. Ouais, Alors, ouais, alors bon, je mets la réponse. ouais, mais c'est ça. Hein. Voilà. Ouais. Rhythm is Rhythm, mais c'était Derrick May. Hein. Oui, voilà, Ouais. ouais, sous un autre pseudo. Et le Ouais. titre, c'était Imanon. Imanon. Là, c'est The Beginning en fait, hein, celui-là qu'on entend là. J'avoue que je ne connaissais pas. Ah, c'était The Mais- Beginning. Ouais, Imanon en fait, c'est la partie juste avant The Beginning en fait. Effectivement. Mais c'est un morceau qui s'enchaîne en fait, les deux. Mais en fait, c'est très bien, hein, c'est le Aspect Mix de Beginning, ouais. Qui dure 7 minutes à peu près, ouais. Ah non, c'est pas le Beginning, non. Beginning, et je crois qu'il commence pas rythmé en fait. Alors, je sais plus lequel c'est là, des trois là, par contre. Mais en tout cas, c'est Rhythm is Rhythm. Il me semblait que c'était Manon, en effet. Mais, parce qu'il y a eu beaucoup de versions de ça. Hein. Il en a fait pas mal de variantes, en fait. Mais... Allez, encore Bon, en un tout petit. cas, Rhythm is Rhythm, de toute façon, ils sont tous bons. Encore un petit. Alors, on est vraiment pas loin que... Ah, on va voir s'il trouve. Hein. Ça, c'est peut-être plus facile à trouver, non? On va voir. Oh la vache, elle arrive. C'est la note. Incroyable. Pour les codes. Nicolas Cat, Eye of the Storm. Il a trouvé. Ouais. Bien Bravo. joué, Nico. Bravo, Nico. Bravo, Nico. Allez, pochette. Aito Ouais, State, pas loin. C'est vrai que ça sonne. Jérôme, ouais. Il y a des petits sons à la Aito State, c'est vrai. aussi, ouais. Bon, c'est Aito State qui reprenait un petit peu le son UR, mais. Ouais. Ça c'est ouais, Mad Mike tout seul, ouais, carrément. Ouais. Je comprends bien. C'est pas forcément celui qu'on le connaît le plus du R en fait, mais c'est utile et génial quoi. Ah, il y a Jérémy qui dit petit. Cette année-là, ils ont sorti un disque qui tournait à l'envers. Ouais, c'est vrai. En 90, et ils ont commencé par la fin du son. Alors, un Ouais, qui c'est faisait vrai. ça, c'était Jeff Mills. C'était Jeff Mills, c'était Fuel for the Riot qui faisait ça. Le UR. Ouais, il y en a eu plusieurs, il y a eu X101 aussi. X101 aussi, ouais, c'est vrai. X101, ouais, c'était le moment, des fois il y en avait un qui était à l'endroit, Ouais. le deuxième il était à l'envers Ouais. et tout. Bah, Yodi McBride aussi, hein, le basketball et Ce rose, qui est il y avait bizarre, ça. c'est qu'en fait le son suivait la gravure, c'est-à-dire à un moment donné, en fonction des breaks et tout, le vinyle avançait et il se déplaçait d'une certaine manière. C'était assez hallucinant quoi. C'est à l'époque où les usines s'amusaient et il y avait des vrais. C'était l'essor du vinyle, donc du coup il y avait une expérience et un domaine. Enfin, ils avaient un savoir-faire. Certaines usines avaient un Il y en savoir-faire a qui faisaient des unique. Hein. boucles. Ah bah ça c'était eux en plus, hein. C'est eux qui gravaient, c'est eux qui faisaient tout. Il y avait des boucles, il y avait aussi les formes bizarres. Tu te faisais des boucles, hein, c'est vrai, tu pouvais mixer des boucles des fois. Tu avais la boucle, tu la mettais, donc tu avais le morceau, à la fin tu avais 3-4 boucles, tu mettais, après tu pouvais t'amuser si tu avais 3 platines par exemple. Enfin, fallait y penser quoi. Ouais. Ah ouais, ils étaient vraiment en pleine grosse créativité à ce moment-là, d'avoir la résistance. C'est le moment de poser la question. Alors attends, laisse-moi juste trouver le jingle Ça, quand même. on On fait ça bien. On la pose à tout le monde. Bah si, on la pose. On est obligé de la poser. Il y en a qu'un à qui on l'a Allez. pas posé. Attention. Sauf s'ils sont vraiment. Parce qu'il avait moins de 30 ans, c'est pour ça qu'il n'a pas posé la question. Même s'il connaissait déjà. Il connaissait, mais. Allez, c'est l'heure. Petit jingle, Allez. Jérôme. On va te mettre un petit jingle et tu vas comprendre de suite. La question maximum. Voilà, donc je mets ce logo toujours. Hein. Est-ce que ça te dit quelque chose? Bah... oui, oh là là. Alors, vas-y. Carrément, ouais. Tu connaissais, tu y es déjà allé, tu t'écoutais.
Ah, j'écoutais, je suis allé à la Grande Rêve qui était au Bourget, je crois, en 90. À la fameuse. C'est une des grandes rêves qui a lancé un peu tout le mouvement en France aussi, quoi. Ça fait partie d'une des plus grosses soirées qu'on lancé, qu'on disons officialisé, on va dire, le mouvement là. Cette rêve maximum, je crois que c'était au Bourget, il me semble. Ouais, la rêve du Bourget. Il y a attends, de mémoire, il y avait, je crois, il me semble qu'il y avait Westbam. Alors après, je sais plus. Alors ouais, je sais plus qui y avait, mais je me souviens. J'étais pas encore vraiment DJ à ce moment-là, mais je me souviens trop y être allé. Ouais. Paul Van Dyk, non, c'était pas Paul Van Dyk, c'était un Allemand qui a eu du succès après avec la. Peut-être Paul Van Dyk, je ne suis pas sûr. S'il y en a qui le savent, je pense qu'il y en a qui sont plus forts que moi à ce niveau-là. Il me semble qu'il y avait Westbam. Purée, la rêve du Bourget, je l'ai en cassette, tu sais, des extraits et tout là. C'était quelque chose. T'y étais toi? Oui, je me souviens, ouais, très très bien, ouais. Mais pas, enfin très très bien non, puisque je suis incapable de dire qu'il y avait, mais je me souviens, j'ai une image de la salle, de comme c'était et tout, et c'était une des premières grosses soirées parisiennes, quoi. Enfin, voilà, parce qu'il y avait eu la même année, il y en avait eu 2 ou 3 comme ça où ça rassemblait des milliers de personnes, et Maximum avait fait ce truc-là, quoi. C'était en direct en plus, hein. Ouais, retransmis en direct sur Maximum, la radio. tout à fait. Si, Jean-Phil, il y avait aussi D-Check, il y avait D-Check aussi, oui, Ad. Ah, exact, il y avait D-Check, ouais. D-Check, notre copain. Alors, LFO 808 State, il me semble que c'était plutôt... LFO, c'était celle de Libération. Ouais, c'était un peu plus tard. C'était la même année. La même année ? Ouais, c'est celle de Libération, c'était celle où j'étais. D'ailleurs, il y avait LFO, Laurent, Eric Rug et moi, je crois, un truc comme ça. Et en fait, effectivement, le live, c'était LFO. Et c'était à la Défense, ça. Et c'était énorme, c'était en 90 aussi. Ah oui, la rêve de... 91 peut-être, ouais. Et celle-ci, elle est peut-être un petit peu avant celle de Maximum, ouais. 90, ouais, parce qu'elle jouait pas encore vraiment, ouais. Ouais, parce qu'il me semble que LFO, les lives, ils ont vraiment démarré qu'en 91. Mais bon, après, je dis ça, mais c'est pas sûr, faudra vérifier, mais... Et ouais, ils étaient venus, ouais, la Maximum, c'était vraiment une des toutes premières rêves. Ouais. Du moins, en tout cas, sponsorisées, etc., officielles, qui se passaient pas dans les bois, voilà, quoi. C'était vraiment officiel, on va dire. S'il y en a qui regardent ou quoi, vérifie, dites-nous un peu qui était le line-up. Et oui, Eric Rug, voilà, effectivement, tu as parlé de lui sur le forum. Ça, c'était sur celle de LFO La Défense, ouais. 8 décembre 90, le Bourget, mon Dieu. Ah, 8 décembre 90, voilà. Bon, voilà. Ouais, c'était vraiment quelque chose. Hein. C'est quand je réécoute la cassette. Alors c'est marrant parce que tu sens qu'au niveau des techniques de mix, c'était pas spécialement. Tu vois, si tu rates purement le mix, tu te dis ouais bof. Mais au niveau de la programmation des morceaux et de l'ambiance, mais tu t'en fous que ça mixe de traviole, quoi. C'était génial, quoi. Il y avait pas encore, c'était pas encore très c'était pas encore très très précis dans le mix, quoi, clairement. Ouais. 17 000 personnes, Nicolas K, Didi? Sur laquelle 17 000, ça me paraît beaucoup. 17 000 personnes? Ouais. Je sais pas, franchement, en tout cas, c'est vrai que c'était un chiffre hallucinant. Hein. Même par contre, maintenant, 17 000, je sais pas, mais c'était un chiffre hallucinant cette soirée, ouais, c'est clair. Mais je me rappelle plus combien. Bon, en tout cas, tu l'as vécu, c'est quand même. En fait, t'as vécu les trucs les plus fous, quoi. Bah, j'ai eu la chance, ouais. Carrément, ouais. C'est de la légende là, tu vois, tout ce qu'on dit d'habitude, tu vois, c'est t'as vécu le terrain vague tu vois, du hip-hop. Ouais, non mais c'est vrai que oui, Summer j'ai eu la chance d'Ibiza, de connaître beaucoup de choses. Le Boccaccio. En effet, depuis ce moment-là, ouais. Le Boccaccio, les soirées au Palace, le Rex, t'as tout vu, quoi. Ouais, j'étais au bon moment. Pour moi, c'est plus fort que tu vois que. C'était là au bon moment. C'est plus fort que. C'est aussi fort, allez, que Rockfort allait sortir, qu'un fan de rock qui parle à quelqu'un qui a fait Woodstock, tu vois. Ouais. Ah oui. On a eu notre Woodstock à nous, hein, c'est clair. Hein. Le genre de truc qui arrive qu'une fois. On l'a eu Woodstock dans l'électro. Et les DJ qui t'ont influencé, donc on va dire les DJ, bon là on est 90-91, quels sont les DJ qui t'ont influencé à cette époque-là? Moi particulièrement à ce moment-là, c'était Guillaume La Tortue en fait. Ah ouais. Qui a pas été un mec qui est resté très longtemps, on va dire. Ouais. Par contre, c'était un mec alors pour le coup qui mixait.
en fait, Ouais. et qui crée vraiment des univers de malade mental en fait en mixant. Et lui m'a vraiment, c'est lui qui m'a vraiment tiré aux platines, je crois, en quelque part. Hein. Parce que je chantais qu'il faisait des choses avec des disques, en fait. Il mettait pas simplement des morceaux, il créait des atmosphères, en fait. Il créait des atmosphères, il pouvait mettre un morceau en 33 tours à la radio quand il mettait à la Radio Nova et qu'il voulait te donner un côté un petit peu plus cool, ambiante. Il mettait un morceau en 33 tours, par exemple. Il créait comme ça des ambiances et il était très, très, très envoûté à ce moment-là par cette musique, ce mec. Et au départ, on n'était pas du tout copains, d'ailleurs. Puisqu'il a pas du tout supporté moi quand j'ai fait des after hours à Paris, alors que lui il avait un peu la main mise sur les after hours à Paris et ça a été un peu le bordel au début, mais moi j'étais vraiment admiratif de ce qu'il faisait en fait. Vraiment. J'aimais bien aussi évidemment, il y avait Laurent qui était là depuis un moment et tout, voilà, qui avait son truc et tout. Il y avait le Yann aussi, Yann qui était un DJ qui était le premier résident du Rex Club dans les années 90. Et Yann qui avait créé la fameuse compile à l'époque où les compiles cartonnaient, les compiles CD mixés, Techno Story 1 et 2. C'est lui. Alors ça c'était Fairway Records, je crois. Ouais, mais DJ Yann qui avait été à l'origine de ce projet. Il y avait Yann aussi. Oui, il avait. Ouais, ben moi c'était à l'époque, moi j'ai toujours été old school si tu veux, et j'étais content à cette époque où tout était Transcore, Goa, machin truc, ça me saoulait. Ouais. Et en fait, de voir ce mec qui faisait Techno Story 1 et 2 et qui mixait que du RNS, du machin, que des vieux trucs. Oui. Et du coup, j'avais un peu étudié le gars, et c'est vrai que Yann, je trouvais que c'était cool de le faire à l'époque. Oui. Oui, et lui, il avait la boutique qui s'appelait Techno Apport, justement, à Paris, à ce moment-là. USA Apport, pardon, pas Techno Apport. USA, oui. Bon. USA Apport, il avait cette boutique, parce que USA Apport, oui, donc c'est bien ça, cette boutique, quand elle a démarré, il y avait Laurent dans cette affaire, là, Garnier. Après, Laurent, il a lâché, et Yann, en fait, il a repris, et de cette boutique, il l'a développé, il l'a déménagé, il l'a mis dans le centre de Paris, je sais plus, c'était une petite rue, vers la rue de Rivoli. Et en fait, il avait sa boutique, et tous les vendredis, en fait, c'était lui DJ résident du Rex Club, en fait. Mais ça a duré 2 ans comme ça, avant que Garnier fasse des soirées Deep et compagnie. Hein. C'est vraiment 90, 91. En fait, c'est vraiment là où il y a eu le milieu, où en fait, où il y a eu le noyau dur qui s'est créé dans la techno à Paris, parce que c'était le rendez-vous tous les vendredis, en fait. Et au début, il y avait 50-100 personnes. Le noyau, c'était ça, quoi. Et il a grossi le noyau. Et c'est vraiment ces soirées-là qu'ont mis les gens en relation. Enfin, c'est là où tout le monde était à plus ou moins en relation, tout au début, du moins, quoi. Et ça a beaucoup joué, en fait. Et Yann, il n'a pas été il a été un petit peu oublié, Yann, oui. Parce qu'il n'a pas vraiment continué, etc. Après, il y a eu les soirées de Laurent au Rex, etc. Et il jouait plus à ce moment-là. Mais comme Guillaume, en fait, c'est des mecs, je trouve, qui ont beaucoup influencé le début, en fait. Et qui ont été très, très importants, alors, à ce moment-là, en fait. Qu'est-ce qu'ils deviennent, Yann et Guillaume? Ouais, j'avais posé la question. T'as un contact avec eux ou pas? Guillaume, il est parti. Après, il a arrêté du jour au lendemain. Après, il a fait ses compilations un peu fourre-tout là. Enfin, c'est-à-dire qu'il il a vraiment passé l'arme à gauche pour moi à un moment donné. C'est-à-dire qu'il a profité. Voilà, pendant longtemps, il s'est fait chier à faire des soirées. On en a fait des belles d'ailleurs, des afters pas possibles, des trucs inimaginables. Et à un moment donné, en fait, il s'est mis avec Fairway. Il a commencé à faire des compilations. Pour Fairway, mais plus dans une optique de production, de rendement, etc., pour gagner un peu d'argent, etc. Il a pris sa revanche un peu comme ça. Et puis à un moment donné, il a lâché, et puis il est parti dans le visuel, et il est aujourd'hui, enfin jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, il a monté une boîte d'éclairage, mais pas forcément d'éclairage de boîte de nuit, d'éclairage en général, de maison, de quoi que ce soit. D'accord. Il s'est spécialisé dans l'éclairage, quoi, en général, de bâtiments, de maisons, de trucs comme ça. Toujours sur Paris? Non, à Lyon, était. Alors après, il a peut-être évolué depuis le temps, mais c'était ça. Il voulait plus entendre parler de cette musique. C'était bon, lui, il était parti dans un autre délire, en fait. Voilà. D'accord. C'est un mec qui était assez incroyable et qui faisait des émissions à Radio Nova. À l'époque où Radio Nova était exceptionnel, quoi. C'était juste encore après. C'était post-hip-hop, on va dire en 90. Et Nova était super imprégné de la musique hip-hop à ce moment-là, ou alors c'était le côté sud-américain vachement. Ouais. Et Guillaume a vraiment amené un peu la house music, la house music, sa house music à lui, ou sa techno à lui.
à Nova, et il faisait des émissions toutes les semaines le jeudi. C'était assez hallucinant, quoi. Ça allait bien à Nova, quoi, qui était une radio un peu qui faisait bouger les choses et qui faisait écouter des choses un peu différentes, un peu surprenantes. Et ça lui allait très bien, cette émission, en fait. Et Yann? Donc, vraiment, un mec qui m'a pas mal. Après, il y a eu d'autres gens, hein, qui m'ont influencé, mais pas des milliards, en vrai, quoi. J'ai apprécié beaucoup de DJ, mais les deux qui m'ont inspiré, je crois que c'est surtout Guillaume, parce que pour son côté, pour vraiment sa philosophie, sa manière de voir cette putain de musique, et l'italien que j'ai connu à Mosinor, qui s'appelait Francesco Farfa, qui lui était un technicien des platines comme c'était pas permis, quoi, voilà. Qui était une technicité pas possible. Enfin, c'était impressionnant à voir comment il mixait les disques, comment il avait qui l'ont connu une aisance comme ça technique qui était, mais enfin, franchement, personne faisait ça, quoi. Même les Américains des plus grosses boîtes du tunnel ou je ne sais quoi ne faisaient pas ça, quoi. Farfa c'était fabuleux qu'on ait eu la chance, en plus en France, de l'avoir vu, quoi. Ce mec-là, il n'y a pas un mec qui lui arrivait à la cheville au niveau technique, hein, j'entends, mais il était d'une originalité qui était folle, quoi. Et ça m'a aussi beaucoup impressionné. D'accord. Je fais un petit point sur le live parce qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été dits. Donc Nicolas parlait de Yann, DJ Yann, justement, au Queen. Apparemment, il avait tout cassé. Il se souvient bien de lui. On parlait de Salinas avec Guillaume Latortue en 93, les Rave Masters, très bon CD. Il y en a un qui parle de tous ces gens comme Patrick Rognan et Pat Cash. Tout à fait, oui, bien sûr. Alors, Patrick Rognan, c'était un mec de radio, pour le coup. Ouais. C'était celui qui un peu était c'était celui qui passait la bonne parole et qui donnait les adresses des soirées, puisqu'à l'époque, bien évidemment, pour le redire encore une fois, il n'y avait pas d'internet et pas de téléphone portable. Et donc, il fallait suivre à la radio ce qui se passait, et Patrick Rognan était un peu la voix qui disait qu'est-ce qu'on allait faire tel soir, quelle soirée il y avait, etc. Dans son émission Rave Up. Il a tenu pendant des années. Tel after, tel rave, un monument historique. Et qu'il recommence là sur Maximum 2.0. Sur Maximum 2.0, il a continué Rave Up. Là, il reprend Rave Up. Oui, il refait des Rave Up avec des mecs là en ce moment, de la techno, il refait un peu Rave Up. Si je me trompe pas, Jean-Bruce, on pourra en parler. Oui, c'est bon, c'est validé. On l'aura comme invité, Patrick Rognan, prochainement là, justement. On aura Patrick Rognan dans cette émission. On va caler une date dans pas longtemps. On parlera justement de l'ancien Maximum, du nouveau Maximum et de tout ce qu'il faisait justement. Donc si tu disais qu'il disait la messe, c'était le prêtre de l'époque qui disait à tel endroit, attention. Exactement. Ce soir. Alors, petite question, est-ce qu'il y avait les fameuses chassés croisés avec la police? Ah oui, bah oui. On va en parler de ça parce que nous, si tu veux, juste avant que tu expliques, nous dans le sud, c'était les Max sales gosses, c'était les sales gosses, tu sais, qui nous ont raconté leurs petites anecdotes. Il y a des anecdotes de malades avec ça. Et si toi, tu pourras nous en raconter après. Alors, je sais pas si Jean l'inclura dans la fameuse question ou si on en parle un peu maintenant parce que justement ce fameux chassé croisé dans Paris, c'était autre chose que nous dans la nature, dans la campagne. Nous on pouvait se cacher, il y avait des arbres, il y avait des petits morceaux en fond et en parler. Ouais, bien sûr. Allez, on y va. Vas-y. Je suis très content que tu aies choisi ce morceau d'ailleurs. Ça se faisait un peu dans la campagne aussi, hein. C'était les chassés croisés, c'était quand tes rêves, elles étaient pas encore dans Paris, hein. Elles étaient en dur, en fait. Enfin, c'était pas dans Paris même, j'imagine, de soit des hangars ou des lieux. Fallait faire minimum une demi-heure, 1 heure de bagnole à ce moment-là, quoi. Donc, effectivement, des fois c'était Rognan qui disait où c'était. Avant qu'il y ait encore Rave Up, c'était encore le téléphone, le répondeur téléphonique, mais souvent c'était Rognan qui le disait au dernier moment sur son émission, quoi. Alors le temps que les flics tout ça aient pigé tout le bordel, il s'est passé quand même longtemps. Bon, c'est bien. Au début vous étiez tranquille, quoi. C'était vraiment passé du temps parce que ça dérangeait. En fait, personne voyait rien. Ça se passait dans des endroits où voilà, ça se passait très bien. Et puis puis au bout d'un moment, il y a eu des chassés croisés. Ouais. Alors celui qui trouve le morceau, sachant que Jean, on a oublié un morceau de 90 qu'il faudra qu'on mette. Je suis très content que tu aies choisi. Alors pour une petite anecdote, on va pas dire de suite qui c'est. Alors s'il y en a qui trouvent sur le chat, t'es le premier à avoir choisi ce groupe-là. Et moi, j'aime bien aussi ce groupe-là. Et je connaissais pas ce qu'ils faisaient en 91. Surtout qu'ils ont explosé 2-3 ans après. Ils ont explosé 2-3 ans après. Et je savais même pas qu'ils avaient fait ça en 91. Un ou 2 ans après. 2 ans après.
Et d'ailleurs, t'as mis les deux morceaux dans les coups de cœur. T'as mis les deux morceaux du maxi. Si je me trompe, on va écouter un peu l'autre après. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? D'ailleurs, j'aurais pu mettre dans le cartouchier le fameux morceau le plus connu d'eux après. Ouais, cette vibe. Donc ils étaient déjà là en 91, donc prépa. On met l'autre, le deuxième ça du maxi. ressemble pas à Lunatic Asylum. Ouh là là, Romain. Allez, je vous mets le second. Future Sound of London, c'est marrant, Jean-Phi, que tu dises ça. Non, parce que il y a une espèce de petite Snap, vibe, c'est là. pas Snap. Nicolas, Cad, ce n'est pas Snap. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Mais je vois aussi ce qu'il veut dire, ouais. Dans l'esprit, on n'est pas loin. Ouais, j'ai bien compris ce qu'il a voulu dire. Alors, sachant que ce qu'ils ont fait après, le tube le plus connu, n'a rien à voir avec ce style-là. On est plus quand même dans le thème de l'année, on peut le dire, c'est 91. On est un peu plus quand même dans un genre, enfin c'est toi qui l'espère, on est un peu plus quand même dans le 90-91 là, en niveau thème. Par contre, le tube qu'ils ont fait méga connu, c'était quand la trance, ce qu'on appelait la trance à l'époque, est arrivé quoi. C'était un des tubes très. Je l'ai là d'ailleurs, quelque part. Ouais, très bon. Bon, est-ce que quelqu'un le trouve? Alors moi j'étais surpris. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, mince. on va mettre la réponse dans pas longtemps, je suis pas sûr qu'il y en a qui trouvent. Enfin bon, ne sous-estimons pas nos auditeurs. James Spoon. Non, James Spoon c'est après. Non, mais James Spoon, ils ont fait peut-être des trucs en 91. Ouais. Mais c'est allemand aussi, je crois d'ailleurs. Je crois qu'ils sont allemands. Ouais, faut que tu regardes. Ah, ils sont allemands, tu. Pile, ouais, allemand. Technotronic, je pense que c'était pour rigoler là, Coq. Technotronic, c'est allemand, je crois aussi. Bon. Comment? Absolument stupéfiant. Tu disais, Jérôme? C'est pas allemand, Technotronic aussi? Non, c'est belge. Bon, je croyais en même temps. Non, c'est belge. Non, c'est belge. Vision of Shiva, non. Eh non. Ah ouais, mais en même temps, c'est pas loin parce que c'est Vision of Shiva, c'est pas loin. K-Class, non. Bon. Dance to Trance Fields, eh ben dis donc. Bien joué. Ah bah écoute, bien joué. Eh ben alors là. Alors, bon, après, il a peut-être chasamé. Si c'est le cas, dis-le. Un petit coquin, Fields, si t'as chasamé. Même si donne, bravo. Alors, par contre, on donnera pas la médaille du rond, du meilleur design. On va pas donner le meilleur design. On va pas lui délivrer le meilleur design du rond sans travaux. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là? Non, ça c'est Ramin, ça. Ah oui, mince. Alors attends, comment ça fait que je l'ai pas? C'est pas Catéos, ça, en fait, si qu'on voit là. Acid Rock to the beat. Ah lol. Non, ça c'est. Pourquoi je l'ai ouais, pas? C'est Trance, ouais. C'est bizarre parce que normalement. Ouais, mais attends, normalement je dois l'avoir. Pourquoi il y est pas? Parce que c'est sur la même année. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y est pas tout court. Alors, soit je l'ai zappé. Il a pas triché apparemment, ça passe pas sur Shazam. En principe, c'est un cosmonaute, je crois. Alors, je vais de ce pas-là, de suite, réparer cette erreur. Je vais sur Discog. Ouais, ils avaient des bons sons. Power of American Native, c'était effectivement le tube. Ça, c'était le tube qu'ils ont fait. Commercial, ouais. Le prochain, c'est Where is my ecstasy, lol. Dit Nicolas. Ouais. Non, c'était pas Where is my ecstasy d'ailleurs. Mais c'est bien que tu connaisses, dis donc. Pourtant, je l'avais. Cette pochette, je suis persuadé de l'avoir. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. C'est la version originale de We Came in Peace. C'est là. Chac. We Came in Peace for all mankind. Allez, le temps de trouver l'image. Il y a d'autres. Sur le live. Certaines parlaient sur le pont de Tolbiac, tout ça, des soirées que tu as pu faire aussi, parce que du coup on y est là aux premières soirées où tu as mixé, tu me disais ça hors antenne, mais est-ce que tu peux nous dire la première soirée où tu as mixé? La première soirée où j'ai mixé, c'était, donc j'ai retrouvé l'adresse dont on en parlait tout à l'heure, c'est le 52, parce qu'on a fait ça 52, c'était 52 avenue de Saint-Ouen, qui était un squat en fait. Et j'ai mis le l'after hour là, il y avait la soirée, d'ailleurs la soirée c'était Guillaume la Tortue en gros, et l'after hour, comme ça durait pendant longtemps, etc., on m'avait laissé les platines, et puis en fait, ça s'est super bien passé, en vrai. Et puis voilà, ça, du coup, après, ça a très vite de neige, en fait. Voilà. Bon, cette fois-ci, j'ai bien trouvé la bonne pochette. Alors, presque. T'as la pochette du remix qui est vachement bien. Ça, c'est le remix de ce qu'on entend, qui est vachement bien aussi.
Mais par contre, c'est celui qu'il y a là, c'est à peu près le même genre, mais c'est un cosmonaute en fait. Alors je vais te la trouver, parce que je suis sur la page de Discog. Alors attends. Et ça, c'est le remix. Le remix, c'est encore plus, il va encore plus loin, je crois. Alors c'est bizarre. Ce que tu dis. C'est bizarre ce que tu dis, parce que là, je suis sur la page de la release. Non, mais si tu mets juste We Came in Peace Dance to Trance, tu tombes sur l'autre normalement. C'est-à-dire celui qu'on entend là. Mais qui est très bien, hein, c'est l'original, ça. Ah ouais, non, mais attends, faut que je trouve la bonne pochette quand même. Le rouge, c'est le remix qui. Oh là là. Ah, mais c'est bizarre parce que. Ou alors, parce qu'en fait, c'est Let's Get Rolling avec sur le même Weekend in Peace. Ouais, mais le Let's Get Rolling, ouais, c'est celui qui s'appelle Weekend in Peace, c'est sur Stuck Me Plasma. D'accord, attends, mais là, j'ai un truc. Normalement, c'est un peu. J'y suis sur Weekend in Peace, je suis sur le truc. Là, c'est une pochette générique, donc c'est pas celle-là. On va avoir un truc en noir et blanc, Weekend in Peace. Pochette en noir et blanc, astronaute. C'est la tête de Armstrong. Je vais trouver, je suis dessus, je suis sur le coup, je cherche. Ouais. C'est la tête de Armstrong puisque c'est les voix d'Apollo en fait qu'on entend dedans. Alors, je suis désolé, la pochette n'est pas sur Discog. Ah ouais, c'est pour ça que je trouve pas en fait. Alors je vais revérifier. J'ai trouvé le rond centraux, mais ça ira pas. Alors le cosmonaute, il est là. Ouais, sur YouTube, il y a la pochette. Il y a Ampeline qui l'a envoyé, on voit la pochette sur YouTube. Ouais, j'ai trouvé, c'est bon. J'ai trouvé, je vais vous mettre l'écran, ce sera plus simple que d'importer l'image et tout. J'ai enfin trouvé. Donc ça, j'ai trouvé, c'est parce que ça s'appelle Dance to Trance en fait l'album. Exactement. Et ouais, c'est ça. Alors ça, c'est intéressant à savoir. Je ne savais pas. Ils ont commencé à faire. Je vous mets la. Voilà. Donc ils ont fait un truc qui s'appelait Dance to Trance et c'était en 90. Et c'était comme ça se faisait à l'époque. C'était le même nom de groupe. C'est souvent chercher comment on fait Dance to Trance, tu vois. Voilà. Et il y avait ce morceau Weekend in Peace en même temps. Ok, voilà, j'ai trouvé juste avant la fin du morceau, c'était chaud. Hein. Et la pochette rouge, c'est encore mieux parce que le remix est encore plus est encore mieux. Alors je l'ai pas le remix. Alors on peut les chercher sur Discog, mais bon. Les DJ. En tout cas, je suis très content parce que déjà. Il y a Albert. Non, sur Discog, il y est pas, je crois en fait. Enfin, il y est, mais il y a pas la vidéo, je crois. Il y a Albert qui dit que c'est les gars de Dance to Trance, c'est Jamel Mar et DJ Dag. Ouais, DJ Dag, ouais. Exactement, DJ Dag qui était vraiment un des premiers de la trance qui a influencé beaucoup la trance en Allemagne. Mais premier, vraiment, il était là vraiment avant l'explosion. DJ Dag était vraiment un mec incroyable en Allemagne, ouais. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on parle des afters du pont de Tolbiac. T'as des petites anecdotes là-dessus ? Le pont de Tolbiac, oui, l'anecdote. Alors voilà, une soirée typique avec Guillaume la Tortue, par exemple, c'est le pont de Tolbiac. C'est-à-dire que, en fait, comment ça a démarré cette histoire ? Ça a démarré que on devait faire une soirée dans une péniche qui était au pont de Tolbiac, mais en face. De là où on a fait finalement la soirée, du moins l'after. Et en fait, on devait faire cette soirée donc dans une péniche, mais le mec nous a dit en arrivant, non, en fait, je la fais pas avec vous. Là, je peux pas. On n'a pas trop compris pourquoi tout d'un coup c'était désisté à la dernière minute alors qu'on en avait déjà fait plusieurs avant. Et donc Guillaume a dit, j'en ai rien à foutre. On l'a fait quand même. On va se foutre en face. On va foutre le son en face et puis on l'encube aussi pour parler poliment. On l'encule quoi plutôt. Et on lui fout le bordel tout le temps. On n'en a rien à foutre quoi. Là, Guillaume était très comme ça et très radical et parfois ça a payé mais c'était incroyable. Et donc on s'est foutu sous le pont en fait en face. On a mis notre son là et c'est comme ça qu'est arrivée l'histoire du pont de Tolbiac en fait. Mais à la base c'était pas prévu qu'on fasse la soirée là. On devait la faire dans une péniche en face. Et ce pont de Tolbiac du coup on en a refait une autre plus tard et puis après Manu après par exemple le malin il était venu et lui aussi il a prolongé cette idée de faire de ces soirées sous ce pont là et du coup c'est resté comme ça et puis il y a eu plusieurs soirées pendant quelques années parce que c'est vrai qu'à ce moment-là à Paris le pont de Tolbiac était encore assez isolé, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas beaucoup de bâtiments autour donc ça dérangeait pas grand monde en fait. Et donc on avait quand même tenu je sais pas peut-être 12 heures les 2-3 fois on n'a jamais eu aucun souci en pleine journée à mettre la musique là parce que la musique elle dérangeait pas grand monde en fait.
Donc le Pontelbiac, c'était ça, quoi, l'histoire. Il y a eu des histoires pas possibles, des mecs qui sont allés louer des barques, qui sont arrivés avec des barques dans le Pontelbiac. Enfin bon, il nous arrivait des trucs incroyables. Il y a eu un bateau qui passait, qui arrivait, et quand il arrive, on voit que c'est un bateau qui arrive d'Amsterdam. Enfin bon, c'est des trucs pas possibles comme ça. Enfin, des Les mecs, ils ont prévu le coup, quoi. Comme ça, en after hour, tu te dis, mais c'est pas possible que ça arrive. Mais avec Guillaume, ce genre de truc arrivait souvent, bizarrement. C'était assez terrible. Ouais, le Pontelbiac, c'était ça. Et c'était gratos, hein, bien sûr. Tout le monde venait comme ça. Il y avait juste les boissons que tu payais, quoi. Fallait quand même. Putain, Il y a des images, il me semble, au petit matin. Ouais, il y a des images. J'ai vu il y a pas longtemps, parce qu'on avait quelqu'un à ce moment-là. Personne voulait des images. Qui partageait ses archives, là, il me semble, il y a pas longtemps, là. Sauf celle de Michel Mulander, en fait, de son nom, qui lui, on savait que c'était un mec de la teuf et tout, et lui, il voulait vraiment il voulait garder ça. Il avait compris que tout ça, ça allait être quelque chose d'épique, et il voulait en avoir un souvenir. Donc, c'était le seul mec qui avait le droit quasiment d'avoir une caméra pendant toute cette époque-là, en fait. D'accord. Pour filmer. Et donc, bon, évidemment, il filmait à l'époque avec des bandes, hein, le mec. Et il a filmé comme ça pendant 2-3 ans les soirées du début, avant les photographes, avant tout ça, parce qu'on voulait surtout pas qu'il y ait des gens comme ça qui viennent, en fait. Hein. Ça intéressait personne qu'il y ait des photos. Personne n'avait envie de se montrer aux autres. Oui. On était très bien entre nous, en fait. L'histoire était là. C'était privé. Ça, on avait l'impression qu'on était dans un truc. Voilà, entre nous, et que c'était ça qui était super intéressant, c'était le fait que ça se sache que il y avait que ceux qui y étaient, voilà, qui le vivaient, en fait, quoi. Mais personne n'avait envie que ça se sache. Puis on était loin du star system des DJ. Je me rappelle, les DJ se cachaient presque derrière les platines à l'époque. C'était complètement incognito, quoi, quasiment. Hein. Ouais, il y avait pas de star system, il y avait rien. En fait, tout le monde se prenait le truc dans la gueule au même moment. Hein. Il y avait pas d'histoire. Enfin, les gens qui arrivaient, personne n'avait de passé, en fait. Quand quelqu'un arrivait dans une soirée comme ça, il n'arrivait pas dans quelque chose d'établi qui était là depuis des années. Il y avait encore ce côté où tout le monde était surpris de ce qui se passait à chaque soirée. Et donc les gens se sentaient tout de suite bien, puisqu'en fait ils arrivaient dans quelque chose qui était en train de se faire, en fait, devant eux. Et c'est pour ça qu'on voulait pas qu'il y ait de caméra, de machin. On voulait surtout pas tirer de l'attention de choses qui auraient pu créer des problèmes, en fait, d'une manière ou d'une autre, quoi. Et qui auraient forcément pas ramené les bonnes personnes. À partir du moment où on allait le montrer, c'était un espèce de filtre naturel comme ça qui a été préservé pendant pas mal de temps. Et c'était très bien, en fait. C'est ce qui donnait un peu le côté magique de la chose. Ouais. Et ouais, surtout que c'était nouveau et c'était excitant, quoi. C'est ça, c'était nouveau, c'était excitant, mais on voulait surtout pas que ça soit. Voilà, fallait connaître quelqu'un pour y aller, voilà. Et c'était mieux que ça. Voilà, c'est la cooptation. C'était. Voilà, c'était un rendez-vous. Voilà, chacun, les amis en parlaient aux amis et ça suffisait bien comme ça. Il n'y avait pas besoin de le rapporter voilà, avec un haut-parleur à droite à gauche. Il n'y avait pas encore 3615 Rave. Mais je crois qu'il y avait un 3615 quelque chose. C'est vraiment des trucs comme ça, ouais, déjà. Ouais. Ouais, mais oui, après, il y a tout ce bordel-là. Ouais. Ouais. Je revoyais tu sais, je revoyais tous mes vieux codas, mes vieux dance, de la dance pour retrouver des archives sur toi, là. Et j'ai vu une pub sur un 3615 quelque chose. Et c'était déjà à l'époque, je crois, 91, 92. J'ai oublié le nom de ce 3615 partie, ou je sais plus quoi, si jamais ça. Ouais, il y a dû y avoir à un moment donné, c'était la fin un peu de ce truc-là, la Minitel et tout, mais il y a dû y avoir un rapport avec ça. Ouais. C'est juste avant 3615 Rave, c'était un truc où il fallait avoir le. En tout cas, là, sur le live, il y a des gens qui ont connu des soirées, un peu les premières soirées, là, ça leur rappelle des souvenirs. Ils sont aux anges, là. Il y a comment il s'appelle ? Il y a Pierre qui demandait si tu connais les soirées c'était Lunacy. Ah, bien sûr. Les soirées de Pierre. Bien sûr, de Pierre de Lunacy. Ah oui, bah ça, c'était des soirées house music qui étaient très, très connues. Mais pareil, très privé. Enfin, très privé. C'est-à-dire que c'était pas privé à l'entrée. Quand tu arrivais, tu pouvais rentrer. Mais il fallait connaître, quoi. Il fallait connaître la soirée, voilà. Et les flyers, il n'y avait pas des affiches partout en 4x3 dans Paris. D'ailleurs, voilà, mais voilà, c'était Lunacy, c'était des petites soirées un peu
il cherchait quand même à garder une certaine intimité. Il y avait du monde, mais le truc, c'était pas de faire des milliers de personnes avec une musique super cérémonie et comme ça. C'était plutôt de faire un truc intime avec quelque chose de très proche où tout le monde se sente bien, de créer une espèce d'atmosphère amicale en fait, et surtout de complicité en fait. Et les Lunacy, c'était assez fabuleux parce que c'était très bien fait au niveau des DJ qui prenaient leurs choix musicaux et tout. C'était ça avait son originalité. C'était à ce moment-là, il y avait quand même alors il y a des gens qui disaient ouais, mais après il y a eu des clans et tout, mais c'était génial parce qu'il y avait chacun avait sa façon de faire, son style. Oui. C'était fabuleux quoi, de passer d'un truc à un autre comme ça et de voir que personne se marchait sur les pieds en même temps quoi. Chacun avait sa façon de faire ses soirées, et Lunacy était singulier. C'était vraiment singulier comme concept aussi. Ouais, super bien. Manu Casana. C'est 94-95, Lunacy, ouais. Manu Casana, t'as aussi Manu Casana, ça fait partie des premiers mecs. C'est les premiers mecs qui ont fait des rêves à Paris. C'était Manu Casana et Luc Bertagnol. Voilà. Après, il y a eu Mosinor avec Luc Bertagnol et puis Casana. Mais genre tout ce qu'on a appelé les forts de Champigny, ces soirées-là très mythiques du début des années fin 89 déjà. Parce qu'ils faisaient déjà des péniches, des trucs comme ça avec Casana. C'était vraiment les mecs, c'était vraiment eux qui ont fait les premiers rêves, je crois, à Paris, oui. Manu Casana et Luc Bertagnol. Il me semble, en tout cas. Hein. Ouais. À ma connaissance, les premiers rêves, c'est eux qui les ont faits. Et donc là, tu mixais, tu étais DJ, mais tu fais partie des rares, je dirais, DJ qui ont très rapidement attaqué la composition, ce qui est assez rare parce que vous êtes très peu à avoir été tout de suite, si tu veux, avoir été à fond dans les deux en fait. Il y en a très peu. Tu as Laurent Garnier qui était DJ, qui a fait la musique un petit peu après, en 91, mais bon, c'était quand même assez tôt. Comment tu as fait pour t'intéresser à la musique, enfin, t'as acheté un synthé, je sais pas, comment t'as fait pour... Toi déjà en 93 tu sortais des tracks très aboutis sur Omnisonus, on va y venir. Comment tu faisais pour aussi vite avoir assimilé toutes les techniques il y en a qui étaient obligés de collaborer, d'aller dans des studios. Toi, j'ai l'impression que tu as vite tu t'es constitué en home studio rapidement. Comment t'as fait pour aller aussi vite? Comment t'as fait tout court? Écoute, ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que moi je vois pas du tout la chose comme tu me le dis en fait, comme je l'ai vécu. Si c'est à ce qui toi tu le sens comme ça, c'est parfait. Mais moi j'ai beaucoup pensé que j'étais complètement dilettante par rapport à ça, que j'étais surtout DJ et pas trop producteur en fait. Alors effectivement, oui, c'est vrai, je me suis tout de suite acheté, enfin dès que j'ai pu, j'ai acheté un sampler, j'ai voulu un peu toucher le son. Mais voilà, quand tu me parles de morceaux aboutis, pour moi, c'était pas des morceaux aboutis en vrai, quoi. Mais j'ai beaucoup eu de complexes à ce moment-là même, hein, carrément. Sérieux? Hein? Ton premier maxi sur Omnisonus que j'ai acheté à l'époque, qui est un de mes maxi préférés, c'est pas abouti. On va même écouter des extraits tout à l'heure. Écoute, c'est merveilleux. Franchement, c'est merveilleux. Je suis content d'entendre ça. Et pour preuve, Jérôme, parce que bien sûr, on a ta discographie là en son. C'est son propre rip de vinyle. Ah non, mais moi, c'est Donc, pour te dire, c'est son propre rip de vinyle qu'on va écouter tout à l'heure. Le compliment que je voulais te faire, qui n'est pas un compliment, c'est une constatation. Ça devient un compliment, mais dans ma bouche, en tout cas, c'est que moi, si tu veux, à l'époque 93, il y a eu cette explosion de la trance, de la progressive house, de la progressive trance. J'étais très malheureux parce que j'ai horreur de ce son. Et je me suis même réfugié à un moment dans le gabber, pour te dire à quel point j'en ai plein le truc. Et le seul au monde qui m'a réconcilié avec la progressive house et qui m'a si tu veux fait voir les choses sous un autre angle. Ah, ça peut être ça aussi. C'est toi avec ton maxi Pacos Project et j'ai oublié. Ah oui. J'ai oublié le. Ah oui.
Backlash, voilà. Ouais, Et- Backlash Project, ouais. Et si tu veux, c'est comme je disais tout à l'heure. Alors, je suis un peu taquin. Des fois, en fait, c'est pas pour provoquer. C'est pour que quelqu'un me donne un argument qui me fasse changer d'avis. Et moi, j'adore ça. Et tout à l'heure, je parlais de DM. C'est pareil. Faites-moi changer d'avis, je changerai d'avis. Bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'argument, mais. Là, si tu veux, tu m'as vraiment... et je voulais te le dire en vrai, parce que pour te dire, à l'époque, j'étais très malheureux en 93. Je déteste cette année. Parce que moi, j'adorais le son 91-92. Et du coup, un des rares maxi, t'es pas le seul au monde, hein, mais un des rares maxi européens que j'ai, qui m'a d'un coup fait du bien, c'est ce maxi-là. C'est pour ça que... c'est cool. Franchement, c'est super cool, parce que c'est vrai que le Pacos Project, je l'ai bien aimé, en fait. C'est un des rares... Il y a deux vinyles que j'aime bien. C'est celui-là et le Mouvement Perpétuel, en gros, quoi, que j'ai fait. Ah oui. Voilà, les autres, bon. Mais le Pacos Project, c'est vrai qu'après coup, avec le temps, je me suis rendu compte qu'effectivement, il avait du bagou quand même, ce truc pour les On va écouter quelques j'ai des extraits. gens qui demandent, du coup, ils sont curieux. Allez, vas-y, Jean, mais avec quelques extraits. On Je va vais mettre la pochette. Backlash. Mais à l'époque, ça ne faisait pas cet effet-là, tu vois. Hein. Ah oui, ça fait le Backlash, ouais, ça c'est l'autre. Enfin, c'est le Pacos, mais l'autre, ouais. Oui. Et j'arrivais à comprendre ce que tu voulais dire. Et c'est quand la dernière fois, ça me le faisait rarement, ça. Ça me l'avait fait avec The Hacker en 97. Quand il faisait des morceaux techno et pas du tout électro ou électro-clash. Et déjà, j'avais compris ce qu'il voulait dire. Et j'avais accroché sur des petits détails. Tu vois, moi, je suis un peu comme ça. J'ai un côté très féminin, on va dire. Tu vois, dans mon cerveau, j'ai des intuitions comme ça. Et je sens des trucs. Ouais. Ah, ça, c'était avec la Naka 950 qui était invraisemblable. On pouvait faire plein de trucs. C'est clair qu'en 93, t'étais pas dans la mouvance trance là, hein, de l'époque, hein, ce qu'on appelait la trance à l'époque. Au niveau de la progressive cliché, on était très loin. On était très loin de tout ça. Hein. Ouais. Oui, c'était très rythmique et tout. Ouais, c'était pas mal, hein. C'est vrai, c'était pas mal. Maintenant, avec le temps, je me dis que c'était pas mal. Par rapport avec oui, Jérôme. D'ailleurs, c'est un des titres qui sont cotés sur TikTok, et il y a celui-là, par exemple. Ouais, tout à fait. Et Jérôme soulignait que c'était sur Omnisonus, effectivement, le label de DJ Sonic et de, tu l'as dit tout à l'heure. Mais j'étais pas un pro de la prod, franchement, en ce moment-là, vraiment pas. Et j'étais pas j'aimais bien ça, mais j'étais pas. C'est Bangalter qui m'a vraiment mis le nez dedans, en fait. Qui ça? Thomas Bangalter qui m'a vraiment fait comprendre la production, en fait. Ben, faut que tu nous expliques ça, alors. Ouais, bah oui. Oui. Ils étaient pas connus. Comment? Ils étaient pas connus à l'époque du tout. Non, ils n'étaient pas connus, non, mais lui, en 94, ils avaient déjà sorti sur Soma. Et il était tellement envoûté, ce mec, que parfois dans les soirées, il me parlait mais de matos, de machin qu'il recevait de New York et tout. Il achetait des machines, il savait pas d'où ça arrivait. C'était un malade du son. Il cherchait l'erreur il cherchait les erreurs dans les machines, quoi. Les bugs, les glitches, comme on dit maintenant. Les glitches. Exactement. Pour en tirer quelque chose. Et quand j'ai vu comment il en parlait, c'est vrai que c'est là que je me suis dit, putain, faut que je fasse gaffe à mon son, au rendu, à tout ça, parce que moi j'étais jamais très content de la présence sonore que ça donnait. En gros, du mastering, enfin pas du mastering, en gros du mixage et du rendu sonore, tu vois. J'étais toujours un peu déçu de ça, en fait. J'aimais bien ce que je faisais, les idées, des fois, elles étaient bien, et je trouvais que j'avais pas une prod exceptionnelle, en fait, quoi. Et lui, il avait déjà, clairement, quoi. Par contre, ce mec, lui, dès le départ, il avait un truc qui sonnait, quoi. Il savait que, voilà, c'est toujours une histoire de signal, de rapport signal-bruit. Il était complètement bouté. Et là, c'est vrai que c'est ça qui est, après, je me suis pris la tête avec ça parce que j'ai compris que il y avait j'avais beaucoup de choses à apprendre encore de l'attente, en fait, dans la fin. Mais bon, oui, c'est vrai que ce petit Pacos Project, c'était sympa, ouais. On en a un autre du même maxi ou pas? Ouais. Vas-y. Bah, l'autre, c'est l'autre qui a bien marché, qui a été rejoué par les Roumains, là, quand Giraret et compagnie Villa-Lobos, il y a eu cette vague, là. C'est eux qui, en fait, l'ont mis,
fait, finalement, à cette époque-là, personne n'écoutait ce truc-là. Et finalement, quand les Romains sont arrivés, ils l'ont joué, quoi. Et 20 ans après, j'étais pas content, finalement d'avoir des fleurs quand il a été rejoué un peu comme ça, quoi. Je me suis dit, ah ouais, donc c'était quand même, hein. Ça valait quelque chose, alors. Comment vous êtes Mais rencontrés c'était dur à ce moment-là de se faire des amis. Comment vous êtes rencontrés avec Bangalter du coup? T'as quelques anecdotes? Non, par hasard, hein, franchement, on s'est vu quelques fois comme ci, comme ça. On n'était pas non plus des grands potes, hein, mais on s'est retrouvés sur toutes des soirées, voilà. Et dans les backstage, on papotait, enfin, surtout lui, quoi. Lui, il n'arrêtait pas, quoi. Il était tellement goûté de la production, hein, lui, vraiment. Le DJing, tout ça, bon, voilà, lui, c'était la prod. Il fallait créer, quoi. Voilà, là, il expliquait qu'il mettait telle machine derrière telle machine, ça sonnait comme ça, et surtout il allait contre toutes les lois du studio, quoi. Enfin, il faisait tout à l'envers. C'est tout ce qu'il fallait pas faire, il le faisait en fait, quoi. Tout ce que on disait, il faut faire ci, il faut faire ça, non, lui il faisait justement l'inverse pour voir ce que ça allait donner. Donc il était très très impressionnant à ce niveau-là, Bangalter en tout cas. Ah c'est marrant, ouais. Donc tu l'as connu avant qu'il Ah oui, avant Moirk et tout ce bordel-là. Moi, je l'ai connu quand tout le monde dit Stardust, ouais, c'était prévu, c'est une chanson, c'était prévu et tout. Bangalter, je me souviens de me filer le disque en white label un soir au Rex à 11h du soir parce qu'il les avait sous le bras. Et il me dit, ouais, on a fait une chanson. Genre, mais il m'avait filé son premier... ce soir-là, il devait avoir un roulé sur son label, un truc à lui. Là, il a dit, ouais, bah voilà, ça c'est le dernier roulé et tout, voilà, très content. Et genre, tout timide, il me sort le Stardust, en white, il était, bon, bah ça c'est une chanson, mais genre, c'est, dans sa tête, c'était genre un test, quoi. Tu vois, ils avaient fait juste un petit délire. On sait pas trop ce que ça va donner, bon, ouais. On n'y croit pas trop, mais bon. Et tout le monde a dit, ouais, c'était calculé, ils ont fait un truc. Mais en fait, il a jamais rien prévu, ce mec, à la base. C'est arrivé comme ça. C'était juste un délire, ce truc de Stardust, en fait. Et c'est ça que j'ai toujours aimé chez ce mec-là, c'est qu'en fait, il y a jamais rien eu Après, ils ont géré leur image, bien sûr, l'histoire, les robots, mais la musique, il l'a toujours faite d'une manière qui est par hasard quelque part, quoi, en fait, quoi. C'est hallucinant. Tu as gardé contact avec lui ou pas? Non, bah depuis qu'il est parti aux États-Unis, non, pas du tout, non. Donc ça fait très longtemps maintenant. Guy Manuel, tu l'as rencontré aussi ou pas? Oui, mais par contre, on n'a pas parlé extrêmement longtemps. Avec Manuel, bon, non, on n'a pas spécialement parlé. En fait, si, on a parlé pas mal de choses, mais qui n'avaient rien à voir avec la musique. En fait, c'est plutôt spiritualité, en fait. Ah, ok. Clairement, c'était Ramana Maharshi. Pourquoi pas. Tous les mecs, les hindouistes, etc. Je sais pas pourquoi. Je connaissais un peu. On a parlé de ça. Mais avec Bangalter, lui était vraiment. Il avait des yeux qui pétillait, quoi. Bangalter, c'était il bouffait la vie, quoi. C'était un fou furieux, hein, Bangalter, hein, quand même. J'aimais bien ce truc-là. Ah ouais, c'est intéressant. Je trouve ça absolument stupéfiant. Donc du coup, tes premières machines, puisqu'on revient sur ça, bon, il y a eu beaucoup de retours positifs sur cette EP là. Les gens trouvent ça excellent. Ça a très bien vieilli, c'est tout à fait vrai. Même au niveau de la prod. C'est que ça a bien vieilli, en effet, voilà. Sur le moment, ça a jamais marché, moi. Mais finalement, avec le temps, en général, souvent, ça a fait ça. C'est que ça a bien vieilli. Même les compiles, tu vois, mixés. Souvent, avec le temps, finalement, ça a bien vieilli, quoi. Ouais, donc, ça devient même culte un petit peu. Il y a un côté. Donc, bon, c'est cool quand même, quoi. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que sur le moment, ce truc-là, je veux dire, on n'était pas à écouter des trucs comme ça. Et c'est vrai que ça allait mieux après, avec la mouvance minimale ou des trucs comme ça passe beaucoup mieux. Finalement. Mais bon, bah tant mieux, hein. Quelque part, j'ai eu mon heure de gloire avec ce morceau. Même si c'était plus tard, tant mieux quand même, quoi. Du coup, j'ai une petite question matos. J'ai 3 petites questions sous forme de, pas de quiz, mais. Par contre, parle bien près de ton micro, ça t'entend plus. Alors, 808 ou 909? Ah, c'est dur à dire, hein. mais à la limite, je dirais 808. Pourquoi? Parce que c'est le hip-hop. Ouais. Et quelque part, la 808, c'est Marvin Gaye, c'est le hip-hop, c'est la house music, c'est beaucoup de choses. D'accord. La 909 aussi, hein. C'est aussi Madonna, la 909. Hein. J'adore Madonna. Ça va très loin. On a un petit décor quand on parle. Mais la 808 peut-être plus parce que elle est plus.
comme je suis pas, elle est moins, comment dire, extravertie comme boîte à rythme peut-être. Elle est peut-être plus dans la retenue. Voilà, peut-être, quoi, en fait. Donc, ça me correspond peut-être plus que le côté vraiment où on envoie à fond et tout. C'est vrai que moi, ça a jamais été trop mon truc d'envoyer à fond, en fait, quoi. Après, il y a des gens qui savent très bien le faire que j'adore, mais moi, ça n'a jamais été mon truc, en fait. Donc, je dirais plus 808. S'il fallait choisir. Hein. DX7 ou Moog? Alors, pour ceux qui oh, c'est dur. C'est une insulte pour ceux qui savent que c'est que le son, j'ai pas à leur expliquer, mais pour les gens pour qui c'est un peu abstrait, le DX7 c'est le premier synthétiseur FM MIDI avec un petit peu les nouveaux sons, 84 je crois par là, et le Moog c'est un son plus analogique, plus ancien et un peu plus rond et Ouais, mais c'est super dur parce que le Moog c'est toutes les basses invraisemblables qu'il peut y avoir dans le disco, dans les hip-hop, dans plein de trucs. Et le DX7, en même temps, c'est aussi complètement dingue comme synthé. Parce que aujourd'hui tout de suite, je dirais DX7 maintenant. Peut-être. Ah d'accord, ok. Mais par contre, parce que DX7, c'est de la synthèse FM qu'on a à l'époque que personne comprenait d'ailleurs. C'était compliqué à gérer, mais maintenant tu peux éditer un DX7 super bien et c'est une synthèse qui est de folie, hein, la FM en fait, quelque part. Quoi. Et qui aujourd'hui est vachement surprenante encore. On peut vraiment être surpris par un son de DX7, vachement plus qu'un son de Moog par exemple aujourd'hui. Il était très complexe à programmer parce que moi j'ai démarré avec ma prof de musique qui avait un studio. Ouais. Et donc j'allais tous les mercredis à son atelier et il y avait des X7, il y avait tout, des samplers SE1000, il y avait tout ça. Et c'est vrai que j'ai jamais pu. Elle avait un SY22 Yamaha qui avait un son, pas très intéressant, mais très facile à programmer. Et j'étais toujours sur le SY22. Et le DX7, mon pauvre, pour faire une basse ou quoi, c'était trop compliqué, j'y arrivais pas, je comprenais rien. Ouais, mais le DX7, oui, après, en plus, mais en fait, il y a plein de sons, mais c'est le synthé préféré de Brian Eno, par exemple. C'est de la folie, le DX7, la palette qu'il y a. Mais par contre, le Moog, c'est quand même, c'est quand même toutes les basses de plein de trucs que j'adore, quoi. De George Moroder au hip-hop à tous les trucs funk, gangsta qu'il puisse y avoir, de Zap. G-Funk. Tous ces trucs-là, tu vois, P-Funk, bien sûr. Donc, c'est toute une tradition qui est pas, c'est dur à choisir, là. Bon, allez, je te finis. 12 bits ou 32 bits? Alors 12 bits, j'explique. Et moi j'ai envie de dire 8 bits. Moi j'explique. Oh merde. J'explique. Ouais, en fait, il y a le 8, le 12, le 16, le 32. Le 8 bits, c'est les années 80, c'est les jeux vidéo. Le 12 bits, c'est le sampler que vous voyez au-dessus de nous. S950. Qui a un son très... C'est celui que j'ai eu quasiment j'ai fait quasiment tous mes premiers morceaux là-dessus. Tous les Omnisonics qu'avec ce truc-là. Qui était mono. 16 bits, c'était le S1000 qui était stéréo. Et le 32 bits, c'est aujourd'hui le son propre. Je rectifie. Il était stéréo, mais avec 8 pistes mono. Donc on pouvait faire de la stéréo en mettant une piste à gauche, une piste à droite. Mais ça prenait 2 slots. Voilà. Ouais, de toute façon, t'avais un left et right aussi, dans le. Ouais, t'avais un left-right, ouais. J'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre ça, genre, à l'époque. Non, c'était un mono, mais effectivement, il y avait un left et right. Il a quand même fait des bons morceaux à l'époque. D'ailleurs, faut qu'on retrouve ce morceau le remix que t'as fait, là. On en a parlé il y a pas longtemps, de partenaire particulier. Faudrait qu'on le retrouve, parce que tu l'avais fait avec ce sampler. On va se donner comme mission, on va vous retrouver des vieux remix que Jean faisait à l'époque. On va rigoler, ouais. Parce que ce F950, il avait un grain. Et les rappeurs l'utilisaient beaucoup, je crois. Ah ben oui, moi c'était... Le 950, parce que c'était, en fait, c'est le 950, c'est la MPC 2000. Comment dire? Non, avant la 2000. C'est la MPC 12 pas la 3000, pas la 2000, l'autre. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est la combien celle-là? Oh mon Dieu. La MPC? La MPC 60. Voilà. Ah ouh, d'accord. Voilà. Le 950, c'est la MPC 60 en fait. Enfin, la MPC 60, c'est un S950, pas MPC. Et la MPC 3000, c'est le S3000 dans la MPC, en fait. Et la MPC 2000, c'était celle la MPC 2000, c'est un produit qui est sorti après, qui est en 16 bits, je crois. Ouais. Et c'est plus de c'est une autre synthèse encore. Ah, mais oui, t'as tout à fait raison, ouais, tout à fait. Non, mais c'est ça, MPC 60. Absolument. MPC 60 et la MPC 60, effectivement, c'est monstrueux. Quoi. Comme la SP12 et la SP1200.
Ah bah la SP1200, alors là évidemment c'est carrément, bah là c'est toute l'histoire du hip-hop aussi quoi là-dedans, c'est toute l'histoire de Todd Terry. À l'époque je comprenais pas, mais comment il fait Todd Terry pour sonner comme ça? En fait il avait juste une SP1200 quoi. Et c'est l'histoire aussi de encore une fois Bangalter, c'est ça son délire. Ouais. Bangalter, il a eu des mecs avec des SP1200, Van Helden, Todd Terry, tout ça. Et en fait, il a fait quasiment tous ses trucs perso, il les a quasiment tous fait avec une SP1200 qui rentrait directement dans un effet DP4 et directement avec un DAT derrière, sans table d'imixage, sans rien du tout, quoi. Ouais. Et les 3/4 de ses morceaux qu'il a fait tout seul, c'était comme ça. C'était à la SP1200, sans table, sans rien, pour que le signal soit le plus rapide possible et que le son soit le plus fort possible, en fait. Donc tu es 12 bits alors, si je 12 bits, ouais, parce que 12 bits, c'est tellement de trucs qui ont été forts 12 bits. Mais j'aime bien le 32 bits, moi, mais 64, 128, 2150, si tu veux aussi. Mais 12 bits, ouais, c'est vrai que ça marque tellement, c'est tellement une époque dans plein de styles musicaux, le 12 bits, quoi, que ouais. Le hip-hop, boom bap, je sais pas si tu t'aimais bien le rap des années 90 aussi, c'était tout à base de S950, MPC 60 ou SP 1200. C'était c'était au choix. Ouais, complètement. Ouais, carrément. Bah c'est un grain et un son de folie. Ouais. Si c'est bien amplifié derrière, c'est la folie, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ça groove de folie aussi. Tiens, ça nous demande un peu de ta musique. On va remettre un petit morceau. T'as une préférence, Jérôme, ou par rapport à quoi? Par rapport à tes morceaux à toi. Moi, pourquoi vous avez quoi là sous la main? Ah ben on a quasiment tout. Genre, vous en avez plein. Genre j'ai fait 50 000 morceaux. Non, mais écoute, allez, Abstract Samples for Deep Emotion, ça te va? Oh la vache, ouais, ouais, vas-y. vas-y, c'est pas le cas. Là, ouais. Ah, ça c'est du 950 pur. Hein. Ouais, ça c'est ça là, ouais. Ouais, c'est mieux, hein. Ah, il y a un truc, alors ça je voulais en parler, alors je me permets, on parle un peu par-dessus. Ouais, vas-y, parle. J'ai, à l'époque, je pense que nos amis qui nous écoutent, il doit y en avoir qui ont connu ça à l'époque où il n'y avait pas Internet. Et quand on n'était pas à Paris ou à Lyon, tu vois, quand t'achetais du matos, pour pouvoir synchroniser tout ça, comment on faisait pour faire comment on faisait pour faire ça, c'était quasiment impossible. Donc moi je galérais, c'est pour ça que j'ai été très très long à sortir mes trucs, parce que j'étais tout seul dans mon coin et j'avais que des copains rappeurs qui m'ont expliqué comment fonctionnait un Atari, Cubase, S950, sinon j'étais, parce que la techno, les gars faisaient pas de techno vraiment encore. Et j'ai acheté Coda magazine. J'étais fan de ce magazine qui était un truc de fou, qui a été sorti en 93. Et il y avait une petite chronique Technorama. Oui. Alors, il y avait une chronique de Gabriel Lancry qui était là depuis le début. Oui. Mais sans faire insulte à la mémoire de Gabriel, c'était très pointu, très technique et très prise de tête et pas intéressant. Oui, mais il était très. Par contre, il était très bon à lire. Techniquement, il était très pointu. Voilà, donc de mon point de vue, c'était incompréhensible. Et puis, ils ont eu la bonne idée, je sais pas pourquoi, tu peux l'expliquer, pendant quelques temps, c'est toi qui faisais la chronique Technorama. Alors, comment ça s'est passé avec Coda pour qu'il fasse appel à toi? En fait, Coda, le truc, c'est que, en fait, quand ils ont monté Coda, en même temps, il y a eu la boutique des disques qui s'est montée, qui s'appelle The Sound Factory. Ouais. Là où est Techno Import aujourd'hui. En fait. À l'origine, Techno Import, avant Techno Import, ça s'appelait The Sound Factory. Et en fait, c'était Coda. En fait, c'était l'équipe de Coda. D'accord. Donc, alors, le journal et le magasin, tout se passait au même endroit. On a des archives, regarde, si ça te parle. Je vais te mettre la photo. Donc, parce que Jean est un grand fan de Coda. Est-ce que ça te parle, ça? Voilà. Tu vois, Gabriel, c'était ton studio. C'est ton studio, ça?
Attends, ça c'est où ça? Attends, va doucement. Attends, faut que je le mette parce que. Attends, je sais pourquoi. Attends. Ah oui, mais ça c'est quasiment. Mais ça c'est le studio de BPM en fait. Attends, parce qu'en fait, faut que je modifie la durée des prises, sinon ça va faire que zapper. Attends, je modifie la durée des prises, que là ça va zapper. Bon, ça me permet de voir des photos de toi. C'est sorti en Coda, ça? Non, attends, ce qui est sorti dans Coda, je vais le remettre. Ça, c'est le studio de BPM, hein. C'était quand je travaillais, parce qu'en fait, j'ai travaillé à BPM, mais à BPM, je travaillais comme ça, je travaillais pour la gloire, je gagnais ce que je gagnais, c'était des disques gratuits. Ouais. Et après, quand il y a eu The Sound Factory, ils m'ont appelé pour travailler chez eux, qui était la boutique à 200 mètres, hein, le concurrent direct, quand ils ont monté Coda et tout ça, et je suis allé là-bas parce qu'ils me proposaient un salaire et tout, etc. Ils s'étaient reliés avec moi, c'était les mecs de Mosinor et tout, c'était Bertagnol au début, tout ça. Donc, c'était aussi mon univers. Donc je suis parti chez eux comme ça. Mais par contre, qu'on voit là, c'est vraiment le studio de BPM. Donc mais carrément, j'ai donc sorti des trucs dans Coda chez TSF avec des images de trucs du studio de BPM. Mais putain, j'en ai une autre. Attends, regarde, j'ai celle-là aussi. Il y a celle-là. Je savais pas que j'avais fait des trucs pareils. Par contre, c'est abusé. Hein. Que j'ai pris des trucs du studio de BPM pour les sortir dans Coda. Je me suis vraiment pas rendu compte à l'époque, j'étais jeune, je pense, mais putain, c'est abusé quand même. Ah ouais. Bref, et on les a retrouvés, t'as vu? Parce que Jean était grand fan de Coda et ça vient de Jean, c'est les photos de Jean. Ça, c'est mes archives. C'est ses archives perso. J'ai passé mon dimanche à tout éplucher et à tout. Incroyable. Non, mais là, incroyable, parce que ça, c'est vraiment le studio. Ouais, c'est ça, c'était comme était rangé à BPM. Hein. Et grâce à toi, eh ben, regarde, je savais qu'il fallait mettre le in dans le trou dans le out, le machin. Ouais, carrément. Ouais, mais ça, c'était pas le mien. Hein, c'était vraiment le studio. Enfin, il y avait des machines à moi là-dedans. Et les photos de studio, Jean, qu'on a là, c'était. Attends, je te les mets. C'est Jérôme qui va nous dire. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment. Là, on est à BPM. Alors, effectivement, il y a mon sampler, là, le 950. Ah, on le voit là, le fameux 950, le deuxième. Là. Le reste, bon, il doit y avoir un effet à gauche à moi. Bon, voilà, je devais avoir deux trucs et demi là au milieu de tout ça. Mais sinon, c'est le studio de BPM qui est dans le sous-sol de la boutique de BPM, ça. Ils avaient d'accord, je pensais. Ah, d'accord, donc c'était la boutique qui avait un home studio assez conséquent d'ailleurs. BPM, ils avaient le studio en dessous, ouais. Et toi, tu faisais tes morceaux alors où, chez eux ou chez toi? Alors moi j'ai fait les trois quarts, le seul morceau que j'ai fait en fait qui est sorti, qui était à BPM, c'est le mouvement perpétuel. Voilà. On peut mettre d'ailleurs. Voilà. Mais sinon tous les Omnisonus, je les ai fait chez moi en fait, et ça c'est la période où effectivement à un moment donné quand j'ai travaillé à BPM, du coup j'ai ramené mon matos. Mais en fait je l'ai pas laissé longtemps parce que il y avait pas mal de gens qui passaient. À un moment je me suis retrouvé ma 808, il me manquait un bouton et tout, et ça me saoulait un peu qu'il y ait du passage et que ça soit pas très très sérieux. Enfin, c'est pas que c'était pas sérieux, mais bon, voilà, des fois, il y a un mec qui venait, je sais pas. Ça me gênait, en fait, de laisser les machines parce que quand j'avais vu qu'on m'avait fait sauter un petit bouton de la 808. Oh là là, non, sacrilège. Que le mec, il boive du coca ou il tombe de la cendre de cigarette dessus. Et le fameux Atari ST, quand même. Ouais, le fameux Atari ST qui, à l'époque, était effectivement Est-ce que t'as joué à Dungeon Masters? Sur Atari, oui, j'étais un fou d'Atari ST avant. On va être obligé de faire des émissions gamer rétro gaming, genre, on va être obligé. Mais j'avais l'Atari, oui, c'est comme les platines, tu vois, ça c'est des trucs que je l'avais d'avance en fait. L'Atari ST, je l'avais aussi. Donc c'était très bien pour ça tombait à pic en fait. J'ai d'autres photos, on va en profiter. Ça c'est le JD800, ouais, voilà. Alors au-dessus, ça doit être N-Sonic. C'est chez toi ou c'est toujours chez le même studio? Alors ça c'est encore BPM, hein, parce que ça, le JD800 en bas. C'est un N-Sonic des VFX, c'est ça? L'N-Sonic VFX, c'est l'N-Sonic de Romain BNO. D'ailleurs, qui a servi à pas chez Damier, mais l'autre, comment il s'appelle, le mec des Détroit, quand il est venu à BPM, il a fait tous ses morceaux sur les presets que Romain avait programmé lui-même sur ce synthé-là. Ah ouais? Oui, c'est comment il s'appelle? Alors, c'est pas chez Damier, mais c'est un des mecs de cette époque-là, dans la house. En fait, il était venu faire des Carter. Il avait tout enregistré, le mec. Il avait pris tous les presets que Romain avait fait, en fait. Mais, alors, Jean-Jean. Ça doit être au-dessus, au-dessus c'est le mien, c'est le JP8, je crois, le JP8, je sais plus quoi là. JP8 non, JP800, je crois. Il y a le JD800 qui est en dessous. Alors, petit message, attends, juste une seconde, petit message à Renaud Panchez là sur le chat qui nous a envoyé un petit message privé dans le Facebook. Qui a dit que tu as mis des photos justement sur son Facebook, mais je pourrais pas aller sur Facebook sur spécial, ça va être compliqué. N'hésite pas à me les envoyer sur le Messenger, Renaud. Tu m'envoies tes photos par Messenger.
tout simplement, et je pourrais les envoyer parce que visiblement Renault a aussi des archives de Coda de l'époque. Ah oui, bien sûr, très bien. Ah ça oui, peut servir. Panchez, il dit que c'est JX8P, c'est peut-être ça. Exactement, JX8P, C'est exactement qu'ils sont ça. bons quand même sur Ah, ils sont ce live. Hein. Allez, une autre photo. Alors, bon, bah, ça c'est peut-être effectivement à Coda, ça, pour le coup, dans le bureau, ouais. Allez, j'ai encore. Hein. Ouais. Là, c'est BPM encore une fois. Ouais, mais là, on voit mieux le global, là, avec Ouais. la Technics. Ouais. Ah, la Ouais. table. Alors, attends, t'as deux. Pourquoi t'avais deux tables? T'avais une petite table d'appoint pour les micros ou des choses? Alors, ça, c'était une petite table. Alors, ça, c'est la petite Mackie toute, de 8 ou 10, là, je sais pas quoi, qui servait à mettre des petites boîtes à rythme. Et en bas, c'est la Samson, qui était un peu l'équivalent de Mackie. Ah, ça se faisait Samsung à l'époque, ouais. Voilà, c'était l'équivalent de Mackie. Bon, voilà, c'était une 16 pistes, en fait, voilà. Et les 3 synthés qu'on a vus sur la photo d'avant, qui sont à gauche, en fait. Ouais. Voilà, genre, on en a d'autres, hein. Alors, ça, c'était quoi, ça? Genre, Non, ça c'était un EP, c'était une photo d'un Ça, c'est EP. quand on a écouté Ah, un oui. morceau vite fait tout à l'heure. Ah, bah, ça, c'est une belle photo. Ah, la classe. Photo, je pense, d'Olivier Degors, je crois. Il y en a d'autres, hein. Il y en a deux autres. Regarde, t'as celle-là. Ça, c'est les photos d'Olivier Degors au Queen, parce qu'il y en a une qui a été tirée où je vois ce t-shirt que j'ai qui vient d'Allemagne, d'une rêve d'Allemagne d'ailleurs. Et en fait, il a fait c'est ça, Spirale, exactement. Et ça, je crois que c'est au Queen, et c'est de là d'ailleurs qu'il a tiré une photo qui est connue autant pour lui que pour moi, Oui. photographe, où j'ai une clope et en fait, je sais pas quoi. Enfin bon, il y a une espèce de lumière un peu machin, et je pense que c'est cette série-là en fait. Je pense que c'est des photos d'Olivier Degors, c'est ça. Eh ben, écoute. Bravo. Hein. En noir et blanc, et alors c'est en noir et blanc parce que c'était dans le magazine, Jean? Oui, c'était l'époque où Coda était en noir et blanc. Et oui, Coda était en noir et blanc jusqu'en 94, c'était en noir et blanc. Voilà, c'était la petite partie historique. Et oui, il y a Pierre Mortes, c'était pas Ron Trent qui était venu? Oui, il a raison. Ouais, il y avait Ron Trent. Et oui, non. Alors, il y avait Ron Trent en effet. Et l'autre là, comment il s'appelle ce mec là? Oh là là, c'était un black. Cachemire. Comme d'habitude, mais c'était pas Ron Trent, mais c'est la même série. C'est ce mec qui avait sorti. Oh putain, comment il s'appelait celui-là? Ça va me revenir. Il me reviendra là à un moment là. Mais c'est un mec de Détroit. Il avait tout fait. Il avait sorti des trucs sur BPM en plus, mais il avait fait plein de morceaux en fait pour lui-même, et il avait dépouillé le VFX là, le Ensonix, tous les presets il les avait dépouillés. Et Romain, je me rappelle, il était vert parce qu'il s'était pris la tête pendant je sais pas combien de mois à faire des presets, et l'autre quand il est arrivé dans le studio parce qu'on lui a dit fais un morceau pour BPM, il a tout utilisé comme ça de lui-même quoi. Alors, je vois que c'était pas Ron Atkins ou Derrick May, c'était pas des gars comme ça, c'était de la house. C'était pas Ron Atkins et Derrick May, mais c'est de la vanne, c'est un peu comme il disait là. Ron Trent, ouais. C'était les mecs de Detroit, mais qui étaient un peu en dessous, en fait, qui étaient un peu moins connus. Derrick Carter. Très connus, hein. Non. Comment? Derrick Carter. Non, ça c'est pas un mec de Detroit. Stassi Pullen. Stassi Pullen. Ah, c'est dur, hein. Mais Kerry Chandler. Après, il a fait des trucs connus. Hein. Kerry Chandler. Non, ça c'est un New-Yorkais. Ah, on y est presque. Eh ouais, c'est ça quand t'as allez, des les historiens, ça va. Richie Hawkins. Qu'est-ce que c'est qui ça, Richie Hawkins? Hawkins. Non, Richie Hawkins. Je vois que Loloman m'a envoyé. Attends, Loloman t'a envoyé un message à Nocturne Blue. Je peux pas les lire. Envoie-moi un message à moi, à Benjamin le Dauphin, s'il te plaît. Il a posé une question, mais c'est qu'on sort un peu de ça. Bon, et si vous trouvez, voilà. Ouais, mais je vais le retrouver. Comment il s'appelle? Oh putain, c'était pas Stacy Pullen, mais c'était dans ce genre-là, quoi. Mais je vais le retrouver, parce qu'il a fait 2-3 morceaux. Kenny Larkin. Non, il est Détroit. Et ça aurait pu. Ouais. Là, c'est Jérôme Souvry qui mais c'est mec en dessous, voilà, à la Kenny Larkin qui était pas dans la première ligne, quoi. Et si tu citais un morceau qu'il a fait, peut-être? Ben justement, c'est ça. Putain, c'est fou, hein. Putain, je vois trop sa tête en plus. Bah, et Discog, vas-y. Chess Damier et Ron Trent, c'est vrai que c'était les mecs de l'époque qui faisaient de la house américaine. Mais je vais le retrouver. C'est pas Moody Man, non? Non, c'était pas Moody Man, mais je vais le retrouver, je vous dirai. Bon, sur le chat. Dave Angel, il est anglais. Dave Angel, il est anglais. C'est pas un américain. Alors, je vais poser la question, parce qu'il y a 2-3 questions. Allez, je vais te les poser. Ouais. Todd Terry, non, à mon avis, c'est un peu évident pour que ce soit Todd Terry. Non. New-Yorkais aussi. Ouais. Yann Poulet? Non, il est anglais. Ou anglais, oui, pardon, oui. Il est anglais. Bon, il y a Loloman sur le forum qui nous parlait d'une collaboration que tu aurais faite avec Christophe, le chanteur. Tu peux nous en dire
Ah putain, mais ouais, enfin, c'est en pas fait, une on l'a blague, pas alors. faite finalement. On l'a pas faite, mais j'aurais dû la faire. Ouais. Enfin, Ah. on s'est rencontrés, mais putain, ça c'est s'il y a peut-être un truc que je regrette que j'ai pas fait, c'est ça. Ah, c'est la Que question. j'aurais Il a pu anticipé la question, genre. Ouais, non, effectivement, s'il y a un truc que j'aurais dû faire, que je regrette de ne pas avoir fait, c'est peut-être ça, parce que c'était le moment où je jouais un peu partout, dans tous les sens et tout, et puis il y a eu cette opportunité, je l'ai rencontré chez lui, dans son studio, machin et tout, voilà, mais quand j'avais 25 ans, quoi. J'avais 25 ans, Christophe, je savais qui c'était et tout, mais j'en mesurais pas la portée, et surtout, on était tellement dans notre monde un peu secret encore, quoi. Enfin, et du coup, j'ai pas pris la chose au sérieux, en fait, finalement. Et j'ai pas fait ce fameux remix. Il voulait absolument faire un remix avec un beau maxi. C'est vraiment un super mec, hein. C'est vrai que c'était, je m'en suis rendu compte après, malheureusement, mais j'ai raté le coche, en fait. J'ai oublié, tout simplement, quoi. Comme un gamin de 25 ans qui est à fond dans son truc et puis qui zappe. Voilà. Il y a Félix qui dit Félix attends, réallume ton micro. Il y a qui dit Félix Daouskat, mais il se donne la réponse. Ah ben non, c'est pas ça parce qu'il est de Chicago. Voilà. Théo Parish, allume ton micro, genre, parce que si t'allumes pas ton micro, ça marche pas. Ouais, c'est plus dans voilà, c'est dans des mecs intimes comme ça, genre Théo Parish. Terrence Parker. Ah, je sais plus. Ah, putain, il faut que je le retrouve. Hein. Mais en plus, il faut que je trouve un disque à lui, là. On va tous les faire. Je vais trouver sur un derrière, dis-moi, tes vinyles derrière, c'est Ikea là, pour les ranger. C'est toujours la. Ouais, c'est quoi la fameuse? C'est quoi le nom? La fameuse. Ah, j'ai oublié. Expedite? Non, c'est pas ça. Expedite. Elle a été changée. C'est plus la même exactement. La fameuse. C'est Expedite. Il y en a un là, ouais. C'est un Expedite. Tiens. J'ai une autre question. Pac-Man, pourquoi? Alors parce que pourquoi? Parce qu'en fait on en revient encore à Yann, le DJ du début là. Parce que quand je dansais l'acid house, voilà. Elle me le saura maintenant. Voilà. Et donc Yann m'appelait. Alors, Pac-Man, comme ça. Et puis en fait, moi, quand j'ai commencé à jouer, je m'appelais juste Jérôme. En fait, j'avais pas trouvé un nom, machin truc. Et un jour, d'ailleurs, c'est une soirée au Palace avec Garnier en plus, quoi. C'était vraiment 90 par là. Et le mec qui Garnier, il me dit attends, non mais là tu joues avec Laurent Garnier et tout, tu vas pas t'appeler Jérôme. Moi, je fais les flyers demain. Tu trouves un nom, il me faut ton nom demain matin avant que j'imprime les flyers, quoi. Et donc le seul truc dans l'affolement en fait, quand il me dit ça le soir pour le lendemain, je pense à un truc, je dis Pac-Man, voilà, parce que Yann m'appelait comme ça en fait. Et puis du coup c'est resté, puisque le flyer c'était marqué Pac-Man Garnier. Donc du coup ça a fait sens et puis c'est resté. Voilà. Ah ben fabuleux. Putain, je savais pas. Voilà. Il y a Arnaud, c'était Arnaud Hérail qui avait posé la question, que je salue. Tiens, d'ailleurs, merci Arnaud pour ton crochet, le spot est là. Regarde. On peut le voir là. Ouais, bien sûr. Regarde là, donc voilà. Hop. Toi, regarde, il est au milieu là. Je peux même l'allumer. Regarde, c'est magnifique. Tu vois, Jérôme, on a un vrai studio de télé en fait. Hein. Ouais. Tac. Est-ce que je peux l'allumer ce spot? Regarde, c'est magique. C'est pas celui-là. Non, ça c'est l'autre. C'est là. Il est là, j'ai trouvé. Il est là, c'est celui-là. Regardez, ça fait du bleu. Voilà, voilà. Ce spot, tiens, grâce à toi. Et le pic au-dessus, là, tu vois, la barre. Ouais, parce que c'est un studio qu'on est très fiers et on peut recevoir des gens comme Jérôme Pac-Man dessus et on est quand même content, quoi. Si tu viens dans le sud, te dorer la pilule, tu viens nous voir au studio. Hein. Ah ouais, c'est clair. Oui. Oui. D'ailleurs, on a tu viendras faire une grillade. Notre premier invité qui sera dans ce studio. Ouais. Et ça sera le 25 février. Alors, j'ai le visuel, je suis dégoûté, il est dans l'autre session, je peux pas l'afficher le visuel. Ah ouais. On s'est fait chier à faire le visuel hier pour le montrer dans la nuit, mais bon. Donc on va quand même recevoir, je vous le dis, Claude Monet. On va recevoir Claude Monet le 25 février. Claude Monet. Voilà, et il sera normalement dans le studio avec nous, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas il sera là avec un vrai micro Shure SM7, il pourra parler. Voilà, donc on en reparlera un peu après, mais voilà. D'ailleurs, tu le connais, Claude Monet? Claude Monet, pour vous dire, quand à l'époque j'allais chercher mes disques à Champ Disque, ouais. tout au début, Claude Monet, il a travaillé à Champ Disque.
Oh, merci de l'info. Et c'était extraordinaire parce que je me rappellerai toujours. D'ailleurs, c'est un des morceaux que je vous ai donné, entre parenthèses, là. Ouais. Je me rappellerai toujours. J'avais entendu un morceau et c'était au Boy et le mec me dit NFO, info. Et j'arrive à Chandis, il y a Claude Monet, et je lui dis, il y a un truc là fabuleux, ça s'appelle, il y a une info. En fait, c'était LFO, le morceau. Ouais. Alors, c'est pas synchro, ça? Voilà. Et Claude Monet, il me dit, j'en ai plus en stock. Il me dit, je crois qu'il m'en reste. C'est lui qui me dit, en fait. C'est lui qui me dit, c'était LFO. Et je dis, ouais, je crois que c'est ça. Et il me dit, j'en ai pas en stock. Mais il me dit, je crois que j'en ai un dans la réserve. Et le mec, il part. Il sort du magasin, il va dans la réserve, il me ramène cette putain de copie, quoi. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et là, regarde, je te l'affiche à l'écran. Enfin, s'il veut bien. C'était la pochette violette Warp. Cool, vraiment trop cool, le mec. C'était celui-là. C'était ça? Voilà, la pochette originale, exactement. Ouais. En plus, ouais. Alors sache que ce morceau est revenu souvent dans les coups de cœur, hein, et voilà. Je le redis, moi j'ai quand même payé 50 € à l'époque pour l'offrir à Jean Bruce, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Merci. Et ouais, alors attention, si vous avez une grosse sono, si vous écoutez ça dans votre salon, vous avez intérêt à avoir une bonne sono. Je suis pas responsable si les verres ils tombent dans la... Tu te rappelles, Jérôme, de la publicité, attention, ce disque est dangereux? Ouais, il y avait. Mais vous savez que c'est la première fois où il y a une frabasse dans l'histoire de la musique, c'est sur ce disque en fait. Ouais. Toute la drum and bass qui est venue après, s'il n'y avait pas eu LFO avec la frabasse, ils n'y auraient pas pensé en fait. Ouais. C'est vrai que c'est un frabasse qui faisait tomber les verres. De détruire votre système. Votre système. Et Claude, franchement, Claude, quand il est sorti du comptoir alors que c'était blindé pour aller chercher dans la réserve, tu vois, il sentait vraiment que j'étais comme ça. Et ça, mais alors... on va lui demander s'il se souvient de l'anecdote LFO avec Jérôme Pacman, là. On lui demandera. Ah ouais, il s'en souvient plus, lui, j'imagine, par contre, de l'histoire. Hein. Je rectifie un truc pour le chat, c'était bien 50 € parce que ce disque, je l'ai pas acheté à l'époque. J'aurais aimé bien l'avoir acheté 50 francs en 90, ça m'aurait économisé. Non, je l'ai vraiment payé 50 € parce que je l'ai acheté en quelle année, genre en 2000. Il y a 10 ans, une grosse dizaine d'années. Ouais, j'ai dû acheter en 2000. 10-15 ans même. Ouais, 10-15 ans. Je crois que je te l'ai acheté entre 2003 et 2004 ce morceau. Ouais. Et je suis désolé, il était déjà coté 50 € à l'époque. Et je m'en souviens très bien, donc non. Voilà. C'était un beau cadeau quand même. Il a pleuré, il a presque la larme aux yeux quand j'ai offert. Ça, c'est un appel aux extraterrestres. C'est un peu ça, ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais d'ailleurs, il était conçu pour ça. Hein. Mais on a un problème sur le chat, il y a Olive qui dit que sa canette vient d'exploser à cause de l'infrabasse. Elle est renversée, t'as du coca. Faut que tu te reprennes une nouvelle bouteille. Ouais, c'est vrai que ce morceau, mais les infrabasses, c'est... Et moi j'ai des anecdotes, hein, des vraies anecdotes. Quand je dis que ça faisait... C'est des vraies anecdotes qu'on m'a racontées. Hein. Le gars, il fait des tests comme ça, d'un seul coup, l'autre il commence à mettre, il met les faux, et derrière, dans le bar... Ça vibrait et bam, les verres sont tombés quoi. Ce morceau a vraiment fait des dégâts. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, c'était une grosse claque dans ta gueule. Ça c'était Et toi, t'as eu la chance de l'écouter sur du gros son à l'époque parce que nous. C'était la plus grosse. Enfin, c'est celle qui m'a fait. C'est cette atmosphère quoi. C'est ça, ces trucs. Cette nappe là qui rentre cette basse. Ouais. Ce morceau revient souvent dans nos interviews. La semaine dernière, il était déjà la semaine dernière. On l'a passé. D'ailleurs, je l'ai trouvé. Je crois que c'est celui qui m'a le plus vraiment tué. En tout cas, merci pour l'info parce qu'on commence à bosser sur Claude Monet. Donc déjà, tu as commencé à nous donner des infos et on lui en parlera. On lui dira. Est-ce que tu te souviens d'un certain Jérôme alias Jérôme Pacman qui un jour est venu au magasin? Et t'es allé chercher derrière un éléphant. Ouais, tu disais, il savait qu'il en restait un en réserve. Quoi. Il savais qu'il en avait un en réserve. Il s'est dit, il l'avait mis de côté. Il s'est dit, je lui donne. Il savait. Moi, on se connaissait pas. Il savait pas. Moi, je n'étais presque pas DJ. Lui, il ne me connaissait pas. Mais putain, il a eu la détente. Vous allez me le chercher. Putain, mais j'étais comme ça, quoi. J'en pouvais plus de ce truc. Je voulais l'avoir. Et il me le met comme ça, là. Tu l'as toujours? Toute ma vie. Tu l'as toujours derrière toi? Fumée et strobe. Il dit, tu l'as toujours derrière toi? Oh oui, celui-là, oui. La pochette est un peu plus abîmée, mais il n'y a pas de problème, ouais. Oh là là, le LFO, oui. Là, Jérôme Lassourou qui disait fumée strobe. Alors moi j'ai le strobe, regarde, tu vois là, j'ai le strobe là, mais on n'a pas la fumée. Un jour on la mettra, on achètera une machine à fumer, on la mettra dans le studio. Voir ce que ça donne aussi. Voilà, on est des fous. Je vais faire une crise d'hypo. On va faire une crise d'hypo, ouais. Crise d'épilepsie en direct de Jean Bruce.
Ah, et j'avais une dernière question là des gens du forum. Est-ce que tu as connu l'enfer de Dijon, parce qu'on on a beaucoup parlé de l'enfer aussi. Oui, je suis allé, oui. Son ancien patron vient souvent nous voir. On lui fait un bisou s'il nous écoute. Oui, je suis allé. Je suis pas allé dans les premières années, hein, par contre. J'ai dû aller, pas dans les premières années, pas dans la première vague, mais vers 95, 96. Par là, Tonio m'avait invité, en fait. Tonio. D'accord. Tonio qu'on a reçu dans cette émission. On a reçu, qu'on a invité. Si et vous que voulez vous pouvez regarder dans le replay. Si vous voulez écouter des anecdotes sur vous écoutez l'interview de Tonio. Avec Fred Dumély aussi. Fred Dumély. Il y a Arnaud qui dit qu'il nous offre la machine à fumer. Alors attention, c'est écrit. Attention, c'est écrit. On a là, attention Arnaud. Voilà. Et c'est vrai que une machine, je sais pas, on la mettra dans le studio, c'est le bordel, et on n'a pas l'aération. On a pas des trucs pour nos soirées, mais on n'a pas de machine à fumer. C'est vrai, rien pour les soirées. Voilà. En tout cas, il est faux, mais il passe en entier, ou c'est toi qui l'as arrêté? Non, il s'est arrêté. Il écoute beaucoup l'émotion. On peut pas l'arrêter, il est faux, c'est pas possible, on peut pas. Et derrière la machine refuse, toi tu veux arrêter? Non, je veux pas, c'est les faux jusqu'au bout. Voilà. Et Jérôme, quand tu as eu un moment où tu étais dans les DJ, les artistes même, pas que DJ, les artistes français, tu étais parmi les plus ceux qui ont eu le plus de succès. Et il y a eu un moment où justement je vois qu'il y a pas mal de... Alors c'est pas une critique, c'est juste tu vois, une constatation, et il y a souvent des raisons perso, des creux dans le... Ah oui. Ce que je propose, Jean, pendant qu'il raconte ça, je vais faire défiler des fly. Ou non, ou vous voulez qu'on les passe après qu'on en parle? Non, on peut passer, parce que... Attends, il va répondre à cette question et après il commentera les fly. Tu veux, il y avait une espèce de montée en puissance 93-94 incontournable. Ouais. 96, je dirais, c'était la consécration avec les compiles mixés que tout le monde a chez soi, etc. Et après, il y a eu un passage où effectivement... on t'a vu d'ailleurs, on t'a vu à côté de chez nous à Valras-Plage, on disait en 98. T'étais encore, et il y a eu fin des années 90, il y a eu un moment où effectivement Jérôme Pacman, il s'était, on le voyait plus vraiment, quoi. Mais il faut traverser les époques. C'est pas évident, en vrai, parce qu'il se passe tellement de choses. Et là, effectivement, c'était la fin d'une époque, quelque part, en fait, 97-98. C'était la French Touch qui est arrivée aussi. C'était cette nouvelle génération. C'était la fin des rêves aussi, en fait, quelque part. Enfin, au sens où on les connaissait. Non, c'était la fin des rêves. À partir de 98, les rêves c'était que des festivals ou des free parties. Non, après, voilà, ce qu'il y a au sens qu'on les connaît, parce qu'il y avait quand même une free party. Non, mais il n'y avait pas de rave. Il y avait des free, des festivals ou des clubs, mais pas de rave. Voilà, c'est un peu ça. Et puis voilà, ça a été l'arrivée de toute cette nouvelle vague de producteurs français et tout. Et moi, j'étais de l'ancienne vague, en fait. Donc, j'étais pas forcément mis en avant à ce moment-là. Ça, c'est clair. Mais c'est normal, quand sur 25 ans comme ça t'arrive. Moi, ça m'est arrivé bien 2 ou 3 fois, cette histoire, quand même. Où t'es en arrière et tu reviens. Et puis en même temps, des fois, t'es en arrière parce qu'en même temps, t'as envie d'écouter parce que t'as rien à dire de plus. Parce qu'en fait, t'as aussi à encaisser ce qui se passe et surtout, c'est où tu t'en vas parce que tu dis c'est de la merde, ou alors tu t'écoutes et tu ouvres grand tes oreilles et t'écoutes un peu ce qui se passe aussi parce que c'est comme ça. Et puis tu t'imprègnes des choses, en fait. Moi, j'ai bien aimé cette vague-là. Quelque part, elle était super intéressante, elle était différente. Il y avait des photographes, il y avait de la presse, c'était tout un autre monde, mais elle était très intéressante quelque part, en fait, cette époque-là. Et donc oui, j'étais plus sur le devant de la scène à ce moment-là, mais c'est normal. Il y avait quand même, c'était la folie. C'était toute une autre scène qui sortait. C'était important qu'elle soit, celle-là soit mise en avant. Le fameux Thomas Bangalter, par exemple, Thomas, alors lui, il était carrément avec son copain, et là ils sont arrivés. Bah oui, entre autres, puis tout le monde. Enfin, je veux dire, on pourra en citer plein. Les de Crécy, tous les mecs, le mec des studios là, qui avait fait The Child là aussi, qui était super là. Enfin, il y avait quand même une sacrée petite poignée de mecs qui avaient plein de trucs à dire là. Et c'était intéressant aussi. C'était très intéressant cette vague, je trouve. C'est différent, mais je trouve qu'elle arrivait au bon moment en fait.
Ça rafraîchit un peu, ça a remis un peu d'identité dans ce milieu-là et ça a exporté les Français. On en a tous profité quand même, quelque part. Alex Goffer, il disait, c'est peut-être lui. Exactement, Alex Goffer. C'est Jérôme qui l'a le dit. fameux Xo, bien sûr, toute la trique. C'était des mecs de studio qui avaient quand même tout un savoir-faire. C'était très bien produit. Il y a rien à dire. Hein. Et ça tombait à pic en fait parce qu'on était quand même en fin de pas mal de choses au niveau de l'idéologie, de tout, du son, ça commençait à être, c'est arrivé quand même super. Et en plus, c'est arrivé en France quoi. En fait, c'est la France qui était à l'origine de cette vague là quoi. Donc chapeau quoi. C'est tout ce que j'avais à dire à ce moment-là. Franchement. C'était bien. D'accord. Toutes ces compiles mixées là, tu sais, les Techno Rave Master, tout ça là. Comment ça se passait? Parce que ça a beaucoup. Alors ça, c'est très très ponctuel aussi. C'est les gens qui étaient en 94-95, forcément 16. Dire tout le monde là quelque part. Ces compiles CD, double CD mixés. Comment ça se passait à l'époque? Qui vous contactait? Comment ça se présentait? Ça faisait des best-sellers, ces trucs, des centaines de milliers de copies, je crois. Oui, parce que ça n'existait pas avant, en fait. C'était les premières fois où on faisait des CD mixés. Et c'est Fairway qui a tenu quasiment toute l'histoire, en fait. Cette boîte qui s'appelait Fairway Records, où il y avait un mec qui s'appelait Olivier Planex particulièrement, qui était quelqu'un qui était un fou des soirées, qui enregistrait pas mal de soirées. Et qui continue encore aujourd'hui. Donc Olivier continue toujours à enregistrer. Voilà. Et en fait, il avait sorti des trucs comme ça, même des titres en fait. Il avait été connu parce qu'il avait trouvé des titres comme ça qu'il avait pu vendre à Fairway, qui étaient des tubes en fait, que Fairway licenciait en France, mais qui étaient des tubes, qui sont devenus des tubes en fait dans les années 90. Et après, l'idée ça a été d'enregistrer carrément les DJ en fait, plutôt que sortir juste les morceaux tac tac pour les presser. En France, c'était de sortir carrément, mais pourquoi pas carrément de faire une série de DJ. Et c'est lui qui licenciait tous les morceaux, les uns derrière les autres, qui appelait toutes les boîtes et tout en disant on va faire ci, on va faire ça. C'était un boulot de dingue qu'ils ont fait, mais par contre ils ont tenu des années comme ça à faire ça. Et jusqu'en 96-97, quasiment les 3/4 des compiles mixés de DJ, elles passaient l'essentiel, c'était Fairway qui les faisait, ouais. Ouais. C'était incontournable. C'était leur compile à l'époque. Et Serious Beat, comme dit Jérôme Lasouris, ouais, forcément. Serious Beat. Serious Beat, c'est belge. Mais c'est belge, ouais. C'est pas notre Olivier. Olivier, c'était techno. Olivier, c'était les techno dance party, ça. Olivier Planex, il faut pas oublier qu'avant cette explosion des compiles mixés, il avait fait les premières compilations françaises techno dance party, tu sais. Tout à fait, ouais. Avec les petits bonhommes là, tu sais, les Techno Dance Party, c'était quand même quelque chose de fou. Ouais. Oui, non, mais il avait trouvé Techno Rave Party aussi, je crois. Il avait trouvé Rosala, par exemple. Rosala, je sais pas si vous vous souvenez. Attends. Voilà. Je sors le vinyle derrière. Rosala, il est revenu avec Rosala, ils l'ont pressé, voilà, tac. Au moment où il était en train de devenir un tube, ils avaient déjà le pressage français. Ouais. Donc, ils l'ont fait avant que ça devienne vraiment un tube. Faut qu'on ils l'ont pas payé Olivier, là. après, quoi. Oui, Olivier. Et en fait, il était fort pour ça, à ce moment-là, Planex. Quand même. On l'invitera, parce Olivier. Elles étaient très pointues, les Techno Dance Party. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est les compiles. Moi, j'ai même fait une émission qui s'appelle Underground Bruce Party. On nous en parlera plus tard. Tu as fait. On va continuer à les faire. On va continuer à les faire parce que ça fait 25 ans qu'on les fait. Mais, et c'est complètement inspiré de ce côté un peu vieillot, du côté, tu vois, Techno Dance Party. Alors aujourd'hui, on rigole d'entendre ça. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est très charmant, quoi, tu vois. Puis surtout, c'était super pointu. Et il faisait des sélections. Il allait chercher des sélections qui étaient vraiment, pour un Français, c'était chiadé. Tu vois que le mec, il allait en Belgique, il allait au Royaume-Uni. Tout à fait. C'était pas une sélection de Français de base, quoi, tu vois, c'était vraiment. Il y avait du boulot, tu sentais que le gars il était dans le truc. Il allait chercher des trucs. Il te sortait un Frank de Wolf, c'était un projet où Frank de Wolf, c'était même pas écrit, c'était la face B d'un projet de Frank de Wolf qui n'était pas, où il n'y avait pas son nom dessus, tu vois, donc il allait vraiment chercher très très loin. Tout à fait, ouais. Clairement, ouais.
Ah bah c'était une belle affaire qui a bien duré, ça, Fairway Record. Lui, c'était l'artiste, c'était celui qui allait chercher. Derrière, il y avait un mec qui s'appelait Project Daniel, Manager. et lui, il gérait tout. Mm. Et effectivement, c'était super opportun à ce moment-là de faire ça, quoi. C'est clair. Et il a passé des mix à moi Deep House il n'y a pas si longtemps que ça dans des web radios. Il me dit ouais Ben, il est chouette ce mix. C'est là parce que je faisais des mix Deep House régulièrement tous les mois. Je suis désolé, j'ai arrêté de le faire, mais j'ai trouvé un moyen de relancer le truc techniquement, ça y est, donc on va peut-être en refaire des mix AVR. Et à l'époque, il me contacte, il me dit ouais, ce mix, j'aimerais bien le passer dans telle web radio. Moi, j'étais super content. Ah bah ouais, bah cool. Voilà. Donc merci à toi, Olivier, parce que des fois, il vient regarder l'émission. Merci à toi, Olivier. Et sûrement à bientôt, on va sûrement t'inviter. Oui, il y aurait des choses à raconter, ouais. Alors, mon petit Jean-Bruce, est-ce que tu veux qu'on passe des flyers maintenant ou tu veux... Ouais, allez, vas-y, on envoie des fly. Alors je vais les faire défiler. Attends, on va les faire défiler manuellement, ce sera plus simple parce que sinon, voilà. Ouf. Voilà. Ouais. Si tu veux commenter, alors il y a de toutes les périodes. C'est pas forcément dans l'ordre chronologique. Ah oui, bah ça c'est Open House. Les soirées Open House c'était superbe en général. Ouais. C'était toujours, c'était dans la lignée des soirées qui étaient dans des endroits inédits souvent. En fait, après ils ont fait des soirées régulières dans un endroit à Paris qui s'appelait qui était dans mais c'est là que j'ai la mémoire des fois qui flanche qui était dans le fort de Paris à l'Élysée-Montmartre. Voilà, l'Élysée-Montmartre. Okay. Il y a eu les régulières, elles étaient là d'Open House, mais parfois ils faisaient des extras comme ça, un peu comme Magic Garden faisait avant, entre parenthèses. Il y a toute une tradition d'organisateurs. Où avant c'était comme un auditeur l'avait dit là, les soirées de Thierry Lunassi. Voilà, c'était des gens qui faisaient des soirées parfois dans des endroits un peu pour garder un peu ce côté un peu esprit rêve en fait quelque part de l'endroit inédit, parce que c'est toujours génial d'arriver dans un endroit inédit où il y aura qu'une soirée ce soir-là. Ça met tout de suite une putain d'ambiance d'entrée de jeu, quoi, quand on arrive quelque part qu'on connaît pas avant. Et ça, c'était le cas. Et là, je sais plus où c'était. It's Good to Be the King. Ça devait être dans un château quelque part. Mais c'était un truc comme ça, quoi. C'était un endroit un peu comme ça. Il y a Angélique sur le quand même. Il y a Angélique qui justement me disait 16 un truc. Ça, non 13... Ah non, 2005, oh la vache. Ah oui, 2005. Il y a Angélique sur le forum qui me disait que, voilà, elle me parlait, alors j'avais noté de côté, sur les soirées Open House de Lorenzo Buitoni. C'est ça. Et elle parle de l'Élysée-Montmartre, là. Oui, c'est ça, l'Élysée-Montmartre. Ça, c'était les soirées régulières qu'ils faisaient, à l'Élysée-Montmartre. Et en plus, de temps en temps, ils faisaient des soirées à des endroits un peu plus différents, comme ça. Ouais. Ça pouvait être dans un château, ça pouvait être dans un endroit. Ça, c'était plus récent, ça. Alors ça c'est le Pigalion, donc le Pigalion Answer Night, je sais plus trop ce que c'est celle-ci, mais en 2014 c'était voilà. Bon, on va les passer assez vite parce que il y a quand même pas mal. C'était un Suisse en fait qui organisait ça en fait. La Baleine Blanche. La Baleine Blanche. Alors ça je me souviens, c'était avec Jonas et Roger. Ah oui carrément, c'est une péniche la Baleine Blanche. Bah une petite péniche à Paris. Et la péniche tournait sur la scène ou pas? Ou elle était en marche la péniche ou elle était arrêtée sur le quai? Non, celle-ci elle devait être arrêtée je pense. Ah, ok. Ouais. Mais t'as déjà fait des soirées là-bas sur la scène où ça tournait? Oui. Ah ça doit être génial. Putain. Ah oui, il y a eu des soirées où ça bougeait là, il y en a pas mal. Il y a eu pas mal de soirées qui se faisaient sur les péniches, mais elles bougeaient en fait. Ouais. Ça c'était sympa, ouais. Allez, je t'en mets un autre. Ça c'était plus récent ça. Ah bah ça c'était une basse culture sympathique, oui en effet, avec Laurent. Jules. C'est pour l'anniversaire de Julien, je crois. Tu le connais, Jules, bien vous êtes en contact? Jules, il était, on s'est vu dès le début, quasiment. Julien, il a été DJ quasiment en même temps que moi, en fait. Julien. Voilà, on parlait des Pontel Black. Julien, il était déjà là. Enfin, il a toujours joué. Je le connais depuis tout le temps, quasiment, en fait. Je t'en mets un autre. Orex. Ah ouais, alors ça c'était quoi? Putain, avec qui ça? Jeanne Laurence, Max Brown. Alors c'est là, je m'en souviens plus, putain. Jérôme Pagman, of Sieste électronique. Mais c'était le Rex de Toulouse. Ah oui, c'est le Rex de Toulouse. Ah oui, exact. Il y a... Alors quel rapport, parce que moi je connaissais pas le Rex de Toulouse, quel rapport avec le Rex? Rien du tout, ou c'était le Rex de Toulouse? Ouais, le Rex de Toulouse, en effet, ouais, c'était quand ça, l'année? Ça devait être il y a une dizaine d'années, un truc comme ça, hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'était une belle salle, c'est une super belle salle d'ailleurs, ça, cette soirée-là, ouais. Allez, je t'en mets d'autres, je passe. Ça, c'est avec David K. À Berlin, ça, non? À Paris?
Ah, c'est au Malibu, oui, à Paris. Oui, une petite salle au Malibu qui était très tendance à ce moment-là. C'était pas une grande salle, mais par contre, c'était tout le monde y allait, quoi. Enfin, c'est toujours des bons line-up. De toute façon, à Paris, vous en avez tellement fait. J'adore le flyer, là, par contre. Hein. Ouais, ça, c'était Jack, c'était, comment dire, l'agence de booking qui s'appelait, Jack quelque chose, en fait. Oui, c'est ça. Jack in the House, c'est ça? Non, tu vois. Ah non, c'est le nom de la soirée, mais c'était l'agence. Ah, il y a Pierre qui a envoyé un flyer. C'était là, c'est avec Mouloud et Léopold, ouais. Ça, c'était sur une péniche, oui, en effet, Concorde Atlantique. Celle-là, peut-être qu'elle bougeait, je me rappelle. Peut-être bien, celle. C'est possible. Avec Mouloud et Léopold, non, elle bougeait pas, celle-ci. Mais en tout cas, c'était une soirée, dans la pure tradition parisienne au Concorde Atlantique, qui est une péniche qui a toujours fait, où il y a eu vraiment énormément de soirées électroniques dessus, ouais. Donc ça devait être, ça c'est toujours à Paris, un showcase. De toute façon, oui, j'imagine. On va mettre un petit morceau là. Deuxième morceau. Je passe assez vite parce qu'il y en a plein. Alors ça c'est plus vieux par contre. Là, on retourne. Ça c'est Fantôme, mais je crois pas que j'ai fait moi sur celle-là. Mais en tout cas, c'était une sacrée soirée ça. Je me souviens bien, il y avait Black Baxter. Les jours-là, il m'avait filé tous ses white labels d'ailleurs. Et ah ouais. Ouais. Tu les as toujours. C'était Fantôme. Je le connais parce que moi je connaissais très bien son histoire avec Baxter. Mais ça, c'est des mecs quand ils arrivaient, ils savaient pas ils imaginaient pas qu'on les connaissait en fait, parce que c'est des mecs qui arrivaient de Detroit en 93 en Europe, ils hallucinaient tous qu'on les connaisse en fait. Oui. Et moi je connaissais tout son historique depuis tous les disques qu'il avait fait depuis son numéro 1 quoi. Et à force de papoter comme ça, il m'avait filé tous ses white labels de ses prochains trucs. C'était trop bon. Tu me rappelles une anecdote. Qui c'est qui avait raconté l'anecdote que quand ils avaient fait venir tu sais, toute la bande d'Underground Resistance, il y avait Jeff Mills, tout ça, ils faisaient la queue devant la boîte alors que c'était les artistes de la soirée et ils ont fait la queue. Qui c'est qui nous a raconté ça, Jean? Ah oui. Il y a une soirée, ils avaient fait venir donc Jeff Mills, toute la bande, c'était tout à l'époque et pareil, ils pensaient pas qu'ils étaient connus et du coup ils ont fait la queue à la boîte et les gars, mais non mais passez, vous allez pas rester faire la queue, c'était à Paris, je sais pas, c'est pas au Queen ou un truc, ils avaient fait venir au début c'était mortel, mais quand ils arrivent. Mais là c'est marrant parce que ça c'est incroyable. Ils étaient fort. Fantôme, ils faisaient des soirées exceptionnelles. Et je vois qu'il y avait Lunatic Asylum avec un Z. C'est marrant ça. C'est une faute. C'est le cookie. 7000 personnes. Il y a Rock déjà de Berlin qui est là en 93. Il y a Ron Atkins, Black Baxter. Non, Fantôme, c'était vraiment une super organisation. Ça n'a pas duré excessivement de temps, mais il y a Stefanovic, non? Il n'y a pas Stefanovic sur celle-là d'ailleurs? Non, mais on le voit sur une autre. Attends, ça c'est plus gros. Ça n'a rien à voir. C'était vraiment bien. Alors ça, Franck Roger Jérôme, je sais pas où c'est, mais c'est avec Franck Roger quelque part. Je sais pas du tout où c'est. Alors, ça c'était à 7, si je me trompe pas. Ça c'était sympathique, ouais. C'était à 7, ouais. C'était un peu sur la plage, ouais. C'était sympa ça. Ouais. Les fameuses soirées où il fait bon sur 7 alors. C'était très sympathique, quoi. Il est mortel ce mot. Si tu y retournes, on viendra la prochaine fois. Ah bah oui. Pierre, après, il nous envoie alors des ouais, mais fly. Pierre, le problème c'est qu'il nous l'envoie sur le Nocturne Blues et il y a un bug, je ne veux pas leur le. Ça. Attends, je vais essayer avec. Ouais, c'était sympa. On va essayer de choper les fly, Pierre. C'est très sympathique ça. Ouais. Je vais essayer. Donc ça, alors attends, celle-là, c'est celle-là où j'ai carrément les. Non, c'est pas celle-là, c'est après. Donc ça, il y a celle-là et c'est celle-là. Alors là, c'est un gros flyer. Donc là, il y a plusieurs parties. C'était Magic Garden qui avait fait ça. Ouais. Notiontronic. Alors ça, c'était une partie parce que c'était un gros flyer. Hein, tu vois. Après, t'avais ça. T'avais le détail. Alors c'est un peu petit. Je suis désolé parce que le flyer était un peu petit. C'était sympa ça. Ouais. C'était un festival pendant une semaine à Tignes. Alors je sais pas si on voit mieux. Alors là, on voit un petit peu. Alors je sais pas si Steve Rashmad. Mr. C. Mr. C. Des Shaman. Toute la trique Clamaran, Wolf, avec Jack de Marseille, Black Baxter. Ouais, Jan de Marseille, Dan, Jules, Jules, ouais, Clamaran et tout, Laurent Wolf, ouais, putain, Sonic. Ouais. C'était bien mélangé là. Ouais. C'était un festival sur une semaine, tout le monde était au ski, Pénardo, c'était cool. T'as des nouvelles de Sonic d'ailleurs? On en parle? Comme ça, de temps en temps. Enfin, quand je vois, des fois, quand je pense pas sur Facebook par hasard, des fois je vois ces petits messages. Mais oui, enfin, je sais qu'il est au Mans, quoi, voilà. Mais j'ai pas vraiment de nouvelles particulières, disons. De temps en temps, on s'envoie un petit message, vite fait. Ou il commente un truc, voilà, des machins.
Mais ouais. Mais Sonic, il est vite, il a vite lâché quand même. Hein. C'est vrai qu'il était super présent entre 90 et 94-15, on va dire. Ouais. Mais après, il a lâché en fait. Il est sorti du circuit de lui-même. En fait, il n'a pas trop continué longtemps, donc. Il était incontournable à un moment. Je me souviens, j'ai mis en archive sur ma page YouTube un reportage sur Arte justement sur la trance, et il y avait. C'est souvent lui qu'on interrogeait sur. Il avait vraiment son style, sa place et tout. Hein, à ce moment-là, c'est clair. Hein. Et à un moment donné, il a lâché prise, comme pas mal à cette époque, enfin 95-96, il y en a pas mal qui ont été quand les choses ont évolué en fait. Ouais. Il y a des gens qui sont comme Guillaume, comme Sonic par exemple. C'est des mecs qui sont restés sur leur truc et qui n'ont pas voulu. Je sais pas par raison personnelle ou parce que ça leur plaisait plus ou parce qu'ils se retrouvaient plus, j'en sais pas. Mais en tout cas, ils ont disparu d'eux-mêmes. Hein. Pas parce qu'on les bouquait plus, hein, en fait. Hein. C'est vraiment décidé d'arrêter, en fait. Ouais, il y a une génération là de DJ qui étaient incontournables, qui ont un petit peu arrêté. Mais c'est le son évolue, hein, en fait. Il y a rien à faire. Hein. Alors après, c'est sûr, tu peux toujours garder toujours ton même son, puis mettre toujours tes mêmes disques au même moment. Mais au bout d'un moment, c'est chiant. Alors qu'est-ce que tu fais? Ou tu changes ou t'arrêtes, quoi, en fait. Hein. Ouais, il y en a qui parlent de Jean-Marica, DJ Bertrand. DJ Bertrand, c'était bien ce qu'il faisait. Je trouve pas les photos qu'on nous a envoyées. Je sais pas qui. Ça, c'est toute une génération de mecs, ils ont arrêté parce que voilà, ils ont pas évolué. Enfin, ils ont pas cherché à évoluer, en fait, je pense. J'étais bien nous sur Surfing Titanic, alors ça, je sais pas si. Franchement, c'est des flyers. Je les ai pas vus depuis le jour où ils sont sortis, ceux-là. Ouais, Coda. Ouais. Donc, Ouais, ça, c'est encore des péniches ou je ne sais quoi. Je ne sais plus du tout, c'était ça. Oh, il y a Techno France. Techno France, ouais. Ah, tu vois, c'est ça la péniche de Béziers. C'est ça, la péniche à Béziers. C'est à Béziers, avec notre copain Daniel qui a aidé à faire ce studio. Vous voyez le petit logo? Alors, c'est un petit aparté quand même. La péniche de Béziers. Alors, à gauche de Coda. À droite de Coda, mais à droite, vous avez un petit logo Techno France qui était un magasin. T'as connu Angèle Freddy à Paris? Oui. Voilà, Angèle Freddy qui donc midifiait les TB et tout ça. Il y avait que 3 boutiques en France qui faisaient ce que faisait Angèle Freddy, dont Techno France à Béziers. Et dont Techno France à Béziers. Daniel qui est un ami que je salue. J'attends toujours qu'il me fasse mon honneur, mais ça, il va le faire dans pas longtemps, le petit honneur de radio. Et Daniel, c'est lui qui a câblé tout le studio là, avec Sébastien. Sous ce studio de radio, vous voyez, c'est un ancien de ce fabuleux magasin de Béziers, Techno France. Et la fameuse péniche qui c'est qui tenait? C'était Steve à l'époque déjà qui tenait ça. Je sais pas. Bon. Je t'en mets un autre. Allez, on a quelques-uns, on va aller vite parce qu'il y en a plein. Je m'aperçois qu'il n'y en a pas si mal que ça. Janvier 98. Alors l'Odyssea, ça j'explique. Alors attention. L'Odyssea, ok. Alors attention, l'Odyssea, Jean. C'est dommage, j'aurais dû mettre tes photos. L'Odyssea qui n'est plus depuis. Ouais, qui a été le complexe a été complètement détruit. Là, j'ai fait un petit reportage. Il y a une semaine. Tout a été complètement détruit. Tu te rappelles, c'était à Valras Place, c'était au bord, pratiquement en face de la mer, et on y a travaillé avec Jeff qui est là sur le chat avec nous. Jeff, c'était à l'époque où c'était Max Salgos encore, c'est les Salgos qui étaient là. C'était Max. C'était les Salgos, voilà. Donc vous voyez le. Mais là, regarde rien que le programme de janvier, Rix. Oui, Rix. Stefanovic. Chaotique Ramsès. Jack. Jack de Marseille. La fameuse où on y est allé. John Thomas, Jérôme Pacman, Stefanovic. C'est un joli mois quand même. Vous voyez cette soirée de Stefanovic, c'est celle-là où j'ai fait les lights. Oui, Jean. Je crois que c'est celle-là. Il y avait Jack, on est allé voir Jack. On est allé voir Jack. Les trois. Jack, voilà. Pacman et Stefanovic. Et un jour, j'appelle un certain Max Salgos, parce que moi, je faisais les lights au New York, j'adorais faire les lights. Qui a eu la gentillesse, qui était avec la réunion de tous les Salgos, ils étaient en train de bouffer au restaurant avec Stefanovic, il y avait Miseris, Tom Pooks, toute la clique. Et il répond, il était à table, il me répond, oui, je me présente, je suis Benjamin, tu comprends, je faisais les lights et tout ça. Il me dit, écoute, viens ce soir et puis tu feras les lights sur Stefanovic. Et je suis arrivé et j'ai fait les lights sur cette soirée-là. Voilà, mon petite anecdote personnelle. Petite aparté, c'était David Girard qui tenait la péniche
à l'époque, Loloman nous a donné Merci l'info. Loloman de ton info. Et c'est vrai que nous qui avions attends une seconde, Vas-y, je reviens. vu que ça bougeait pas tellement à part les rails, ça bougeait beaucoup au niveau des rails, attention, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau club, quand on a vu débarquer ce line-up, si tu veux, on a dit il faut vite en profiter parce qu'effectivement ça n'a pas duré d'ailleurs. Mais quand t'as Jack, John Thomas, Pac-Man et Stefanovic juste qui s'enchaînent, Chaotic Ramsès et Rix et compagnie, c'était quand même super. Et on était venu, on était allé voir Jack, Pac-Man, Stefanovic. Et après s'était occupé avec Jeff de ce qu'il y a eu après. Ouais, donc nous on avait repris le relais. Il y avait Chaotic Ramsès et John Thomas qui était revenu et Chris aussi. Et Chris, gros Chris, qu'on salue d'en haut. Hein. Enfin, lui, il nous salue d'en haut, pardon. Suivant, ça c'était quoi? Ah oui, ça c'était à Montpellier, ça. Ouais. C'était au Palace de Montpellier avec le Before au point zéro qui maintenant est devenu une boîte de nuit. Le PZ. Le PZ City Club que Sacha, que je salue si tu tombes sur cette interview. On avait avec Terry Rouen de Nocturius, on avait fait pas mal de soirées à l'époque. On va mettre un petit morceau de Jérôme. Ouais, mais du Jérôme, ouais. En 2000, My Time. Allez, alors celui-là, ce morceau. Oh ouais, mais là, tu mets un morceau, j'aurais des choses à dire dessus. Hein. Alors, attends, bon. Je passe un flyer. On remarque, on peut faire une pause de flyer et reprendre les flyers après. Hein. On est où Moira, c'est ça? Non. Bah tiens, regarde, il tombe bien ce flyer. Ouais. Il tombe bien ce flyer parce qu'on est pile poil dans le son que Jean est en train de nous mettre. Oui, alors voilà. Jérôme Pac-Man House Café, c'est justement là où il y a eu un rebond. Tu vois, il y a eu une période un peu creuse et il y a eu un rebond là justement. Comment tu peux nous expliquer le concept de ça? En fait, je faisais les soirées Magic Garden et ça se passait super bien. Et puis en fait, ça prenait tellement d'ampleur qu'ils ont voulu faire leur compile en fait. Ils ont voulu illustrer le mix. Bon. Et j'étais président de Magic Garden et en fait, ils ont voulu faire leur compile pour illustrer le. Je me permets, Jérôme, hein, regarde, je te montre ça. Hein. Je me permets. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Attends, je me mets. Voilà. Donc, si tu veux ce vinyle. Oui. 77 francs quand même. Hein. Ouais, il y a le prix. Ça merde Fnac, pas, Jérôme. Voilà. Je montre. Voilà, ça. Alors, cette compile, Jérôme. Il faut savoir que dans le sud de la France, alors c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, pas du tout. Il y a très peu de DJ qui jouaient Deep House à cette période-là, parce que tout le monde jouait techno, tout ça. Et vous, à Paris, vous avez de la chance d'avoir beaucoup de lieux. Et il y avait un certain Benjamin le Dauphin, c'est-à-dire moi, qui était là, et Loloman et Jeff sur le chat vont pouvoir le dire. Ils étaient là, et moi je venais très souvent, j'étais cantonné au Before parce que j'étais le seul à jouer Deep House. Et ben ce vinyle, les gars. Si quelqu'un là sur le chat là où c'est regardé, qui n'a pas joué les deux faces à la longue en alternant les morceaux de chaque face et de chaque disque? C'était fantastique. T'avais deux vinyles. Je vais le sortir. Et vous savez quoi? On a une platine vinyle qui est juste là. Attends, regarde, on l'a jamais fait. On a une platine vinyle. Regardez là, j'ai une petite platine vinyle. On va se faire plaisir. Elle est reliée sur la table. Une technique ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Attends, je vais mettre ça là. Hop. C'est du direct. Alors, je prends le disque 1 et vous allez comprendre. Et quelqu'un qui jouait de la Deep House, il achetait, rien qu'avec cette compile, il faisait le Before, à la moitié du Before déjà. Mais c'est sérieux, là, regarde. Attends, arrête le morceau, j'en suis là, Maïtan. Et je crois qu'il n'est pas dans cette compile d'ailleurs. Alors attention, la platine vinyle, elle est ouf. Elle est là, hop, c'est magique. T'as relié la terre, c'est bon? Regardez, c'est magique. Maximum, non, mais ils n'étaient pas en CD, en vinyle. Hein. Les années 80, non, regardez, la radio en vinyle. Et ce vinyle, cette compile, Jérôme, c'est toi qui avais choisi les noms les morceaux ou pas? Ah oui, bien sûr. Ah mais bravo, sans déconner, bingo. Cette compile-là... Le vinyle n'est pas mixé, c'est les morceaux séparés, ouais. Ouais, c'est les morceaux séparés, et c'est ça qui était fabuleux. En plus, ils étaient en version longue, hein, les maxi. Et ce qui est génial, donc si t'avais deux platines, t'alternais, tu tournais, et tu faisais, tu peux presque combien, bien une heure, non peut-être pas, parce que c'est 30 minutes, 15 minutes par face, donc... Ouais, il y avait un peu moins que de... si, tu faisais presque une heure. Hein. Le mixé, mais il y avait pas mal, il y avait 8 morceaux, je crois. Ah ouais, non, mais franchement, bon, je les passe vite fait, alors après, il y avait quoi? Il y a sur le live qui parle du track avec Ursula Rucker. Il y avait pas mal de mecs qu'on a connus après, en fait, finalement. J'adorais ce morceau, autant j'adore tout. Mais celui-là, par contre, qu'est-ce que je l'ai joué? Mon pauvre Jérôme, si tu savais le nombre de fois où j'ai joué cette compile. Je suis pas loin du record du monde du House Café, hein, c'est sûr.
Donc ça se prête bien, hein. Donc vous entendez, hein, Benja, il y a Eric sur le live qui parle de Ursula Rocker qui est obligatoire sur cette compile. Ouais, bon, je vais tous les passer vite fait, regarde. Hop. Voilà. Ah oui, ça c'était le truc de Grégory, c'était fabuleux. Grégory, ouais. Attends, je regarde. Oui, DJ Grégory, ça. On t'entend pas, Ben, hein. Oui, je sais, mais World, je regarde le nom. C'est pas World Style celui-là? C'est ça? World Style? Ah, c'est DJ Grégory. Ouais. Ouais. Attends, je vais pousser mon écran et voir les backstage de l'émission. Et après, si on tourne, regardez, magnifique. On peut tous les faire parce que regarde, tu mettais et tu tournais, mais c'est fantastique. Attends, je passe intro. Voilà, celui-là, mais tout ça, je l'ai joué. Je sais pas si Jeff et Loloman s'en souviennent quand j'étais. Ils ont dû les entendre ces morceaux parce que qu'est-ce que je les ai joués, mais cette compile est extraordinaire. Hein. Allez, on va passer le quatrième. Là, c'était de la house music à ce moment-là, c'était vraiment une bonne période pour la house music. Mais il y avait beaucoup de soirées, on va dire art techno à l'époque, hein, faut le dire, hein, nous dans le sud. Voilà. Et il y a le petit Benjamin le Dauphin qui arrivait là comme ça avec ses petites compiles. Voilà. Est-ce qu'on n'y est pas là? Est-ce que le mot deep house ne rime pas avec cette compile? Ah, je vais vous mettre le deuxième vinyle tant qu'on y est, hein, soyons fous. Hein. Ouais, c'était sympa. On a bien fait d'avoir branché la platine sur la table quand même. On savait pas si ça servirait, on s'est dit ça va forcément servir hein, en tant que fan de vinyle. À l'époque, on était un peu décalé parce que Ben il jouait Deep House et moi je jouais électro, mais électro. Et là, le disque numéro... C'était pas la mode encore. Disque numéro 2. Et là, c'était magnifique. Et un de mes artistes que j'adore et que j'espère que tu vas pouvoir mettre en contact avec lui, Adjazz. Et ça... Ah ouais, bah ouais, ça le morceau d'Adjazz, c'est un artiste que j'ai joué à Jazz que j'aimerais interviewer. Voilà, s'il y a un que je dois interviewer, c'est lui. Alors j'espère que tu es en contact encore avec Adjazz, ou que quelqu'un pourra me mettre en contact parce qu'il faut qu'on l'interviewe. Adjazz, ouais. Je me trompe pas, a fait les musiques de Tomb Raider du jeu vidéo, hein, si je me trompe pas. Ah ouais? Il me semble que oui. Ah ouais, excellent. Ouais, ce morceau, on va y arriver au morceau. Hein, c'était quoi le nom qu'il nous avait dit sur le chat? Le nom du morceau qu'il avait dit sur le chat? Ursula Rocker. Oh, est-ce que je l'ai déjà passé? Hop, ça va s'arrêter. Ça sera le dernier quand. Voilà, ce morceau, mais qu'est-ce que je l'ai joué? Voilà. Ouais. Après, t'as celui-là aussi qui est bien dans l'esprit. Enfin, t'avais fait un choix de morceaux qui est. C'était parfait, quoi. C'était. Ouais, c'est pas ça. Ça me donne presque envie d'aller chercher la deuxième platine et allez, on y va, on mixe. Ouais. On va y arriver à ce fameux Ursula. Il y en a d'abord un autre avant, je passe vite fait. Ouais, tu faisais 1 heure, hein, grâce à toi, Jérôme. Quelqu'un qui avait pas trop de budget, il achetait juste cette compile, il faisait 1 heure de Before. Ah, c'était fait pour ça. Hein, ah, mais c'était franchement, bon, bravo encore. Hein, mais... Et le fameux Ursula Rocker qui est là, je crois. Ah oui, avec l'intro là, ouais, c'est vrai que celui-là était complètement. On va laisser tourner, on va parler dessus. On peut continuer. On va laisser tourner ce Ursula Rocker. Mais en tout cas, bravo, hein, une fois de plus. Voilà, autant Jean lui était fasciné par le premier que tu disais tout à l'heure, le disque. Oui, mais c'est. Voilà. Alors moi, ça, bon, il y a pas forcément. T'avais pas de morceau de toi dans celui-là en plus, hein. Non. Alors que t'aurais pu. Garden, il y en a pas un mois. Et t'aurais pu le faire. Ouais, mais mais t'as préféré faire jouer. Non, mais bravo. Non, mais franchement, c'est tout à ton honneur parce que. Pourquoi je te dis ça, Jérôme? Parce que souvent, les gens, quand ils faisaient des compiles et qu'ils étaient producteurs, ils casaient voire un. Il y en a qui trichent, ils en mettaient 2 ou 3. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Non, justement, j'étais vraiment pas dans cet état d'esprit là. Non, ouais, super. Et c'est vrai que ce morceau, je suis d'accord. C'est quelle année la compile, la Ben, pour le coup Ouais, on va regarder ça. 18, 19, je crois. Alors. 99 pour pratiquement tous les morceaux, 98, donc la compile à date de 2000. Tu l'as fait en 2000 et les morceaux sont des 2 dernières années. 2000, je sais pas si on voit en bas là, voilà 2000, je sais pas si vous voyez. Ouais. Compiled, Jérôme Pacman, c'est la classe. Ouais, c'était bien, ouais. Et Magic Garden, ouais, c'était. Ouais. En plus, c'était masterisé, Pompon Astrance Lab et tout. Les bons studios, les bons ingé sons, tout le monde. Non, mais en plus, en tout cas, bravo. Et les autres, il faudra que j'y chope d'ailleurs. Et moi, c'était bingo. Hein, c'était voilà.
Voilà, on peut féliciter Jérôme Pacman, je pense. J'ai pas des. Attends, je vais trouver des applaudissements, je dois avoir ça qui traîne quelque part quand même. Attends, quoi, tout un honneur. Non, j'ai pas les applaudissements. Non, mais je les ai, je vais trouver, attends. Des boîtes à bravo. Il faut qu'on réarrange. La boîte à bravo. La boîte à bravo. J'ai une boîte à bravo, hein. Faut juste que je la retrouve, mais c'est vrai qu'il faut que j'organise cette boîte, voilà. Je vais casser Merci pour toi. le rythme de la chronologie pour une fois. Bravo, Jérôme, on t'applaudit tous pour cette copine. Bravo. On dirait le bravo de la fin d'une blague. Voilà. Et comme dirait Julien Lepers. Oui. Oh, ça, c'est beau. Oh oui, ça, c'est beau. Enfin voilà, bon, on pourrait en faire. Allez, d'habitude on aime bien être chronologique, mais je vais un peu faire un pas dans le futur, dans le présent en fait. Ta compil fait aussi très bien un bête sonore pour la radio, t'as vu? Ça passe, hein? C'est parfait, hein? Ouais, tout à fait. Quels sont les dans la scène actuelle la question m'est revenue plusieurs fois, c'était prévu, mais je la pose souvent à la fin. Mais voilà, on fait des petits parallèles. Quel est dans la scène actuelle, dans les sons actuels, ce que tu aimes, les artistes actuels que tu aimes bien? Qu'est-ce que tu aimes bien dans les dernières années, aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait vibrer un petit peu? Bah là, je vais vous dire que là, depuis 2 ans, j'en sais trop rien en fait. Clairement. Enfin, en gros, depuis le Covid, il y a un espèce de trou qui fait qu'en fait, il a été tellement violent que je m'en suis presque, tu vois, je m'en suis presque protégé, on va dire. Enfin, je sais pas comment dire, mais je m'en suis presque un peu éloigné là, jusqu'à temps qu'on passe à autre chose, en fait. Parce que c'est trop violent, en fait. Du coup, d'un coup comme ça, qu'il n'y ait plus rien. Et en fait, je cherche pas à rattraper. Je me dis que là, de toute façon, c'est une période que tout le monde est en train de vivre d'une manière bizarre. Je vois bien quand je parle à tous mes potes DJ ou quoi, on est tous un peu pareils. Donc on sait pas trop quoi en fait quoi là. Je sais pas. Là je me dis que on arrive à un point où il faut qu'il se passe quelque chose vraiment. S'il se repasse vraiment quelque chose dans cet univers-là, ce qui est pas évident en fait, hein, par rapport à où on en est au niveau des oreilles actuellement et au niveau de la perception du son qui est vachement plus comme une espèce de divertissement plus que comme un sens en fait. Le sens de l'ouïe en fait c'est perdu clairement quoi. Il reste plus que l'image en gros en fait quoi. Je trouve qu'on perd vachement. On n'accorde plus trop d'importance à ce que ça peut représenter comme sens en fait, mais beaucoup plus comme divertissement quoi. Voilà, on écoute des morceaux, on les jette, on en écoute un autre. C'est devenu très comme des produits. Ouais. En fait, t'es pas le seul à nous avoir dit ça, hein. C'est un truc qui revient souvent quand on pose la question. Hein. Et donc là, est-ce qu'on va retrouver une sensibilité de sens, de sens, de son et de sens en fait quoi. Et je sais pas. Mais là, je pense que c'est en même temps, il fallait qu'il y ait une période comme ça qui arrive un jour ou un autre, hein. Peut-être. Ouais. Il y a Romain qui nous a envoyé un flyer, je le mets. Enfin, je cours pas après les trucs. Il y a sûrement des trucs, hein, par contre. Il y a sûrement des choses qui se passent. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que je suis pas trop, en vrai, quoi. J'ai envie de me faire surprendre à un moment, quoi. En fait, je me dis que je vais peut-être me faire surprendre par quelque chose de phénoménal. Et j'attends un petit peu ça. Je pense pas que ce sera moi qui vais le sortir là maintenant, parce que c'est peut-être un petit peu, c'est peut-être un petit peu foutu, hein, finalement, de réagir comme ça et puis de mettre un petit peu en arrière. Mais voilà, je me dis que ça reprendra sûrement. Il y aura peut-être un truc à un moment, un déclic, quelque chose, un son, pif, paf, paf, et puis boum, c'est reparti. Je sais pas trop, en fait, là. Franchement, je sais pas trop. Comme tu disais, Jean, à l'interview aujourd'hui, de Millimétrique. Pas des chroniques, en fait, en ce moment-là. Ces gens disaient la semaine dernière avec Millimétrique, à part le dubstep, c'était le dubstep, le dernier truc qui, quelque part, était le dernier son nouveau, en fait, c'est vrai que souvent. Au départ, c'est pas des polémiques, on fait, c'est des discussions de fond entre passionnés en fait. Hein, c'est pas non plus pour polémiquer, mais il faut bien un peu en parler. C'est vrai qu'en fait, chaque fois, je dis, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous pensez que c'est faux, apportez-moi les éléments qui montrent que c'est faux et que ce n'est pas vrai. Et c'est vrai que moi, je me suis posé la question en fait, et depuis le dubstep, je crois que c'est fin des années 2000, peut-être début des années 2010, mais bon. Il n'y a aucun son nouveau
à l'horizon? Bah, il y a aucun son nouveau. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire, mais vous êtes cinglés ou quoi? Il y a plein de trucs de folie, quoi. Et attends, j'ai pas dit qu'il y avait pas des bons morceaux, mais un son nouveau, tu vois, c'est comme j'expliquais souvent. Alors c'est vrai que ça fait un peu vieux corps, mais bon, après il faut un peu l'assumer aussi. Hein. C'est que tu vois, en 87, t'as la house. Après, il y a l'acid house, donc après t'as la new beat, après t'as la techno, après t'as la trance, t'as le gabber, t'as le drum and bass. Tu prends un gifle sur gifle, tu te fais matraquer sur matraquer, t'as un truc encore plus génial que l'autre qui remplace l'autre, c'est de la folie. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que fin des années 90, t'as eu l'art techno, après t'as eu l'électroclash, donc c'est un retour en arrière, donc déjà c'est pas vraiment nouveau. Minimal, c'est pas nouveau, puisque nous on écoutait de la techno minimale, Contact Record en 96-17. Bon, donc c'est pas nouveau. Après t'as tout tectonique, tout ça, electro house. Bon, c'est de la dance. Bon, ok. Après t'as le dubstep, effectivement. La tech house, ça existait déjà, c'est pas nouveau. Et tu vois, et le mot électro veut plus rien dire. Tout ça. Comment? Ça fait 30 ans. Ben voilà, c'est c'est ça le truc. Ça fait 30 ans de musique, hein, quand même. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme style aujourd'hui à part le hip-hop? Rien. Alors en hip-hop, on pourrait faire une émission rien que sur le hip-hop aussi. Après, je dis pas c'est quoi, mais le seul truc qui reste, qu'est-ce qu'il y a comme style aujourd'hui, continue, qui s'est pas arrêté à part le hip-hop? Rien. Si, la house. Ouais. Si. Bah, la house et la deep house, justement Jeff qui est sur le chat souvent le dit. La house et la deep house, ta compil par exemple, qu'on est passé là, c'est indémodable. Et aujourd'hui, c'est une des rares musiques. Pourquoi je jouais beaucoup de deep house et encore? Parce qu'elle est toujours là. Voilà. Ouais, mais quand t'as 18 ans, est-ce que tu rentres dans la deep house? Pardon? Non, mais attention. En France, peut-être pas. Non, je pense pas en fait. Parce que je pense pas qu'aujourd'hui, si tu rentres dans un style, aujourd'hui, tu rentres dans le hip-hop ou dans autre chose, mais qui est plus, mais tu rentres pas dans un courant comme ça aujourd'hui quand t'es jeune en fait, pas dans la deep house quoi, c'est pas possible en fait. Ça dépend. Tu serais surpris. Tu serais surpris, Jérôme, parce que moi, pour avoir discuté. Tu rentres pas dans un truc nouveau, tu rentres dans un truc qui existe déjà, voilà, comme tu pourrais être d'un coup fou de rock'n'roll ou je ne sais quoi. Mais tu rentres pas dans un truc en train de se faire, là, qui est en train de se diffuser, de grossir, et de devenir quelque chose. On n'est pas en devenir. Là, cette musique-là, elle est vraiment pas en devenir là en ce moment. Non, mais je disais pas qu'elle est en devenir, mais je dis qu'elle est toujours là, présente. Parce qu'avant qu'il y ait le Covid, elle était déjà pas en devenir en fait. Ouais. Ça faisait déjà bien 2 ans qu'elle était en train de fléchir sérieusement. Et en fait, ça a été l'épée Damoclès, ce truc de Covid, ça fait BAM! Donc là, ça a mis vraiment un gros coup. Enfin, c'est-à-dire que ça a montré d'un coup ce que... En fait, là, on est vraiment... Mais c'est bien, quelque part, parce que ça, on va voir ce que ça... Justement, on va voir ce qui va se passer, en fait. Puisqu'on a toujours été surpris, est-ce qu'on va être encore surpris ou pas? Mais je pense qu'en ce moment, cette musique, là, on traîne des choses. On traîne des choses qu'on aime, qui sont voilà, mais on n'a rien de super nouveau là, en vrai, dans ce style-là, hein, enfin dans ce style-là, dans ce qu'on appelle la musique électronique, voilà, pas toutes les conneries qui passent à la radio les uns derrière les autres avec les vocodeurs en rail à moitié là et compagnie où tout le monde pleure là. Et pas que dans la musique électronique malheureusement. L'autotune, tu qu'on en parle? Tu qu'on parle de l'autotune? On pleure de partout. Ouais. Dans la musique électronique comme elle est en suspens total en vrai. Quoi. Là, mais c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce que ça va rebondir ou pas en fait? Est-ce qu'il y a que la musique électronique qui est en suspens total? Est-ce que c'est pas... Oh bah oui. Oui, non. Bah sinon il y a plus le reste, c'est même pas en suspens, c'est plus là. Ouais. La musique électronique, non, mais la musique, elle marche très bien. Il y a des artistes très bien hein, qui font des trucs. Il y a des Français incroyables en ce moment, hein, quelque part, même dans la variété, hein, je trouve. Enfin, il y a des gens. Faut juste arrêter l'autotune pour ce petit message. Presque une envergure internationale au niveau de leur son, en fait, quoi, ce qui n'existait pas avant. Donc, dans ce sens-là, ça avance pas mal, en vrai, quoi. Mais par contre, dans la musique électro, là, bon, ben voilà, on verra. Mais le gros coup, c'est que s'il n'y a pas de soirée, si c'est pas vivant, c'est difficile de se nourrir de choses. Et parce que c'est toujours ça surenchérit tout le temps cette musique électronique en fait, c'est parce qu'il y a telle chose, hop, tel son, ça donne des idées à des gens et hop ils veulent faire tel truc et chacun met sa couche et bim et le machin avance comme ça. Mais comme la machinerie est un peu arrêtée là, c'est difficile
Ou alors tu fais toujours des trucs qui sont déjà faits. En effet, quoi. Là, j'entends des trucs, mais j'ai l'impression d'avoir entendu ça toute ma vie. Bon, c'est cool, mais là, on est dans le Covid. C'est le moment où jamais de rebondir sur quelque chose de nouveau là. Pour un coup, on va pas encore ressasier. Tu vois toujours les mêmes schémas. C'est sympa, mais putain, on va faire ça combien de temps? Toute notre vie jusqu'au bout? Non, on va même Écoute, pas. Là, il nous faut un truc bien stack. Ouais. Tu vois. J'ai des réflexions sur le live là. Il y a Geoff qui dit la musique est un éternel recommencement. Ouais, c'est vrai. Angélique a parlé de la new disco. Ouais, ah oui, ouais, c'est vrai. Ouais, La mais new bon, disco, c'est pas ouais, nouveau. ouais, C'est carrément. c'est un joli mélange ça, le de house dernier et de truc, disco. en vrai. C'est pas nouveau. Qui était là. Tout le côté new disco, vachement bien appeléché, bien foutu. On parle pas et de tout. qualité. Des fois, peut-être, je me fais mal comprendre. Moi, j'adore. Je suis bien dans l'époque, en fait. Et je la déteste en même temps de notre côté. Donc, c'est pas le problème de l'époque. Je parle du son. Il y a beaucoup de sons qui me plaisent parce que justement, c'est très inspiré par les sons du passé. Et moi, du moment que c'est un peu le son du passé, ça me parle. Ouais, c'est sympa, mais si c'est inspiré, mais c'est c'est pas bien. nouveau. Si c'est carrément de la copie, c'est relou. Mais c'est pas nouveau, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que ça me plaît. J'adore quand un gamin de 24 ans, il fait un truc techno rave comme ça se faisait en 92. Je trouve ça génial. Ça me plaît. Mais c'est pas nouveau. Voilà, c'est ce que moi, ça me saoule complètement. Voilà, mais ça, j'ai l'impression d'avoir tout le temps entendu ça toute ma vie. Voilà, ouais, je comprends. C'est cool, mais c'est chiant en fait, quoi. Putain, ouais, bien sûr. C'est pas nouveau. Ouais. Voilà. Après, il y a Manu qui me dit que le modulaire a apporté quelque chose de nouveau dans les sons. Dans les sons, peut-être. Ah bah le modulaire peut toujours apporter de la nouveauté parce que c'est des terrains infinis justement. Ouais. Le modulaire effectivement ça peut tout le temps apporter de la nouveauté si on a l'esprit qui va loin et puis les idées aussi. Et c'est sûr que le modulaire c'est modulaire hein, par définition quoi. Qui pourrait inventer un nouveau son d'après vous? Moi franchement j'ai aucune idée. Ça c'est le truc, c'est que maintenant, c'est que voilà, ce qui est chiant, c'est que il y a le moindre truc, tout le monde va faire la même chose en 2 secondes. Ouais. Et c'est ça un peu le problème aussi, quoi. Ouais. Mais tu sais, Aphex Twin a fait un son nouveau. Une mouvance, quoi, tu vois, une mouvance, c'est compliqué. Quoi. Aphex Twin a fait un son nouveau. Pendant 10 piges, on a eu du Aphex Twin à toutes les sauces. Après, il y a eu la dubstep, on y est encore dedans, avec les pubs, machin, les trucs. Dès que t'as un spectacle, c'est oui, c'est toujours pareil. Donc effectivement et là on est dans le spectacle, enfin je veux dire, maintenant on parle de performance, tu vois, enfin, je veux dire, quand les gens ils vont dans des festivals, ils viennent voir des performances en fait, tu vois, des performances, enfin ils ont l'appareil photo et voilà, ils filment une performance qu'ils vont mettre sur Facebook en fait. C'est bon, c'est cool, mais on n'est pas là, c'est pas de la performance à la base tout ça. C'est du live, c'est de l'instant, c'est de l'instinct et de l'instant en fait. C'est pas un truc qui est prévu dès le départ, ça va commencer comme ça va se finir comme ça. C'est pas de la performance, c'est tout sauf de la performance l'électronique musique en fait quoi. Mais malheureusement, on est dans un monde de performance. Voilà, et il faut faire de la performance, pas du spectacle. Pour que ça soit, pour qu'on trouve ça magique. C'est ce qui est quand même dingue. Alors en fait, c'est tout le côté instinctif, imprévu, qui est en train de se faire sur le moment. Toute cette musique-là, elle est basée sur ce côté-là à l'origine, en vrai. Donc, est-ce qu'on va retrouver à un moment donné toute cette énergie-là? Peut-être. Oui, je pense. À un moment donné, par un ras-le-bol de trucs trop surfaits, peut-être que ça va redonner vie à ça. En fait. Mais écoute, je pense les soirées sont en train de reprendre là, ça y est, les annonces arrivent, hein, chaque boîte de nuit, chaque autre. Voilà. Ouais. Donc déjà, tu vois, il y a Fred B-Side qui avec Cloakroom invite, qui fait Fortinanger, notre copain Fortinanger. Et Paula Temple, ouais. Et Paula Temple, tu vois, qui est c'est intéressant. Parce qu'ils auraient pu faire, donc on fait venir un peu, Fortinanger qui est d'ici, hein, qui est de la région, et c'est un son qui Montpellier n'est pas habitué. Et d'ailleurs, je lui dirais à Fred, bravo, parce que faut oser, parce que faire ce son-là sur Montpellier, industriel un peu, tu sais, un peu techno, là, ça va pas plaisanter quoi. Hein. Enfin, pour ceux qui connaissent Fortinanger, là, ça va pas être de la techno pour faire du réchauffé là. Il faut se reprendre. Hein, là, c'est ce qui, en tout cas, Fred B-Side, c'est ce qu'il est en train de faire à Montpellier. On n'a pas trop parlé, Jean, mais ça m'a surpris. J'ai dit ouf. Là, en plus, ça va s'y prêter. C'est le Jazz Warehouse de Montpellier. C'est un truc un peu hangar, tu vois. Voilà. Donc, je vais essayer d'aller à cette soirée, mais c'est pas gagné. Voilà.
Non, mais c'est bien, tant mieux. Il faut, Ouais, mais ça va reprendre, écoute. Sur le live, on te demande qu'est-ce que tu penses de David Guetta. Tu as connu sûrement, tu as dû le connaître. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que j'ai pas grand-chose à dire sur ce mec. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire? Rien. Bah, c'est un performeur, voilà. À la limite, c'est vraiment pas ce que j'aime, forcément, quoi. C'est un performeur, c'est un mec, voilà, il fait son truc. Bon, bah voilà, c'est David Guetta. Pour moi, ça a toujours été un bon organisateur de soirée, c'est sûr. Quand il a repris les bains douches, quand il a repris le palace, il en a fait quelque chose à ce moment-là, ça c'est clair. Maintenant, musicalement, j'ai aucune affinité avec David Guetta, ça c'est clair. Après, il a plusieurs projets. Il a un projet qui s'appelle Jack Back, c'est intéressant. C'est un projet un peu plus house underground, je sais pas si tu savais. Avec Iko, par exemple. Oui, il va un peu partout, comme ci, comme ça, voilà, mais. De toute façon, David Guetta, c'est David Guetta. Voilà, moi après je comprends qu'on aime ça, David Guetta. Ouais, mais après c'est que voilà, il y a le côté business. Il y a quelque chose, ça, je vais pas le nier, mais voilà, c'est du domaine de la performance pour moi, et c'est pas, j'ai l'impression que on sait que ça va se passer comme ça, tu vois, c'est bras en l'air au bon moment. Enfin, c'est un chemin qui est tellement bien quadrillé, bien fait. Il y a rien qui dépasse, il y a pas la moindre erreur, il y aura pas le moindre truc imprévu qui va se passer. D'ailleurs, il a même fait des lives où c'était des DAT qui tournaient. Hein, tout le monde le sait, en fait, il était même pas en train de mixer, c'est des trucs qui sont enregistrés. On sait qu'il est comme ça, mais bon, mais après voilà, c'est. Bien sûr. Mais tu sais, de toute façon, c'est quelqu'un. C'est même pas de mon domaine, en fait, donc je le rapproche même pas de mon univers, donc je n'ai même pas d'avis, en fait. Ouais. David Guetta, que peut-être on aura un jour dans cette émission. Si on peut l'interviewer, on le fera avec plaisir en tout cas. On a un projet d'interviewer. On saura faire une interview intéressante avec lui en tout cas. La différence de peut-être. Non mais on brossera pas son truc. On parlera vrai de son époque. Il y a beaucoup de choses qui surprendraient les gens, je pense. De son époque hip-hop, de son époque deep house. Il a fait de trucs, David Guetta, bien sûr. Il a fait des milliards de trucs. Mais bon, voilà, c'est surtout pour moi, ça a toujours été. C'est le mec quand même qui a redressé le palace à un moment. C'est le mec qui, voilà, il savait. À la base, c'est un organisateur de soirée qui savait, voilà. Et puis après, ce qui les émoussait, c'était de venir faire venir les stars et compagnie, machin truc. Sa femme, c'était un enfer, mais bon, voilà. Mais lui, ça va, il est cool, hein, en fait. Ouais, il est cool. Ouais. C'est un mec qui est super agréable, qui peut parler comme ça, il est archi cool, il n'y a pas de problème, il se la monte pas à la tête, rien. Ça, c'est vrai. Mais après, bon, bah voilà, après, moi, j'ai pas spécialement plus d'affinité que ça avec lui, en fait. Même si on connaît depuis longtemps. Mais. Parlons de choses positives. Oui. C'était pas négatif non plus. C'était un peu les coups de gueule, quoi. Voilà. Si tu devais envisager un duo, un B2B, une coprod, un rêve pour toi, ça serait quoi? Un truc qui te redonnerait la pêche là, ce serait quoi? Oh là là, qui est là maintenant là? Oh là là, maintenant ça pourrait être beaucoup de monde. À des moments, je t'aurais dit lui ou lui, mais là aujourd'hui. C'est dur à dire. Hein. Ça aurait été qui à une époque où peut-être on a plus d'inspiration selon les moments, si tu en as un petit peu moins en ce moment, à l'époque où tu avais des petits élans d'inspiration, qu'est-ce qui t'aurait motivé, qui t'aurait démangé, à part Christophe le chanteur? Non, des mecs qui sont vraiment dans l'abstrait en fait et qui arrivent à le présenter super bien musicalement en fait. Voilà. Enfin des gens qui savent gérer tout ce qui est abstrait, enfin pas abstrait mais qui arrivent à faire quelque chose arriver à te présenter quelque chose qui d'un concept abstrait complètement, ils arrivent à te faire quelque chose qui est très lisible en fait. Ça c'est ce qui m'impressionne le plus chez les artistes quoi. C'est ceux qui arrivent à te faire comprendre des trucs qu'en fait si tu regardes bien mais comment c'est incompréhensible en fait, comment dire. Je sais pas comment dire ça. C'est la musique abstraite, mais rendue d'une manière très concrète. Ça, ces artistes qui sont comme ça me rendent, c'est ceux-là qui m'impressionnent le plus, en vrai, souvent. En tout cas, dans l'électronique, hein, j'entends. Pas dans la musique en général, dans l'électronique, c'est ça, je trouve, qui est le plus dingue, quoi. C'est tout ce côté abstrait qui peut être concret, en fait. Ça pourrait te motiver, ça. Que ça soit dans la rythmique, que ça soit dans les grooves, dans tout. C'est le truc que t'arrives pas. Tu peux pas quand tu entends le morceau, tu peux pas le décortiquer en fait. C'est un tout. Et tu peux pas séparer en fait parce que tout se tient. Et en fait, si tu sépares tout, il y a rien en fait. Ça veut rien dire. Mais c'est cette réunion de ce truc-là qui fait qu'en fait c'est magique. Ça c'est ce qui m'impressionne le plus souvent dans les morceaux, dans l'électronique en général. D'accord.
Je sais pas si c'est très clair, mais. Ben, tu t'exprimes, tu dis ce que tu ressens. Hein, Et on va remettre un petit morceau de toi. On va peut-être aller un peu plus dans les années. Ouais, peut-être dans le EP, là, le One là, de 2004. Là. Il est où? Il est là. Ah oui, celui-là, ouais. One, il est... Peut-être dans la B. T'as deux. À mon avis, c'est dans la B, disco B. Non, c'est bon, c'est dans la A. Vas-y. Là, je me trompe pas. Alors, c'est marrant parce qu'on sent. Électro, ouais. Alors, on sent un peu l'influence, tu vois, du côté entre guillemets electro house un peu. Donc, ça reste à ta patte, mais avec effectivement avec l'apport un peu de la prod de l'époque. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le moment où c'était juste après un blanc de la musique, hein, entre parenthèses, en fait. C'est le moment où en fait on est revenu à quand l'électro est arrivé, en fait, plus ou moins. Enfin, quand l'électro est arrivé. Quand la techno un peu électro est revenue là. Et ce qu'on appelle electro house, on va dire à peu près, voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est après la vague française qui était un peu justement très Frenchy, mélodieuse et compagnie, dont on évoquait tout à l'heure. Et quand il y a eu les Cardini, par exemple, toute cette vague électro un peu plus, qui revenait un peu aux roots en fait, de la techno et de l'électro en fait. Cette vague de 2005, 2006 par là. Ouais. Près, je crois. Alors, c'est une vague que nous aussi, avec Jean, on a aimé cette période-là, parce que c'est vrai que ça, enfin, il y avait un truc qui arrivait, un petit son qui grattait, des arpèges de partout, des trucs, des modulaires justement, et ça faisait honneur à la techno. Enfin, la techno, l'électronique techno avait de nouveau un sens en fait. Voilà. Et c'est pour ça que tu t'es remis à faire de la musique alors. Ça t'a donné envie. Et en fait voilà, donc du coup, dans cette veine-là, j'ai fait ce truc-là en fait. Ouais. Toi, il faut que tu marches. T'as l'air. Tu marches vachement à l'inspiration et sans concession, j'ai l'impression. Je pense que si on te disait, voilà, faut faire un track, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais je pense que t'en aurais rien à foutre qu'on te demande de faire, voilà, fais-moi un track machin pour aujourd'hui, pour faire revenir sur le devant de la scène, tout ça. Je pense que t'aurais plutôt envie de répondre si tu m'arrêtes, si je dis une bêtise, mais non, mais attends que j'ai une inspiration et je ferai ce que j'ai envie de faire, quoi, en gros. Ah, tout à fait, complètement. Ah oui. Oh bah oui, moi je sais pas. Enfin, si c'est pour faire ça, je peux faire n'importe quel truc dans la vie, tu peux le faire comme ça, quoi. Là, ce qui est magique avec la musique, c'est justement de pas spécialement répondre à des stimulus réponses comme ça, en fait, tu vois. Et justement de rester dans ce côté où tu gardes l'inspiration. C'est comme ça que t'es libre dans la musique, c'est comme ça que c'est magnifique, je trouve, en fait, quoi. C'est de faire avec l'inspiration quand tu peux être comme ça, mais t'es d'une liberté folle, en fait. Enfin, c'est comme ça que t'es le plus authentique, en vrai. Enfin, moi, c'est comme ça que je me sentais le plus authentique. Mais pour le peu, il faut avoir l'inspiration qui vienne, il faut des choses qui nous inspirent pour qu'on puisse se lancer, quoi. C'est ça, pour avoir l'inspiration, il faut qu'il y ait des choses qui inspirent, ouais, c'est ça. Des fois, tu l'as pas, des fois, tu l'as, mais moi, j'apprécie les mecs qui font un album tous les 10 ans, hein, franchement, parce que je me dis, bah voilà, ils l'ont fait à ce moment-là, parce que c'est tout. Ils l'ont pas fait parce qu'il fallait qu'ils le fassent, en fait. Et donc ça, je trouve que c'est tout de suite empreint d'une sincérité inouïe, quoi. En fait, quoi. Tu te dis que voilà, les mecs l'ont fait parce qu'ils l'ont senti à ce moment-là. Et c'est comme ça que les choses les plus magiques se font dans la musique, en vrai, quoi. Quand t'es pas programmé. Et en 2004, Jean, on peut mettre l'autre parce que du coup, il a fait un autre. Ça t'a inspiré un peu plus l'année. Et ouais, ça c'est entre les deux, c'est à moitié programmé quand même. Parce que je vois qu'après, tu as fait ça aussi. C'est inspiré mais programmé quand même, tu vois, parce que on était quand même déjà dans un son machin et je me suis inspiré de quelque chose. Ouais, mais ça te parlait. Et donc tu t'es dit, je vais y aller. C'est ça. Parce que, ouais, ça me parlait parce qu'effectivement, je trouvais que voilà, il y avait un truc pas mal là-dedans. Hein. Ah oui, ça fait Pac-Man. Est-ce que Pac-Man, le nom de Pac-Man t'a inspiré là? Parce que là, on est d'accord. Hein. Tu vois, là, ça fait Pac-Man. Tu le vois, là, on est d'accord qu'il y a les fantômes là qui courent derrière. Il est là, le Pac-Man. Et les fantômes, ils mangent. C'est ça. Alors, on va parler un petit peu matos parce que là, il y en a qui commencent à me tout là-dessus. On a parlé de l'époque hardware, le début, 93, 14, 15. En 2004, tu utilises quoi pour faire du son? Là, par exemple, ça, c'est que de la MPC 2000. Ah ouais? Là, ouais.
non, c'est que de la MPC 2000, excuse-moi. Non, il y a quand même des synthés, mais tout est piloté avec une MPC 2000. Il n'y a pas d'ordi, il n'y a rien sur ce morceau. Ah ouais, il y a le groove MPC, ah ouais, c'est sur. C'est que du hardware. Voilà, ouais. Mais ça, encore une fois, c'est l'empreinte, ça fait une flèche de subliminal d'Angalter, en fait. Pas d'ordinateur, c'est de la machine. Ouais. C'est vrai que c'est un son. C'est ça. Et là, c'est un Juno 106 et c'est tout, une MPC 2000 et voilà quoi. On me demande ce que tu fais pendant les années creuses, entre guillemets, musicalement. J'écoute. Enfin, dans les années creuses, j'écoute, en fait. Même dans les années pleines où je suis pas là, en fait, j'écoute, en fait. Quand il y a un son qui arrive des fois, t'es encore dans ton truc et tout. Moi, j'aime bien m'intégrer avec ce qui se passe, hein, c'est sûr, voilà. Après, tu vois, il y a des gens comme Laurent, par exemple, Garnier, lui, il a son son. Voilà, c'est son son, quoi qu'il se passe, par mots et merveilles. Tu vois, lui, il a son son, tac, il gardera toujours ce cap, machin et tout, ce qui est mortel, quoi. Moi, j'aime bien m'inspirer de la mouvance, en fait, quand même. Parce que en tant que DJ, je trouve que c'est un peu, voilà, parce que je suis plus DJ à la base que producteur, en fait. Ouais. Bon, c'est ça aussi qui fait ça. Mais j'aime bien m'inspirer des choses qui arrivent, en fait, quoi. Et j'ai oublié ta question, pardon, du coup. Non, c'était la question sur le live, savoir ce que tu faisais entre les trucs. Mais bon, après, c'est vrai que tu mixes quand même régulièrement, malgré tout, donc bon. Oui, sinon, j'écoute, ouais, effectivement, sinon, j'écoute en général. C'est que je digère. Je prends, je digère, et c'est quand j'ai digéré que je peux, moi, sortir mon truc, en fait, quoi. Donc, il y a des moments où, effectivement, on est en retrait, et des moments où on est en avant. Mais ça, c'est quand tu es artiste pendant 5 ans, t'as pas le temps de t'en rendre compte de ça. Mais quand tu fais ça pendant 20 à 25 ans, c'est des étapes que tu as déjà vécues au moins une fois ou deux dans ta vie, quoi. Des retraits, des mises en avant et des retraits, des mises en avant. Et il faut surtout, les mises en retrait, c'est jamais mauvais, en fait, hein. C'est super important. C'est des manières de ressourcer, de réécouter, d'avoir écouté, de rien faire et d'écouter ce que les autres font et, c'est important aussi, quoi. Il y a Hugues sur le chat qui s'en va au lit, qui te dit merci à toi pour toutes ces soirées. Il réécoutera le replay et il te tranquillement. remercie pour toutes ces soirées que quand tu l'as fait rêver, quoi, à l'époque. Ça fait plaisir, ça. C'est mon but, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est donner du plaisir aux gens. Voilà. Ouais, voilà. Le DJ à la base, il est là pour ça. Voilà. Moi, c'est le rêve qui m'apporte. C'est bien. Imagine. Oh, the people. Et alors, pour revenir à la question que posait notre ami sur le chat sur au niveau du son, donc du coup là on est plutôt dans les années 2000, mais si on fait un bond un peu vers l'avant, parce qu'il y a eu un creux quand même entre 2004 et 2012. Ah, mais au niveau des productions, oui, complètement. Moi, la production, ça n'a jamais été un truc qui a été très régulier chez moi. Alors, Jean, quand même, il a dit que ce qu'il a adoré, c'était quand il avait fait Mouvement Perpétuel. Ça, c'était, ouais, ça, 96, c'était. Ouais. Donc aussi... c'est-à-dire que j'adorais. Oui, je l'aimais bien parce qu'il me ressemblait bien, ce truc-là. Ouais. On va juste mettre quelques extraits quand même pour voir. Effectivement. Le bon, parce que c'est quoi, presque 10 ans en arrière. Et en fait, c'est eux qui finalement m'ont fait vraiment aimer, en fait. Alors pourquoi Mouvement Perpétuel ? Parce que le Mouvement Perpétuel, c'est l'histoire de cette musique pour moi. Ouais. D'accord. Voilà. Ce que tu disais tout à l'heure. C'est un mouvement perpétuel, quoi. Et c'est Geoff qui a dit ça sur le chat, c'est ça ? Ouais. Geoff, qu'on salue Geoff. Ça, c'est un EP qui est très intéressant, ça. Je sais pas pourquoi tu lâches. C'est étonnant, tu l'as fait sous pseudo sur un autre label. Ouais, sous pseudo sur un label marseillais, ouais. Ouais, sous pseudo, mouvement perpétuel, ouais. C'est marrant. Et aussi, ouais. Un peu tranquille comme ça. C'est lourd aussi là. Ouais. Je vais aller. Hop.
petit point et je reviens. Pendant Ouais, qu'il bien sûr, commence. bien sûr, vas-y, c'est vas-y, quoi, vas-y. c'est quoi Allez, Jérôme, on fait une pause de 2 minutes. On fait la pause. On s'écoute. Vas-y, 2 minutes, on se rejoint de 2 ou 3 minutes. Je vais mettre un petit message. Et que sur nous le aussi- live, je poserai les questions. Justement, il y a 2-3 questions intéressantes, Lolo, etc. De Erwan aussi, qui c'est des questions qui n'en sont pas, mais on va les poser quand même. Oui, on va. On va juste faire un pipi et on se retrouve tout de suite. Je vais mettre un petit message quand même pour les gens qui arrivent, parce que des fois ils paniquent, les gens, ils disent mais l'émission est finie ou pas. Alors je vais mettre un petit message, hop. Voilà. Et je vais retourner ici, comme ça on a le nom du morceau. Je suis d'accord, Panchez, quand c'est vrai. Hein. Faire des trucs comme ça simplement, c'est vrai. En fait, il se rend pas compte, Jérôme, je lui dirais, mais il a un certain génie à faire des trucs comme ça, mais c'est juste qu'il faut qu'il ait l'inspiration. Mais moi, je le vois presque plus comme un producteur que comme un DJ. C'est là où on va en parler après de ça, justement. Je vais chercher. On se rejoint dans 2 minutes. On vous laisse ça, on revient tout de suite.
mouvement perpétuel, Sexual Movement. Allez, on revient sur Radio Punch avec, comme d'habitude, avec un petit jingle. Acid House. Radio Punch. Acid House. Et voilà, de retour. Par contre, ma caméra a disparu. Alors ça, je vais tenter de résoudre le problème. Allez, toujours avec notre invité Jérôme, hein, ça y est. Ouais. Ça y est, on a bu un coup, on est revenu. Ouais. Alors, y a Erwan qui demande, question importante, attention, concentre-toi. Quand est-ce que vous vous refaites côte de bœuf et tour en scooter? Côte de bœuf et tour en scooter, oui, quand tu veux. Bon, alors, il y a forcément une anecdote derrière, donc c'est quoi l'anecdote ça restera privé. Non, bah, c'est parce qu'en fait, il est venu là où j'habite maintenant, en fait, comme je suis plus à Paris et que je suis à 2h30, enfin, on va dire de TGV, 2 heures à peu près. Et il est venu et je pense que c'est ça qu'il me dit là, parce qu'on s'est fait des bons petits gueules, enfin bon, c'était des barbecues pendant quelques jours. Bon. Tous les jours. Après, plus sérieux, il y a Loloman qui disait, et alors je remercie Lolo d'avoir fait remarquer ça, parce que j'aurais dû le marquer, parce que ça m'avait marqué à l'époque aussi. Comme il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, donc si tu veux, moi c'est ce que disait Jérôme Pacman dans Coda qui m'influençait, si tu veux, t'étais mon influenceur, on va dire entre guillemets. Donc il y avait un conseil que Jérôme avait prodigué dans Coda, dans la compo, que j'ai gardé, donc c'est Lolo qui dit ça, où il parlait de la petite erreur qu'il exploitait et qui souvent donnait un groove particulier à ses tracks. C'est vrai. Oui, bah c'est ce que tu... Ouais. Bah, c'est ce que pas mal de musiciens entre guillemets, mais c'est ce que pas mal de producteurs ou même vont te dire, il s'est passé ça, on n'avait pas prévu le coup, puis comme par hasard, c'est ce truc-là qui fait en fait tout le morceau. En fait, souvent, ça arrive. Ce côté erreur, qui est un peu moins évident quand on est sur quand on fait tout à l'ordinateur en fait, parce que c'est beaucoup plus calculé. Mais c'est vrai que quand on est sur les machines, il y a parfois il se passe un truc, on sait pas pourquoi, et qui est pas prévu, qui a été enregistré, puis en fait, souvent c'est ce qui donne le gimmick à un morceau ou des choses comme ça. Et c'est vrai que j'aime ce côté-là parce qu'il est pas prévu du tout en fait, quoi. Et le fait qu'il n'ait pas été pensé, qu'il n'ait pas été prévu, bien souvent, lui donne un caractère complètement dingue et à la limite d'être magique. Ça arrive assez souvent, en fait. Hein. Mais ça, souvent, les artistes le disent, hein, même les chanteurs, n'importe quel groupe, en fait, souvent ont des anecdotes comme ça, en fait. Ouais, l'accident. L'accident, ouais. Après, on a beaucoup de réactions sur Mouvement Perpétuel, comme quoi c'est un son fat, etc. Bon, c'est quoi, je vais mettre les morceaux suivants, parce que t'as fait 3 morceaux. Hein. Panchez disait un truc intéressant, faut refaire des trucs comme ça simplement. Alors je comprends ce qu'il dit en fait. Et effectivement, ça c'est 96, mais en fait tu vois qu'il y a... Enfin, je veux dire... Il y a un potentiel de fou et c'est vrai que c'est marrant parce que moi je te vois, c'est vrai que t'es DJ et tu disais que t'étais plus DJ que producteur, après à moitié tu t'excusais et en fait moi je te vois presque plus comme un gars qui fait de la musique que comme un DJ. C'est juste que c'est cette histoire d'inspiration et de pas de concession, l'époque, le machin, tout ça, mais si t'as envie, t'as la possibilité de faire des morceaux de fou, mais il faut avoir envie. Ouais, non, mais probablement, en fait. Hein. Peut-être qu'il manque la conviction que tu as là. Peut-être qu'il manque cette conviction. Puis un peu d'arrogance, en fait. Ça aide à faire de la bonne musique. Parce que quand on est sûr de sa musique, ça la fait avancer plus vite quand même. Hein. Ouais, mais alors... C'est pour ça que les bons artistes sont souvent un petit peu arrogants, en fait. Faut leur excuser parce qu'en fait, ils sont sûrs de leur musique. C'est pour ça qu'ils deviennent arrogants, malheureusement. Mais quand on n'est pas comme ça, c'est, voilà, qu'on veut toujours que ça soit parfait, etc., ben, on met plus de temps. On n'est pas sûr, voilà. Et donc, il faut qu'on nous le dise, en vrai. C'est un peu ça, quoi. Je crois. C'est intéressant que tu dises le mot arrogant, mais alors je croyais ça. Oui, parce que je croyais ça aussi moi à un moment, et en fait j'ai réfléchi un peu à la question,
Et ça me rappelle la phrase et ça j'en parle souvent parce que maintenant c'est mon état d'esprit, et c'est pour ça qu'avec Benjamin en fait on a le même état d'esprit, c'est pour ça qu'on fait des choses, hein, parce qu'avant on n'osait pas faire parce on pensait justement, on avait des exemples de gens qui faisaient des choses et qui étaient justement arrogants, et après il nous a fallu cheminer pour nous apercevoir qu'en fait on peut faire des choses sans être arrogant. Et finalement, il faut que ce soit une espèce d'héritage un peu, tu vois. Donc quelque part, tout ce qu'on fait là, on le fait par plaisir. Mais on le fait pas que par plaisir. Je le fais, tu vois, des fois, on peut dire que c'est un peu pompeux ou je ne sais rien, mais je le fais pour les enfants de mes enfants. Tu vois, c'est pour mes arrière-petits-enfants qui se disent putain, mais en fait, mon arrière-grand-père, tu sais, c'était un fou, il faisait des trucs, de la radio, des machins, il faisait des morceaux. Et en fait, c'est hyper motivant et du coup on est beaucoup plus productif en pensant comme ça que parce qu'on laisse passer. Moi j'ai connu énormément de gars très talentueux et qui laissaient passer le coche en fait, mais bon après c'est pas un reproche, hein, on est tous différents. Mais c'est délicat hein, quand tu fais un morceau, tu te fous à poil hein, quelque part en vrai quoi. Donc il faut quand même à un moment donné l'assumer. Ouais, c'est ça. Et c'est pas toujours tu te dis ouais mais ça pourrait être mieux, et puis en fait on dit ouais mais faut arrêter de penser toujours que ça soit mieux, la perfection ça n'existe pas, c'est pas vrai. La plupart des grands artistes ils ont toujours été, bien souvent ils cherchaient la perfection et ils sortaient que quand ils l'avaient. Michael Jackson c'est l'exemple parfait quoi. En fait ce mec-là ne sortait jamais rien tant que c'était pas parfait. Et donc ça existe aussi cette perfection, mais c'est dur à avoir, quoi, en fait. Et pour certains, ça vient tout seul, pour d'autres, ça vient pas tout seul. Et souvent, moi, je sais que, tu vois, par exemple, le mouvement perpétuel, c'est un morceau, je l'ai pas vraiment calculé. Il est arrivé comme ça. Moi, j'aime bien quand ça arrive comme ça, en fait. Si je les ai trop pensés, les morceaux, au bout d'un moment, je me dis, non, ça va pas. Il y a toujours un truc à refaire, etc. Quand les morceaux arrivent, ça coule de source. Là, tu dis un truc qui est bien naturel, qui est bien vrai, en fait, souvent. Donc beaucoup de gens ont apprécié et aimé le son comme il tournait, et il y a Erwan qui disait qu'effectivement, alors pour info aussi, c'est vrai qu'il a été repressé en 2021 sur un label allemand, et impossible de choper une copie parce que effectivement ça a dû être sold out, et après une fois que tu as vu comment ça se passe, nous on le voit au niveau du label, c'est qu'une fois que tu as tout vendu, pour faire des repress, ça devient la croix et la bannière. On l'a repressé 2 fois, mais là en fait c'est pas fini. Enfin c'est pas fini. C'est-à-dire que là pour l'instant c'est en stand-by parce que en fait ça a été repressé en plein Covid hein, cette affaire. 2 fois hein, quand même, hein. 2 fois 500. Mais j'en ai un pour lui, hein, Erwan, hein, qui se rassure. J'en ai un pour lui. Voilà. mais tu peux penser à nous aussi, hein. Oui, je pense à vous. On t'en donnera en retour, on en a aussi des vinyles. J'en ai eu 5, hein. Il me doit m'en rester 3 encore là. Donc, ça fait pas voilà. beaucoup. Mais en fait, mais le mec là, il y a pas longtemps en fait, on a fait le bilan et puis en fait le mec il me dit si le Covid machin tac et tout, on refait un pressage, il y a pas de souci et tout parce qu'on était à moyen d'en refaire encore un nouveau là. Puis finalement, il a préféré attendre que la période s'arrange pour le faire réellement en fait. Voilà. Mais le mec qui le fait, c'est un mec qui a un label où il fait que ça en fait. Il fait que des rééditions de certains morceaux. Eternal Schwitz. Ouais. Ça s'appelle le label. Alors c'est marrant parce que nous, on aime bien faire ça aussi. Oui, en fait, nous on a un label qui s'appelle Nocturne Blues Classics où on fait ça, mais c'est vrai que nous on le fait alors par passion, on essaie d'amortir les frais, mais lui c'est vraiment un projet philanthrope. C'est-à-dire que le gars il donne 60% des royalties aux artistes et 40% à des associations LGBT, et le gars c'est à ses frais perso, et en fait il fait pas un euro de bénéf dessus, pas 1 euro. Donc c'est vraiment un projet complètement atypique. Déjà nous on est atypique parce que on gagne pas spécialement d'argent, c'est juste ça s'amortit si tu veux. Mais alors lui c'est encore plus atypique. C'est-à-dire, je pense qu'il est seul au monde à faire ça parce que c'est un projet. D'ailleurs je t'avoue que c'est intéressant parce que je t'avoue que je savais pas que ça existait de. Moi ce morceau, on me l'a demandé 15 milliards de fois pour le rééditer. À partir du moment où il a commencé à être coté sur Discogs, on me l'a demandé de tous les côtés. Des potes
surtout. Ouais. Voilà, des potes qui sont potes quand ils veulent être potes. Genre, tu vois, tout d'un coup, ouais, au fait, t'es mon pote. Et en fait, j'ai jamais voulu trop le sortir, même pour des amis qui étaient vraiment amis, hein, attention. Et en fait, puis après, le temps est passé. Et puis quand il est arrivé, voilà. Nathan là, Nathan Misset il s'appelle, et qui m'a proposé ce truc-là. Voilà, j'ai fait bah ouais, c'est la personne. Je le connais même pas, mais par contre j'ai trouvé la proposition, La pas démarche. l'histoire de moi à 60% quoi, mais son délire. En plus, surtout, c'est qu'en fait c'est un label où il en fait un de temps en temps. Vraiment sur des morceaux précis qui rééditent une fois, et c'est pas un mec qui sort tous les mois des morceaux, et c'est ça qui m'a vraiment touché en fait. Ouais, non mais tout à fait, c'est très intéressant. Je pense que le gars doit avoir, il doit avoir une vie bien remplie, d'avoir des activités de partout. Et ça, c'est l'occasion de pouvoir lever un peu des fonds pour les choses en lesquelles il croit, tout en rétribuant à juste titre les ayants droit, quoi. Parce que c'est vrai qu'après, des fois, comme tu le disais tout à l'heure, on parlait du label Omnisonus, qui a été racheté par une major, c'est ça ? Ouais, ça s'est passé. Le label est passé à BMG pendant un moment, puis après, je crois que c'est Universal à l'arrivée. Donc, en gros, si on veut represser Pacos Project, il faut appeler BMG. Et... Alors là, Pacos Project, c'est mort, parce que là, c'est Omnisonus. C'est ça. Ouais. Donc, il faut appeler BMG, il faut machin, truc, et c'est Universal maintenant, ouais. Donc, c'est Universal, c'est eux qui ont les droits. Bon, moi, j'ai rien touché sur ça. Quand c'est passé Universal, tout ça, j'avais pas eu plus d'argent qu'avant. J'ai jamais rien touché, d'ailleurs, sur les 3/4 des morceaux, en fait, que j'ai sortis, entre parenthèses, très peu. Mais, comme beaucoup de tes collègues à l'époque, hein, faut dire. Hein. Mais l'avantage aussi de faire ça aussi, alors peut-être pas ton cas à toi, hein, Jérôme, mais beaucoup sortaient des morceaux, alors certes ils touchaient pas beaucoup, mais ça les a permis de se faire connaître et surtout d'avoir des soirées. Et c'est ça qui... C'est Dafresh qui m'avait expliqué ça, c'est-à-dire qu'à une époque, de toute façon aujourd'hui, quand le vinyle a commencé un peu à disparaître, à l'époque c'est 2006 justement, il y a eu un creux de la vague. Il y a eu un creux, il disait aujourd'hui voilà, le but c'est de sortir un bootleg, voilà, tu reviens et tu trouves des dates. Toi, c'est un cas à part parce que toi, c'est l'inverse. Toi, t'as toujours, on t'a appelé parce que c'était Jérôme Pacman. Mais c'est vrai que. Ouais. C'est vrai qu'il aurait peut-être fallu que je sorte plus de choses, mais à un moment, c'était ça. Enfin, t'étais même pas DJ, mais à partir du moment où tu sortais un disque, tu pouvais l'être. Voilà. Ou alors tu faisais des lives, parce que tu savais pas mixer. Ouais, voilà. Et ça, il y en a eu, ça a été longtemps. Il y a eu très peu de DJ qui sont restés des DJ. J'en connais très peu. À part Aresh, le rumeur Aresh, quoi. Parce qu'il a été encore pendant longtemps, avant le Covid, qui était en pleine ascension. Ce mec-là n'a été que DJ. En fait, il a très peu produit. Et en fait, c'est pas ses productions qu'on fait qui tournaient. Mais ça, il y en a très peu. Depuis ces 10 dernières années, il fallait passer forcément par la case production pour pouvoir jouer, en fait. Oui. Et voilà. Et en même temps, si t'étais pas DJ, que t'étais juste, tu produisais des morceaux plus ou moins sympathiques, tu peux te retrouver DJ, parfois être assez minable aux platines, ou alors à simplement mettre que tes morceaux. Bon, alors ça faisait souvent plaisir à tout le monde, mais en même temps, et après quoi. Enfin, un DJ, si c'est pour que le mec mette ses morceaux tout le temps. Tu vois, c'est un peu, on retombe encore dans la performance, quoi. On revient à ce que tu disais tout à l'heure. Hein, donc, Du coup, Jean, t'as une question, là ? En fait, oui. Plus, quelqu'un l'a posée, ça tombe bien, puisque je comptais te la poser. Dans les soirées que tu as faites, quelle est celle que... Alors, en tant que DJ ou en tant qu'artiste, si tu veux, à laquelle tu as été participant actif, et aussi en tant que spectateur, quelles ont été les soirées qui t'ont le plus marqué dans ta vie, les soirées de fou furieux, avec anecdotes à la clé En premier lieu, évidemment, les soirées qui sont passées à Mosinor dans les années 90, qui étaient des soirées exceptionnelles qui se passaient à Paris, à la fois comme la question de l'auditeur là, à la fois en tant que spectateur qu'acteur, et c'était des soirées monumentales qui se passaient dans Paris, dans un endroit qui était en haut d'un bâtiment qui s'appelait Mosinor, un bâtiment industriel, et on était au dernier étage avec une vue pas possible, avec des baies vitrées tout autour, où on pouvait rentrer 2000-2500 personnes.
Et ces soirées-là, ça, elles étaient vraiment exceptionnelles parce qu'il y avait déjà des gens qui faisaient de la trance, il y avait des gens qui faisaient de la techno, des gens qui faisaient de la house et tout ça. Mais à Mosinor, tous ces clans venaient pour Mosinor. Donc ça, c'était super. C'était mortel de voir les mecs de la Goa qui étaient au milieu des mecs de la house parce que tout le monde était sur ce son-là. D'ailleurs, qui était le son des Italiens dont je parlais au début, entre autres avec Francesco Farfa, où je disais que ce mec avait une technique pas possible là. Ouais. C'était un des principaux protagonistes de ces soirées-là en tant que DJ du moins. Et puis moi, c'est là où j'ai commencé à vraiment. C'est ce qui m'a fait jouer. Sven Dath est venu par exemple à ces soirées-là, et c'est comme ça que j'ai pu jouer en Allemagne parce que Sven Dath m'avait entendu là. D'accord. Par exemple. Il m'a invité après dans des soirées en Allemagne dans son club au Omen. Il m'a invité à Mayday, enfin à tous ces gros trucs. Ah, t'as joué à la Mayday? Oui. Ouais. Ah, ça se vient. Ouais. Oh my god. Alors là, c'était comme. Là, c'est des centaines de milliers de personnes qui se baladent partout, c'est la folie. Ouais. Hein, mais par contre, le problème, c'est qu'après, tu te retrouves. C'était sympa, hein, mais bon, Mayday, c'était quand même, tu vois, c'est des soirées quand même assez vraiment techno, assez quasiment hardcore à des moments. Et c'était pas trop ma tasse. Donc moi, j'avais joué le dernier à Mayday. Ouais. C'était très bien, mais par contre après je me suis fait booker en Allemagne des milliards de fois avec marqué Jérôme Pacman Mayday, Jérôme Pacman Mayday, et on me foutait de matin, tu vois. Donc tout le monde s'attendait à un truc de Mayday, le mec qui allait balancer vraiment de la grosse techno et tout, qui était pas du tout mon style de base en fait. Donc en même temps ça a eu un effet pervers hein, cette période. Mais j'ai quand même été content d'avoir fait Mayday, ouais, c'est sûr, c'était impressionnant. Mais si ça en était resté là, ça aurait été cool. Après j'ai été booké parce que voilà, simplement sur un flyer il y avait marqué un DJ. Enfin, c'était surtout entre parenthèses Mayday, quoi. Et en fait, les mecs remplissaient des salles parce que c'était un DJ de Mayday. En fait. Mais par contre, c'était l'enfer parce que moi, je jouais pas du tout comme Mayday, quoi. À 2h du matin, 94. La techno locomotive, là, non. 50 BPM. Les mecs, ils se posaient vraiment la question si j'avais fait Mayday, en fait. Mais les soirées Mosinor, voilà, elles m'ont apporté quand même pas mal tout ça, et c'est là que j'ai vraiment pris. C'est là où on a vu que que j'étais quelqu'un que j'étais pas qu'un DJ d'after ou quoi, que je pouvais tenir, parce qu'en fait ces soirées-là, effectivement, je jouais en after, mais je tenais 12 heures de suite. En fait, je prenais les platines vers 5-6 heures du matin, ça se terminait dans l'après-midi. Et donc on voyait que que je pouvais tenir et tout, que j'avais de l'endurance, etc. Et ça a été les soirées qui m'ont vraiment déjà au départ quand j'y suis allé les premières fois que j'y étais pas encore DJ, qui m'ont complètement ça m'a halluciné, quoi. C'était fort quoi. C'était vraiment des soirées très fortes du début où il y avait pas encore les photographes, les machins, tout ça. Et après quand j'y ai joué, alors là évidemment si en plus j'y joue, donc là c'était merveilleux. Et après qu'est-ce qu'il y a eu comme soirée? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu énormément. Il y a eu beaucoup de soirées en Angleterre. Ouais. L'Angleterre, l'Angleterre, c'était jusqu'en 2015, c'était quand même exceptionnel, quoi. Il y a toujours une énergie incroyable à Londres. Londres, c'était. Le live, toi? Non, ça a coupé. Ça a coupé, je crois. Attends, je vais essayer de revenir parce que. Ah mince, Jérôme, attends, parce que je crois que le live a coupé. Il y a quelqu'un qui dit ça saccade. Il y a un truc, je pense que. Ça vient de couper. J'essaie de relancer. Est-ce que c'est pas un truc de droit d'auteur, non? Non, je l'ai pas. J'ai regardé. Non, je pense pas là. Ah bon? Je relance pour voir. Attends, c'est juste à l'instant. Merde. Ça revient, mais je sais pas pourquoi on a été coupé, mais c'est revenu là. Ouais, c'est revenu. Ouais, désolé les enfants, a priori il y a eu un problème technique avec Facebook. Facebook, n'hésitez pas à nous le dire si ça fait des trucs. Normalement, c'est bon. Il a tout de suite dit. Ouais, j'ai vu, parce que je l'ai capté de suite, mais voilà, alors que c'est bizarre parce que le logiciel disait que ça marchait et Facebook on l'a perdu, mais bon, on est revenu. Voilà. On est désolé, donc on va peut-être attendre que les gens reviennent. C'est revenu. Ouais, ça revient vite. Ça a coupé, on n'a plus d'image, plus de son, d'accord. Ouais, mais ça revient, c'est normal, c'est parce que t'es en différé. C'est bon, ouais, ok. Bon, si jamais il y a un truc, une anomalie, vous nous... Hein. Bon, c'est bon, apparemment, ça marche, bon, je sais pas. Ouais, c'est revenu, parce que... Heureusement que j'ai mis une option pour pas de pouvoir revenir qui coupe pas définitivement. Voilà, d'accord. Voilà, donc ça arrive, alors c'est pas notre faute pour une fois, c'est Facebook qui nous a striké, mais pas à cause de la musique, hein. J'ai vérifié.
Je vais vérifier encore, il n'y a pas d'avertissement. Ah non, pas possible. Ça m'étonnerait que y ait les droits de. Ah si, mouvement perpétuel, c'est tout ça. Par Omnisonius, c'est Universal, c'est peut-être ça. C'est Universal. Ouais, non, parce que il n'y a pas eu de strike. Et puis en plus, il m'aurait interdit de revenir. Donc, J'étais en train de parler des soirées au Royaume-Uni jusqu'en 2015 qui étaient. Parce qu'à Londres, ça a toujours été une énergie Ça recommence, putain. régénératrice permanente de la soirée, de la fête. C'est incroyable. Une soirée à Londres, mais même sans jouer, hein, simplement aller à Londres un week-end, c'était comme après, il y a des gens. Après, ça a été Berlin. En fait, l'Allemagne a vachement repris ce flambeau-là. Ça a été longtemps aussi. Ouais, Berlin, c'était pareil, quoi. Les soirs à Berlin, un week-end à Berlin, tu rentrais, mais c'est bon. T'avais l'impression d'être parti 3 semaines en vacances. Ouais. À l'autre bout du monde, dans 2 jours. Et ça aussi, ça m'a beaucoup impressionné. Les soirs au Panorama de Villa-Lobos, par exemple, les soirées à la... en Angleterre, c'était surtout cette putain de boîte de malade mental là, que la grosse. Mais même pas que les grosses, en fait, les petites aussi. Enfin, l'Italie, il y a des trucs. C'est dingue, l'Italie, on en a très peu parlé. Enfin, il y a eu très peu d'écho sur ce qui se passait en Italie pendant toutes ces années. Et pourtant, en Italie, il se passait des soirées mais phénoménales en plein air, à Rimini, sur la plage, mais des trucs de dingue. Ah oui, Rimini, ouais. Ils sont toujours restés très en autarcie comme ça, et en fait, t'as pas forcément très. Ils ont toujours fait leurs trucs entre eux. Parfois, ils invitaient des guests, des machins. Donc moi, j'ai eu la chance d'y aller quand même pas mal de fois parce que, encore une fois, grâce aux Italiens, Francesco Farfalla qui venait à Paris, à Mosinor qui après me faisait venir là-bas. Et tout. Petite question, soi-disant par là, les pays que t'as fait, les plus loin, les souvenirs, les pays, tout ce que t'as fait comme pays, t'as fait quoi? Les plus loin ont pas forcément été les meilleures soirées. Ouais, mais t'as fait quoi? T'es allé où? T'es allé jusqu'où? Un peu partout, hein. Sauf à part le continent centre-américain, un peu partout. D'accord. T'as fait le sud-américain, Argentine, Brésil, tout ça? Américain, Japon, Asie, et les dom-toms, ça, j'adore. Ah. Nouméa, la Guadeloupe, ça c'est des Tahiti, ça c'est des endroits où je me suis éclaté vraiment. Parce qu'en plus, quand dans les dom-toms, ils savent comment ça se passe dans les autres, en fait. C'est-à-dire, si t'as fait un super truc à Nouméa, ils savent qu'à Tahiti, t'as fait un super truc à Nouméa, donc ils vont te booker aussi et tout. Et ça, c'est vraiment kiffant, quoi, quand tu joues dans des endroits comme ça. Enfin, moi, ça me plaisait plus carrément d'aller à Tahiti ou à Nouméa, à jouer dans des endroits comme ça que d'être parfois dans la meilleure boîte d'Europe, hein. Franchement, ça se vaut largement. Moi, je préférais largement ces endroits-là, quoi. En fait. Mais oui, j'ai fait pas mal d'endroits. Ouais, j'en ai fait pas mal. Vraiment. Et par contre, donc du coup, des New York, des choses comme ça, non? Alors jamais. Par contre, bizarrement, les États-Unis, non. Miami, t'as pas fait les festivals de Miami, tout ça? Par contre, mais j'y suis pas allé. Bon, ok. En spectateur peut-être. Hein. Miami, tu vois, c'est ce genre de truc. Moi, c'est vraiment pas les trucs qui me fait vraiment kiffer, ce genre d'ambiance. Ok, ouais, ça marche. Je m'en fous complètement. Est-ce qu'on a raté des questions, genre, du coup, avec cette histoire de coupure? On est remonté un peu? Non, pas tant que ça. J'ai vu que, c'était Pierre qui demandait que c'était galère de faire du vinyle en ce moment. Ben oui, Pierre, on te confirme, c'est un peu galère. Je disais que c'était, en fait, disons qu'il y a une pénurie de matières premières et les prix augmentent. Il y a énormément de demandes et par rapport à l'offre, c'est un milieu où effectivement il y a plus de demandes que d'offres, donc forcément ça crée des bouchons. Bon, on espère que ça va venir. Est-ce que c'est loin d'être écolo en plus? Ouais. Après... ça pétrole, enfin bon. c'est pas évident, hein, en vrai, la situation. Ouais. Est-ce qu'on en profite pour faire un peu d'autopromo, genre justement à propos des vinyles qu'on sort? Oui, si tu veux, ouais. On va te faire écouter, Jérôme, peut-être que tu connais pas, donc du coup, on a un label de musique, hein, on a pas mal de... donc on a là un label digital et on presse du vinyle, on aime bien le son old school comme tu sais, voilà. Et donc les licences, nous on aime bien ça, les vieilles licences. Et le premier, on a sorti une série qui s'appelle Nocturbulus Classics. Donc on sort des classics avec des projets particuliers. Alors le premier qu'on a fait, c'était Cocaine, The Max. T'en as entendu parler?
Voilà. Allez, on se met. Regarde, on a fait même un petit trailer. J'espère que c'est celui-là. Si c'est pas ça, je vais changer. On l'a vu dans le single. Country's biggest illegal export, cocaine. L'original remasterisé. Pardon. Alors, celui-là, on te l'échangera contre ton vinyle. Il nous en reste. Un remix de Jean et moi. Ah, c'est terrible ça. Millimetrix qu'on a reçu la semaine dernière, hein, quand on a collaboré, on était très content de collaborer avec lui sur ce truc. Yeah. Et le fameux remix de Nouvelle. Alors celui-là, il a été joué et rejoué, ça a été un tube. Hein. C'est notre premier tube, je crois, Jean, hein, de notre label qui a été joué. Bon, The Hacker, à 8 Model quand même, à Onus Sonore devant 10 000 personnes sur Arte. Hein. Nous, on était là, on était comme des fous. Ah, on savait même pas qu'il y avait la promo. Voilà, donc ça c'était le premier. Le deuxième, il est là. On a repressé, c'est un repressage pur et simple remasterisé de Paradise 3001. Ouais. Ah oui, c'est ce que tu m'as dit, ouais, bien Non, ça. c'est Ah non, ça c'est l'autre. Attends, je vais mettre. Pourquoi je l'ai pas attends. Tu te trompes, c'est bizarre, tu mets celui-là. Non, c'est bizarre, ouais. C'est bizarre parce que normalement, on le laisse celui-là. Ça c'est C'est un projet Rave. ça c'est un projet rêve. Alors ça c'est pas le classique, c'est le. Mais, Ah, il avait dit, il avait dit. alors ça quand même, Jeff Strike qui était sur le chat. Ouais. Mark Archer, hein, alternate quand même. Hein. Ah oui, bien, ouais. C'est un hommage, tu sais, à cette époque-là. Ah oui, oui, oui. Slipmatt quand même. SL2, c'est SL2. entre autres. Parce que si SL2, dis plutôt SL2. Ouais. Alors, est-ce que c'est celui-là? J'espère que c'est celui-là. Red Regenator, c'était plus Ouais, des c'est- pam. Voilà, alors le voilà, Paradise 3001. On a ressorti Spiral Triping, remasterisé. Voilà. Donc ça, c'est un remaster pur et simple, avec une petite pochette designée. Ouais, ouais. Tu connaissais Paradise? Bon, D-Check, hein, mais Ah oui, Paradise c'est bien 3001, son, en SP, ouais, plus. c'est la belle SP, ouais, grave. Ça, c'est ton son. Mm. J'avais jamais capté que Nico avait mis des chauves-souris dans la transition. Je le découvre que maintenant, tu vois. J'ai dû le voir 150 fois et je découvre un truc que maintenant. C'était un très bon maxi. Hein. Pareil sur Discog, qui était très recherché. On s'est dit, bon, on va faire plaisir aux fans, on va le represser. Voilà. Ouais. Et D-Check est Paradise 3001 est très content de ce projet-là. Et On en a d'autres. on en a d'autres prévus sous avec lui, parce que comme ça se passe bien, du ça coup, se passe on bien. en a plusieurs. On Alors, est il y a Pierre- honnête, on est motivé et voilà, voilà. donc ça plaît aux gens. Une fois que ça se sait après. Il y a Pierre qui demande où on peut les trouver. Je parle à magasin, genre Total Record. à Allez, Montpellier. c'est parti, c'était la question en fait, suivante. Alors je vais te montrer. Alors déjà, notre distributeur officiel qui est DJ.de. Ouais, mais il y en a plus, donc c'est pas Bien. Non, mais ça c'est pour les vinyles. Voilà. Après, alors, attendez. Non, mais il parle de vinyle là. Oui, vinyle, oui. Pardon. Attends. Et après, pour les trouver, là c'est la mauvaise nouvelle, si tu veux, pour lui expliquer, c'est qu'on peut pas represser pour la simple et bonne raison. Parce que on maîtrisait pas, si tu veux, c'était le distributeur qui se chargeait de trouver l'usine. C'était des Polonais, c'est ça cette fois-ci? Je crois, hein. Ça fait 2 fois que nous Ouais, les derniers, Polonais. c'est pas en Pologne. Et donc du coup, on s'est fait piéger parce que nous, faut savoir, Jérôme, qu'on a vendu tout en 1 mois. C'était jamais arrivé pour nous. On a tout vendu en 1 mois. 300 copies en 1 mois, c'est pour nous. Et le cocaine, pareil. Donc on s'est dit, allez, on lance l'ordre de repressage. Ah, on a perdu les matrices. Ah bon? On a perdu les matrices. Ouais. Merde. Et là, c'est... Ouais. Oh, ils ont perdu les matrices. Ah, Et après, c'était quoi l'excuse? Oui, je sais pas quoi. Après, Non, mais- ouais. Voilà. Donc, on se fera plus avoir. Maintenant, on va maîtriser notre production nous-mêmes. Le troisième tech classique, on vous dit pas encore. Non, mais. Mais il y a des- sachez que ça va être du Il y lourd. a des questions, c'est quoi les prochains? Bon, il y a du lourd. Alors, le prochain, c'est du lourd. il y Et a on, du lourd et qui on va peut arriver, juste vous qui dire va qu'on le arriver. presse à 500 exemplaires, celui-là, direct. Voilà. Il y a 500. C'est commandé d'ailleurs, c'est parti, l'ordre. Oui, mais c'est parti. pour démarrer, ouais, parce que Voilà. ça va- Et on espère que ça arrivera dans 4 mois si tout va bien. Normalement, près. ça, c'est février, Donc, mars, avril, au mois de mai. Ouais, si tout va bien au mois de mai, on va vous annoncer un
Voilà, on dit pas plus, faut garder le suspense. Voilà, on va faire un gros teaser. Mais là, du coup, avec l'usine de pressage en France qu'on a trouvé, si ils sont aussi sérieux et si le feeling passe aussi bien que ce qu'on a vu, on va carrément aller faire un reportage chez eux. Ouais, on va faire un partenariat de sponsoring 100% et on va envoyer du vinyle à gogo là. Voilà. En fait, c'est des gens, quand tu les as au téléphone, ils sont aussi passionnés que nous dans la musique, mais eux dans la production de vinyle, dans le pressage de vinyle. Donc quand un mec passionné au téléphone, déjà, c'est bon signe. Voilà. J'espère que ça va être le cas. On aura les test pressing, j'espère, avant, dès qu'on peut. Non, avant, le test pressing quand même, j'espère qu'on les aura un peu avant. Et si on valide ça, ça veut dire qu'on va pouvoir enchaîner les projets et on en a quand même pas mal en tête. Voilà. Donc ça, c'est pour le Nocturbulus classique. Il y a un artiste qu'on veut signer aussi sur le label. Ça fait longtemps qu'on y pense. C'est un mec. Il était sur Paris avant, mais je crois qu'il y est plus. Il a un pseudo de jeu vidéo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est Pac-Man, je crois. Alors, il y a aussi un truc, on est en train de voir avec Fred B-Side. Fred B-Side, enfin, vous savez, nous avait touché sur cette interview, Fred B-Side, qu'il avait pressé un disque, il n'avait pas de chance, le distributeur a coulé. T'imagines quand même, pas de chance. Et il s'était retrouvé avec pas mal de disques sur les bras, il les a retrouvés, il a retrouvé aussi les masters. Donc on va sûrement ressortir ce fameux, le seul qu'il a fait d'ailleurs, Fred, on vous en reparlera, parce que beaucoup de monde disait mais où c'est qu'on peut acheter ça, mais ça avait plu à tout le monde et lui il les a dans son garage parce qu'il le distri avait coulé. Alors on va se débrouiller, alors le son on va le ressortir en digital, ça c'est sûr, on va voir avec lui, voilà, il nous a envoyé il a retrouvé même les pistes séparées, super, il faut refaire un super master. Et on va peut-être même ces 300 vinyles qu'il a retrouvés, pourquoi pas, on essaiera d'en vendre sur notre Bandcamp. Alors pour trouver nos vinyles, j'enchaîne le Bandcamp. Alors, est-ce que je peux. C'est surtout ça, parce qu'après, il y a que là. Hein. Il y en a plus beaucoup, en fait. Et vous savez, je le dis à chaque émission, quand on soutient un artiste, on va sur son Bandcamp. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a le moins de frais et c'est pratiquement direct. Il n'y a qu'un intermédiaire, c'est Bandcamp. Et toi, Jérôme, sur est-ce que toi, tu as un Bandcamp ? Je suis pas très. Non, j'ai pas de Bandcamp en vrai. Ouais. Mais en fait, je suis pas très présent d'une manière générale sur l'internet en fait. Mais bizarrement, alors que j'y suis toute la journée. Mais bon, j'ai pas de Bandcamp. Oui, j'aurais pu faire un Bandcamp. Alors, tu vois, notre Bandcamp, Jérôme, il est là. Et l'avantage de Bandcamp, c'est que tout ce que vous voulez acheter, alors des fois, il y en a qui nous demandent comment on peut vous soutenir en achetant nos morceaux. Ou maintenant, les fameuses étoiles de Facebook, on n'a pas encore compris trop comment ça marchait pour récupérer de l'argent, mais bon, on verra. On a sorti il y a 2 semaines, vous voyez, Electronic Machine de Von Crestan. Ça, c'est Von Crestan, c'est un artiste de Strasbourg qui fait de l'électro très vite fait, parce que c'est très vite fait un extrait. Voir ce que tu penses de ces sons-là, Jérôme, toi. Parce que là, c'est un autre. Parce que chaque fois, c'est varié ce qu'on fait. Hein, c'est jamais la même chose. Donc Von Crestan, il est où Von Crestan ? Tiens, c'est bizarre, pourquoi il est pas là ? Alors ça, c'est bizarre. Il aurait dû être là, il a disparu. On va l'écouter carrément c'est pas grave, sur Bandcamp. Parce que l'avantage de Bandcamp, c'est qu'on peut écouter le morceau directement en entier. Alors, Electronic Machine, l'original. Si, tu l'as là. Vas-y, lance-le. Ça a bien évolué, Bandcamp, la vache. C'est l'original ? C'est le remix. C'est le remix, mais l'original en premier. Bon, remarque, quand tu veux. Mettre le. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Ah oui, c'est parce que c'est Nocturbulus, je suis bête, il est pas sur Technocity. Ah, c'est Commuter celui-là. Oh, purée, je vais y arriver. Allez. Voilà. Donc ça, c'est Von Crestan, un petit le plus jeune qu'on a eu d'ailleurs, de Strasbourg. Hein. Je vais vous mettre la pochette en grand. Voilà, donc ça sort. Donc c'est qu'en digital. Voilà, c'est un morceau, donc ça pue à Laurent Garnier, ça pue à The Hacker, donc déjà c'est validé par les gens qu'on aime bien. Donc ça, c'est disponible sur Bandcamp et ça sera disponible sur toutes les plateformes le 11 février, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, voilà. Voilà, après il y a des remixes, il y a plusieurs remixes, hein, donc on vous laissera écouter tout ça. On sortira, on va l'interviewer, un jeune biterrois qui était sur le chat, je sais pas si il est toujours là, Nicolas Cad, qui est un biterrois. Donc ça va sortir. Mais je crois qu'il est de Paris. Oui, il avait l'air de connaître à Paris. Il nous en parlera parce qu'on va l'interviewer aussi. Hein, voilà. Donc on aura Claude Monet le 25 février et peut-être le 4 mars. Normalement, on invitera Nicolas Cad qui viendra présenter le maxi, on va dire le single qui sortira sur notre label. Voilà, c'était pour la petite partie auto-promo
hein, du label. Est-ce que toi, tu as des projets futurs, Jérôme? Est-ce que tu es en prod là ou pas du tout? Non, je suis pas en prod, mais je suis pas loin là. Mais je suis pas encore. Tu vas reprendre. Mais en même temps, j'aime bien ces moments où pendant 1 an ou 2, rien. En fait, ça m'est déjà arrivé 2 fois en fait. Hein. Ouais. J'aime bien m'éloigner et revenir en fait Ouais. comme ça. Une J'ai fait petite- ça en 2006 aussi. J'ai une question au Covid. Hein. Est-ce que tu as fait des mix live? C'était posé sur le chat. Des mix live pendant le Covid. Non. Voilà. Ouais, nous pareil, tu vois. On a préféré Non, créer ça ces nous excite interviews. pas du tout. Hein. Alors, moi, on aurait Ouais. pu. Non, mais j'ai Mais, pas fait. Non. Ouais, je sais pas. Je me suis tellement. J'ai l'impression qu'un tram était passé sur la tête. ouais. Et j'avais pas. Puis en plus, c'est comme j'ai déménagé et tout pendant ce temps-là. Enfin, il y a eu pas mal de changements. J'étais pas prêt à tout ça en fait. Voilà. Ah, il y a Ampeline qui va se coucher aussi sur le chat. Mais On pourra pas bon, la tu voir à vois. Lyon. D'ailleurs, c'est annulé la soirée à Lyon. On devait la voir Ah, sur c'est annulé? Lyon. Ah, ouais, tu me l'as pas dit. Et Ouais. non, Sylvain annule la soirée parce que c'est avec le Covid. On avait une soirée sur Lyon qui était prévue, une soirée Le 5 mars. EBM New Beat, tu sais, un peu gothique, tout ça. Et en fait, malheureusement. C'est reporté ou annulé? Ça serait reporté, mais pour l'instant, il veut pas prendre trop de risques. Ouais, mais ça se comprend. Nous, on fait pareil. Hein. Nous, on a tout annulé. On prend aucun risque. On refera quand même des soirées comme on avait fait plein air, des petits after-work comme on aime Oui, bien. bien Pour sûr. ceux qui habitent Béziers qui connaissent. Ça, on en refera, ça c'est sûr. Mais Mais ouais. pour l'instant, les grosses soirées, on prend pas de risque parce que pareil, quand t'as pas beaucoup de budget derrière, c'est pas le moment de se lancer dans des trucs. Ouais, bien et sûr. par contre, et big up par contre à toutes les ceux qui organisent les soirées. J'espère que Fred, si tu regardes le truc, que voilà, qu'il n'y aura pas d'emmerde. Tout est plutôt positif en ce moment, j'ai envie de dire. Hein. Les spécialistes sont plutôt positifs. Hein. On en va peut-être en voir la fin de la fin. Mais en tout cas, que ça va devenir une petite grippette qui reviendra comme la grippe. Hein. Et que ça sera loin derrière nous, qu'on va pouvoir reprendre les gros stuff. Hein, parce que je t'avoue que nous, la seule qu'on a voulu faire, on a été annulé par le Covid. Hein, on voulait faire 14 Hunger, Minimum Syndicat, Trackwasher et Nikita Inu. Mais voilà, on n'a pas pu se faire. Mais ça, si c'est reporté, dès que ça va mieux, les soirées reprendront. Mais Ouais. bon, voilà, ça, il y a une lueur d'espoir là. Ça y est. oui, bah là oui, en tout cas, elle existe. Ouais. Elle existe et puis voilà, et puis il faut savoir que Il y a voilà. que nous qu'elle est pas encore à la lueur d'espoir. Oui, non, mais ça on va pas. On commence à parler. On fait les derniers encore. Hein. Ouais, non mais voilà, bon, ça, on va reprendre le cours de l'interview, on va reparler musique, hein, c'est beaucoup plus gai, et c'est beaucoup plus intéressant. Putain, je vais te poser une question. C'est des nouvelles questions, ça. Je me creuse la tête. Ah, la nouvelle question, Jean-Bruce. La nouvelle question. Quelle est ta plus grande force? Je ne connaissais pas cette question, je ne m'attendais pas à celle-là. Ça surprend, tu vois. La plus grande force. Et il n'y a pas de tu vois, pour répondre franchement, il y a pas de. T'as des forces forcément, donc. Par rapport à quoi? Par rapport à quand il faut résister à quelque chose? Dans non ta vie, ben, regarde, donc ça veut dire que la résilience, c'est ça? Ouais, la résilience, l'adaptabilité, je pense, le fait de pouvoir abandonner sans gêne pour pouvoir avancer, peut-être, ouais. Ouais, marrant cette phrase, j'aime bien. Et ta J'ai plus grande aucun faiblesse? souci à lâcher des trucs à lâcher des bagages pour pouvoir avancer. Ouais, Mhm. ça, il n'y a pas de problème. D'accord, Et pas être retenu par des boulets, en fait. Ouais. très bien. Et ta plus grande faiblesse? La plus grande faiblesse, ça serait quoi? Le doute, peut-être. Ouais, ça se tient. Mm. Très, très, très bien. D'accord. Est-ce que tu as encore une nouvelle question? J'ai rien à dire. Ouais, bien Je sûr, sais Esther, pas bien regarde. quoi. J'ai Dites-moi plein de quand vous nouvelles questions. attendiez, ça serait sympa. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ne referais pas pareil? Rien, tout pareil. Tout pareil. Sauf, j'aurais dit oui à Christophe. Oui, voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ben, Il y a Erwan qui a répondu à ta place, il a dit sa gentillesse. Ah. Ouais, alors est-ce que la gentillesse, déjà, c'est un concept qui n'existe plus. Alors, C'est pas très à la mode tout ça. Alors maintenant que ça soit une force, t'imagines, putain, il va loin. Ouais, mais bon, oui, j'apprécie qu'il dise ça. Sur le live, quelqu'un a posé la question si tu étais revenu sur Paris. Non, là, je me suis barré de Paris, mais juste avant le Covid, en fait. Hein.
Enfin, quand je chantais, je chantais qu'il y avait un truc, de toute façon, ouais. Je sais pas, chanter, il fallait qu'on parte, en fait. Déjà, j'étais plus dans Paris, j'étais à Pantin, en fait. J'avais déjà sortir de la couronne quand t'es parisien, c'est comme si t'allais déjà complètement à l'autre bout du monde. Et une fois que j'ai passé cette couronne, en fait, voilà, je suis allé plus loin, en fait. C'était pas très intéressant ces dernières années dans Paris, en fait. Et je pensais qu'il y en allait avoir pour un bon moment, en fait. On était rentré dans la phase, il y a des phases d'expansion, il y a des phases de compression. Et là, on était dans une compression, mais c'était, puis les soirées, ça partait un peu en couille. C'est pas que ça partait en couille, c'était entre les interdictions, les machins, les choses qui ressemblaient pas à grand chose, les gens qu'on perdait, les générations qui s'en allaient, des nouvelles qui n'arrivaient pas. Enfin, je sentais que là, on en avait pour un moment, en fait, avant de faire d'autres choses. Et du coup, on s'est dit, on passe à autre chose, on sort de Paris, on se refait une santé pendant un moment. Parce que moi, je sortais en gros 3 fois par semaine, mais minimum pendant des années. On a eu des bruits de couloir quand même, que t'étais, que t'aimais bien les soirées quand même. Hein. Ah ouais, mais je sortais tout le temps. C'est simple, à 5h du matin, je savais pas quoi faire. Je sortais, j'allais n'importe où j'allais, je pouvais boire des coups gratos. Tu vois, il tombait sur des gens. C'est ça quand t'as le succès, c'est bien. Oui, puis surtout. Et on vit qu'une fois, Jérôme, comme on dit. Tu vois, le temps, en fait, c'est des années, donc forcément, au bout d'un moment, tu connais tout le monde, partout. Mais tu sais que t'as pas mal vieilli, hein, franchement, pour quelqu'un qui faisait 3 soirées. Franchement, c'est un espoir pour tous ceux. Regardez, quel beau gosse. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, allez-y. Non, mais sans déconner, regarde. On vit qu'une fois, hein, c'est le message. Hein. Le tout, c'est jamais se faire violence, en fait. Ouais. Il faut toujours y aller. C'est tout. Hein. Il faut surtout pas être trop contrarié, mais quand on est bien dans sa tête, il n'y a aucun problème. On en testo, faut être à mort. Faut pas être pas bien. Voilà. Faut être bien, il faut être bien dans sa tête et tout va bien. Beaucoup de phrases philosophiques ce soir. Mais je reviendrai peut-être à Paris, mais je sais pas. Là, franchement, c'est l'impression que je retournerai jamais. Mais c'est comme si j'avais quitté une femme que j'aimais toujours, en fait. Quoi. C'est un peu bizarre. Mais en même temps, je pourrais pas vivre avec elle. Vous voyez, un peu ce truc, quoi, en fait. Mais tu l'aimes toujours, mais en même temps, tu sais que tu peux plus vivre avec elle. Voilà. C'est un peu ça le rapport que j'ai avec Paris en ce moment. Donc, on verra. On nous réclame un track de toi, Open sur Johnny Record. Est-ce que je sais pas si on l'a mis Open. Je regarde si on l'a. Ah, ouais, putain. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Enfin, si, on l'a, je l'aurai sur Facebook, sur YouTube. Hein, un petit truc assez. C'était quelle année ça ? C'était quelle année ? Ouais, c'est assez récent. Ouais, c'est pas très vieux, ça. 2-3 ans, ça, je pense. Ah, c'est bien. Attends, parce qu'on n'a pas mis des morceaux récents, là. Je vais chercher ça. Qui cherche, je vais mettre un morceau récent. 2-3 ans, ouais, 3-4 ans, je pense. Pas max 5 ans. Je vais mettre un morceau de 2019. Ah ouais, c'est quoi, c'est ouais. Putain. 2019 ? Normalement, oui. C'est quoi, ça dépend. Personnel, je sais plus ce que c'est un des plus récents, je ne le connais pas. Francis, cette coupe, je la connais par cœur. Après, on mettra le Open. C'est quoi ça ? JP Sunlight. Ah oui, bien. Oh oui, pardon. Oh là là. Demandé. J'aime bien. Attends, est-ce que j'ai la pochette ? Oui. Ouais, non, c'est bien. Oui, là. Attends, on doit avoir la pochette de ça. Oui, bien sûr. Oh là là. Ouais. Attends, je cherche la pochette. Où c'est qu'elle est la pochette ? 2019. Non, je crois qu'on n'a pas la pochette. Ah, on me pose une question. Est-ce que tu possèdes toujours ta 808 ? Non. Mais par contre, non, malheureusement, j'ai plus ma 808, mais par contre, j'ai une un putain de clone de 808 là qui est super, là qu'on voit là d'ailleurs, il est juste là. C'est quoi ? C'est un clone, c'est une comment ça s'appelle déjà ? La V8 là, je sais pas quoi là. C'est un mec il en a fait des 100 à peu près, un truc comme ça. Ah ouais. J'ai entendu parler. Il n'y a plus la marque parce que ça s'est effacé. Pourtant elle est pas si vieille. Hein. C'est la V8. Je peux la retrouver sur Audio Fanzine ou un truc comme ça là.
C'est la V8. Et en fait, ce qui est mortel, c'est qu'elle a le kit qui est complètement manipulable en fait au niveau du pitch et de l'envergure. Et rien que pour le kick, elle vaut le coup en fait, cette 808. Ouais. Mais par contre, elle a pas de séquenceur. On se met au pen. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut que tu mettes derrière. Voilà, donc il n'y a pas le. Parce que la 808, il y a le séquenceur qui fait le groove de la 808. Ouais. Il n'y a pas à chier. Donc là, il faut que je la séquence en fait. Mais je peux la séquencer avec autre chose. Hein. Mais j'ai pas le séquenceur de la 808. Mais par contre, j'ai tous les sons et surtout un kick qui est 100 fois exponentiel par rapport à celui de la 808. En fait, c'est une compile, c'est ça C'était une compile. Il y avait toi, Morgasme, Ali Detail, Ungeno et Bruno Anthony. Ah tiens, d'un coup j'y pense, je vois des platines en vinyle. 2017. Tu mixes toujours vinyle ou tu mixes digital? Jérôme, est-ce que tu mixes toujours vinyle ou digital? Les deux. Les deux, t'es à l'aise dans les deux? Ouais, comme nous. Ah bah oui, il n'y a pas de choix en fait, hein, en même temps. Bah oui, à un moment j'ai été complètement digital vite fait pendant un moment pour voir en fait. À un moment j'ai été avec tout le système Tractor et voilà. Ouais. Et je jonglais entre les deux. Et puis finalement aujourd'hui, j'ai mes clés USB puis j'ai mes vinyles en fait, selon. Ouais, un peu comme nous. Ouais. Selon l'humeur et selon le style aussi. Selon le moment, Après, c'est chiant de ressortir les platines, tout le matos, mais des fois, ça fait du bien. On en a fait plein, on a fait pas mal de soirées. C'était encore avant le Covid. Hein. On a fait des concepts de soirées dans des espèces de restaurants à Béziers, là, comment ça s'appelle, Allegria, là. C'était pas mal. Hein. La vintage. La vintage, on appelait ça. On appelait ça la vintage. On faisait venir les DJ qui tournaient. Là, par contre, c'était vinyle, 100% vinyle. Ah bah là, quand t'es dans une bonne configuration avec une bonne égalisation et tout est fait pour le vinyle, c'est parfait. D'ailleurs, une vintage avec Jérôme Pacman, ça va le faire, non? La prochaine, on te fera venir. Ça pourrait être sympa. Faut juste qu'on retrouve un lieu, par contre. Voilà. Mais bon, on va trouver. C'est vrai qu'au niveau des lieux, c'est va falloir. On va d'abord attendre voir ce qui se passe, justement, si le monde d'avant revient. Et là, après, Ouais, si le monde d'avant revient ou un nouveau arrive. Ou un nouveau, pas mal quand même. Voilà, donc c'était 2017, Open. Et peut-être pour reprendre la question qui était tout à l'heure, c'est que actuellement, donc depuis peu, quand tu composes sur quoi? Ton setup aujourd'hui, c'est quoi? C'est un mélange des deux. C'est comme vinyle USB, tu vois, mais pareil en production, c'est-à-dire à la fois du matériel et à la fois du plugin aussi. Ouais. Et voilà. Mais en général, je repasse toujours un peu par. Je fais tout aller dans de l'analogique quand même avant de repiquer tout en digital en fait, souvent. Enfin, c'est-à-dire, je fais un summing, ce qu'on appelle un summing. Les mecs qui disent que ça sert plus à rien et tout, mais bon, moi je trouve que ça me sert quand même par rapport à ma config, ça me va. Et c'est-à-dire que tout part comme dans une table de mix, quoi, dans un summing, et je rechoppe les groupes en fait. Je rechoppe des groupes j'ai 8 groupes en fait. Et tout est semé en fait dans 8 groupes, quoi. Donc les batteries d'un côté, les basses de l'autre, les effets dans un, et puis en fait ça me fait 8 bus comme ça qui rentrent en analogique, quoi que ce soit des machines, que ce soit des trucs qui viennent de l'ordinateur ou quoi, tout repasse par cette amplification là. Et donc ce qui fait que ça refait un espèce de petit mixage finalement analogique quelque part, quoi. Même si je le repique après après je repique tout en audio, et après en audio je refais encore parfois 2-3 petits arrangements dessus. Et là je reste plus qu'en audio. Mais j'aime bien avoir les deux grains dans tous les cas parce que je trouve que je suis habitué à ça en fait, quoi. Je trouve qu'il y a une profondeur quand même quand on repasse en analogique quand même. Et c'est plus le côté organique de l'analogique avec le côté très précis du numérique, ça me plaît bien. D'accord. Écoute. Et là, t'as quoi donc comme machine aujourd'hui là, du coup, on peut voir un peu ton setup ou... Alors là, il n'y a pas tout qui est là, mais parce que il y a pas tout qui est là malheureusement. Mais en gros, j'ai ma fameuse machin. J'ai les électrons, la série des électrons en fait, les machines électrons, Octatrack, Machine Drum. Et quoi d'autre? L'autre là, le petit synthé là, je l'ai en clavier, mais je l'ai aussi en monomachine. Voilà,
Ça, c'est vraiment les trucs un peu numériques. Mais c'est pas vraiment de l'analogique, ça, c'est du numérique. Hein, Oui. en fait. Et après, j'ai un effet que j'aime beaucoup, qui est le Moonwind, qui est un truc de chez Jomox. Vachement, j'ai les petits synthés, des petits synthés analo, genre des petits synthés analo de base. Et puis, C'est-à-dire des petits GX, des petites rééditions de Roland, des petites conneries comme ça. Mais en fait, là, surtout, c'est le traitement, en fait. Moi, que j'aime bien, c'est vraiment le traitement de son. Donc, j'ai ma carte son, la métrique Allo. Un DAAD de chez, comment ça s'appelle déjà, la truc box, là, de chez Dangerous. Voilà. De chez Dangerous, là. Et puis après, un equalizer de chez comment ça s'appelle cette marque? Enfin, c'est pas la marque, mais c'est les mêmes mecs de la marque. Comment ça s'appelle déjà? Joke Audio, JDK Audio, mais en fait c'est JDK Audio derrière, c'est une grosse marque que j'ai pas en tête là, c'est dingue hein, ça. Ça, quand on n'est pas dans le studio tous les jours, c'est un peu de fou. T'as été tenté par les Behringer, là, les ressorties des vieilles machines, les Behringer? Chez Behringer, en vrai, il n'y a pas que de la merde hein, chez Behringer. Non, mais je veux dire, les machines qu'ils ont ressorties, là, ils ont ressorti à 303, ils ont ressorti. Alors ça, je les ai pas écoutés, par contre. Ouais. Ça, je sais pas. Et si on parle maintenant au niveau plugin en numérique, en plugin audio, t'en utilises? Alors, plugin audio, ouais, tout ce qui tourne autour d'Ableton, quoi, en fait. Hein. Ouais, mais par exemple, Arturia, est-ce que t'en as un particulier que t'aimes bien? Alors, ouais, éventuellement, ouais, Arturia, un petit peu, ouais. Oui, voilà. Les gros classiques d'Arturia. Bon. Ouais. Mais après, dans les plugins, j'aime bien ceux qui sont pas des copies, en fait, qui sont vraiment des trucs qui sont faits pour ça. D'accord, des trucs, t'as des noms à donner? Parce qu'il y a toujours... ouais, genre, qu'est-ce que j'avais utilisé surtout? Attends que je retrouve ça, là. Qu'est-ce que j'utilisais surtout? Attends. Je retrouve là, ici, là. Et franchement, j'ai pas ouvert Ableton, ça fait quand même un petit moment. Il tente de s'y remettre. Depuis 2019, c'est ça? Depuis le dernier track. Depuis 2019, le dernier track. Non, quand même pas, non, mais non, mais en fait, en plus, j'ai changé d'ordi, tout ça, là, avec le Mac un peu. Je suis passé sur un portable alors que j'avais une tour avant. D'ailleurs, ma tour, c'est Erwan qui l'a. et j'ai réinstallé, mais j'ai pas réinstallé de la même manière qu'avant. Et non, ce que j'aime bien surtout dans Ableton, en fait, c'est tous les racks que je me fais moi-même, en vrai. Avec les effets les uns derrière les autres et les racks, et à la fin je me retrouve avec un truc bon voilà, et jouer sur des randoms qui sont pas si randomisés mais un peu random, des randomisations organisées, on va dire. J'aime bien ce côté là dans Ableton, en fait, on peut faire. Et sinon après j'ai pas vraiment de synthé de prédilection, voilà. Vraiment pas, quoi. Après, c'est une question qui est souvent posée. Donc, il y a le Max côté... for Live. Ouais, voilà, tout ce qui concerne Max for Live, en fait. Max for Live, j'étais jamais. Ça, on n'a jamais su utiliser. C'est chiant, parce que là, il y a plein de trucs. Alors après, il y a des bibliothèques entières de trucs. Après, on peut faire soi-même ses synthés, mais bon, je vais pas jusque-là. Ouais. Mais, c'est-à-dire que si, j'aimerais bien, à la limite, avoir un modulaire pour le faire, là, avec les boutons et tout. Mais bon, comme ça, avec les plugs et tout, tourner à chaque fois avec juste un doigt chaque machin et pas déjà avoir deux mains à faire comme ça. Bon, après, on peut tout mettre en MIDI et tout, c'est sûr, mais Max for Live, il y a vraiment des trucs qui sont pas mal, hein, quand même. On jettera un œil, la prochaine fois. Max for Live, hein, parce que bon. Et sinon, en fait, au niveau des synths, attends, je vais aller directement dans mon. T'as rien gardé de vieilles machines, on va dire? Si, j'ai gardé Juno 106, bien sûr. Le classique Juno 106. Oui, quand même. J'ai vendu mon Minimoog, malheureusement, mais. Tu le regrettes? Ouais, bien sûr, comme d'habitude. Tu sais quoi? Non, mais c'est pourquoi? Parce que ça revient souvent, cette question-là. Mais il y a des synthés, je les ai vendus, je les ai rachetés 2 fois. Hein. On va citer André Dalcan qui nous disait, je me rappelle, bon les gars, si vous avez des analogies que vous les vendez pas, hein. Et lui, il a fait l'erreur de le faire. Alors là, lui, par contre, il rachète les Behringer, là, du coup. Là, il a racheté les machines. C'est arrivé de vendre une machine 2 fois de suite et de la racheter 2 fois de suite, clairement. Ouais. Genre le 950 d'Akai, par exemple, j'ai racheté. Purée, j'allais le dire. Mon S950, je l'ai revendu. Bon, j'ai fait une marge en le revendant. Et après, j'ai dit non, mais il me le faut. Donc, je l'ai reacheté moins cher que ce que je l'avais vendu.
Et puis je l'ai gardé, j'ai jamais revendu, je l'ai gardé quoi. Ouais, parce qu'en fait, non, faut pas les vendre en vrai. Parce que plus le temps passe, plus tu sais gérer le son, et en fait, plus t'arrives à en sortir quelque chose de mieux. Ouais. Je sais qu'un jour je le ressortirai le S950 parce qu'il a un son, le filtre 12 bits là, c'est. Ah bah il a un son, puis même comme ça, hein, même quand il met un truc dedans, c'est. Ah là là. Et après, comment tu peux l'égaliser et tout, c'est de la folie. Ça quoi, sonne en fait. vraiment impressionnant. Ouais, c'est. Ouais, ça sonne impressionnant, mais carrément. Après, qu'est-ce que j'utilise? Voilà, tiens, qu'est-ce que j'utilise là? Il va nous faire un morceau en direct. Hein. Il va nous faire un live. Ouais. Ah non, c'est pas ça. Ah non, ça c'est des trucs de code. Ah non. T'as jamais fait de live? En fait, j'ai codé pendant 2 ans, moi. J'ai fait un diplôme, en fait, pendant ce temps-là, de développeur. Ah ouais, carrément. Tu développes en quoi? Hein? En quoi tu développes? À quel langage? En web, j'ai fait En du web? développement web. Ouais, mais avec du Python, et puis du Java, du JS un peu, et puis tout le reste, hein, CSS. Et PHP et compagnie. Non, pas PHP, c'est surtout ça que je voulais pas. T'aimes pas? Je voulais pas faire PHP, en fait. Alors que dans la formation que j'ai faite, c'était ça, c'était PHP, justement, le côté bac, mais j'ai réussi à imposer que je fasse Python à la place. Ouais. Et ils ont dit OK. Bon, bah Ouais. écoute. Bah, je me suis éclaté avec ça pendant 2 ans, en fait. Ah bah écoute, c'est bien. Ouais, pour changer, mais j'en avais besoin, en fait. J'aimais bien, j'avais envie de passer de l'autre côté de cet écran que je connais depuis trop de temps. Et du coup, je me suis mis dans Python et tout. C'est vachement intéressant, en vrai, quoi. Par contre, c'est un état d'esprit, l'avoir tout le temps, c'est dur, hein. Ouais. Enfin, tout le temps penser comme ça, c'est dur. C'est développeur et tout, mais c'est super intéressant, quoi. J'adore. Ah, quand tu t'y mets après, tu peux y passer du nuit blanche, hein, comme la musique d'ailleurs. Hein, bon. Bah, c'est ce qui s'est passé, ouais. Mais, là, par exemple, je suis en train de faire un bot sur Telegram, en fait. D'accord. Perso Ouais, pour toi? Un mode perso pour toi? C'est quoi ça? Non, je Un fais un mode, bot, ouais. un mode Telegram, le logiciel. Ah, là vous Ouais, parlez, ouais, là, vous parlez chinois, là je comprends rien. On va perdre les auditeurs. Il est 2h du Là, vous matin, m'avez les enfants. perdu moi déjà. Je viens de m'apercevoir qu'il est 2h du matin. On vient de dépasser, alors je vais te dire, t'as dépassé millimétrique. Hein. On en est exactement, parce qu'il y a la coupure, mais Facebook a calculé. On est à 4h40 d'émission. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. On va peut-être commencer à aborder des choses qu'on n'a pas encore abordées. Parce que tout le monde nous dit on regardera le replay, comme Albert qui est parti te coucher, quand tu regardes le replay, Albert, merci à toi encore une fois pour tes étoiles et fais un gros dodo et merci de. Moi j'ai quelques petites questions, allez on y va. Question guilty pleasure. Qu'est-ce que tu écoutes en secret que tu n'oses pas dire et dont tu as honte? Oh non, j'ai honte. J'ai honte. Alors peut-être pas honte, mais que t'oses pas non, forcément allez, t'as crier. pas honte, mais bon, t'oses pas, tu le cries pas sur les toits. Qu'est-ce que j'écoute en secret? Peut-être des vieux trucs de la chanson française. Ouais, bah vas-y, balance. Oh, n'importe quoi. Ça peut être. Ouais, je peux écouter des trucs que j'ai écoutés parfois quand j'étais tout petit. Et là, je me rends compte qu'en fait, en les réécoutant, ils m'avaient vachement marqué, en fait, ces trucs-là. Donne un nom ou deux quand même, des exemples, ne nous laisse pas. Là, l'autre fois, ça a été Nicolas Perrac. Ah, ouais, d'accord. Cuba. Non, le vol de nuit s'en va. Voilà, de Nicolas Perrac. Le vol avec le gros synthé, il fait pom pam pam pom pam pam pom. En fait, c'est un gros synthé analogue qu'il a, le mec, en fait. Et ça, je me rappelle que quand j'étais petit, ça m'avait. En le réécoutant, je me suis rendu compte que ça m'avait marqué petit. Ça, j'aime bien ce genre de truc, me faire des petits délires comme ça, ou des morceaux que j'ai pas entendus depuis très 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 longtemps, et de les réécouter comme ça et de voir l'effet que ça fait. J'adore ça. Ouais. Christophe, tu écoutes Christophe, avoue-le. Non, j'écoute pas vraiment Christophe, en fait, mais par contre, si je l'entends, j'apprécie, ouais. Ouais, si, j'apprécie quand même. Non, surtout même les derniers trucs qu'il a fait. Enfin, c'est quand même bien foutu, quand même, Christophe. Ouais, non, mais après, je peux écouter vraiment plein de trucs. Je vais me mettre au classique, je pense, dans pas longtemps, mais ça, c'est prévu depuis que je suis. Ah ouais. Tu veux te faire ta culture classique? Je leur dis que j'ai gardé ça pour la fin, en fait. C'est-à-dire une fois que j'aurai tout, parce que j'ai quand même écouté énormément de choses, hein, vraiment, dans tous les styles. Et je me suis toujours gardé ça. Je me suis dit pour la fin, je me garde le classique, quoi, en fait. Quoi. C'est-à-dire la grande aventure du classique. Ah ouais, carrément. Bah attends, quand tu vois les trucs concerto pour le printemps de machin et tout, les situations et tout, c'est comme c'est de la folie, quoi. Quand tu lis les disques, c'est comme dans la techno des fois. Les mecs ils te disent bah ça s'est passé à ce moment-là, c'est comme ça. Et j'aime bien ce délire-là, en fait. On sent que c'est à l'époque il y avait des révolutions parce que les instruments étaient créés, c'est-à-dire qu'il y a des instruments qui n'existaient pas.
Et là, il y avait ouais, les gars, il a inventé c'est quoi un tuba? Oh, c'est génial! Tu vois, et c'est vrai que c'était et là, les mecs, les orgues d'église, t'imagines? Bach. Hein. En rapport avec le temps, l'espace. Enfin, c'est toujours en rapport avec l'environnement, la situation, en fait, quand ils te décrivent les titres, en fait, comme ça. Certaines histoires aussi de certains morceaux, hein, de certains. Ouais. C'est complètement la folie. Il y a de quoi faire. Hein. Là, si tu fais des émissions classiques. J'écouterai ça vraiment. Écoute, nous, on a quelques classiques à vendre en vinyle. On t'en fera. Ah non, par contre, je partirai pas dans une optique de racheter des collections de classiques en vinyle. Non, c'est sûr. Bon, on t'en donnera parce qu'on en a quand même un bac entier, genre. On a quoi, 2 bacs de classiques, on les a toujours ou pas? Ouais. Ah oui, on les a. Là, je me suis fait des trucs, mais là, par exemple, j'ai écouté pendant longtemps la période de l'entre-deux-guerres, par exemple. C'est fabuleux. Du Piaf en français ou en international? En français, en allemand, n'importe quoi. Ah, carrément, ouais. Ah bah oui, c'est fabuleux parce qu'il y a rien, il y a pas un artifice, il y a que dalle. Rien n'est fait, rien n'est amplifié. C'est de la pureté. Ah ben il fallait de la voix, quoi. Il fallait de la voix. Il fallait de la voix, il fallait. Et t'avais intérêt à avoir une belle voix d'ailleurs. Des petites musiques intimes, des voix pas possibles, qui ont des grains, mais des grains de voix, mais comment on peut avoir un grain de voix? Enregistré avec les vieux micros américains, tu sais, de l'époque de studio. Oui. Aujourd'hui, pour avoir un grain comme ça, il te faut 25 plugins dessus. Et si t'arrives à le refaire, parce que c'est. Et c'est super intéressant, j'aime bien ça. Je vais vraiment piocher dans tout. Et là, je pars un peu dans le cubain, dans tout ça, là aussi. Là. Il y a des trucs que j'aime bien là-dedans. Je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai pas d'image, en fait, là. Comme on est dans cette putain de période de Covid qui me bouffe, quelque part, j'ai pas envie d'entendre ce que j'ai pas envie d'avoir d'image, en fait, que j'ai déjà connu sur la musique. Tu vois, j'ai pas envie que ça me rappelle la soirée de machin, ce truc-là. Donc là, ce qui me plaît bien, c'est d'aller écouter des trucs où j'ai pas encore d'image parce que je l'ai pas vécu. Donc, la musique sud-américaine, par exemple, c'est un truc que qui a été toujours omniprésent, j'ai toujours entendu, mais sans jamais vraiment y aller complètement, en fait. Et donc c'est neuf, c'est comme si c'était tout frais pour moi, ces musiques-là. Donc j'aime bien faire ça en ce moment. Ouais. Voilà, ou aller chercher les vieilles réminiscences de quand j'étais petit pour voir ce que ça fait aujourd'hui. Et Patrick Sébastien. Ah bah Patrick Sébastien. Tu dis du mal. Attention, si tu dis pas du mal à Patrick Sébastien, hein. Tu veux savoir pourquoi je te dis ça? Allez, regarde, c'est notre parrain. Regarde ton écran. Ah non, mais Patrick. Moi, j'écoute Radio Punch. C'est génial. Voilà. Radio Punch. Tu sais comment ils font? Oh putain, c'est génial. Radio Punch. Radio comme une radio. Et punch comme ça. Voilà, le vrai Patrick Sébastien qui nous a fait un jingle quand même. Comme la classe. Patrick Sébastien, vrai, c'est bon. Alors j'ai une question sérieuse pour changer un peu. Et surtout aussi, j'écoute là en ce moment tout ce qui est claquettes. Les claquettes. Oh, j'adore. Exploration sonore. Il est vraiment très conceptuel ce Jérôme. Il est très intéressant comme garçon. Hein. J'adore ça. Les mecs, là, les claquettes. Oh putain. Non mais c'est beau quoi. C'est beau, ça sonne. Enfin, ça réchauffe quoi dans ces périodes. Ah. Et Wham, ça. Ouais, ça c'est George Michael, donc c'est bon. J'aime bien ça. J'ai détesté de l'époque des WAD, mais par contre après j'ai mis du temps à aimer. Ouais. C'était trop à un moment. Je suis d'accord avec toi. Il a fallu des années pour comprendre. On en bouffait trop de ça. La profondeur de ce mec. Ouais, mais parce qu'on en bouffait trop, parce que c'était trop à la mode, et c'est des choses que tu redécouvres après plus tard. Bon, ça m'arrive aussi. Tu sais, quand je l'ai redécouvert, moi j'ai jamais aimé, mais par contre dans Deadpool, ça a été le générique de fin de Deadpool, le 1 je crois. Hein. Voilà, et c'est vrai que ça finissait comme ça. Bon, celle-là c'est... Bon, ça, c'est le slow de l'été 80. Quand tu vas dossier avec un vrai slow, le vrai slow c'est quand même ça. C'est pas pareil. Là par contre on plaisante plus. Là c'est. Ah non, c'est qui ça déjà? Pour mettre une petite. C'est qui? C'est lui. C'est Spando Ballet. Ah ouais, non, c'est Spando Ballet. Bon, on va se faire couper. Je coupe parce que là sinon. Il paraît que ton plaisir coupable c'est Copacabana de Barry Manilow. Ah bah ça c'est une folie cette histoire. Mais l'histoire et les paroles sont complètement dingues.
Ah, Barry Manilow, c'est extraordinaire. J'avais Bien le 45 tours quand j'étais enfant. Mais merde. Ça, c'est la bouteille que j'ai bu, mais qui est finie. Mais non, Barry, bah oui, ça c'est vachement. Bah, c'est Copacabana, quoi. Waouh! Tu sais que c'est en anglais, ce qu'il dit. J'ai essayé, tu vois, moi je travaille ma diction. C'est honnêtement, c'est peut-être la phrase la plus dure à dire. Les phrases, ce morceau-là, j'ai lu la phrase, je crois que c'est imprononçable. Pourtant, je travaille mon anglais. Hein. C'est Copacabana. Il dit. Ou alors c'est parce que c'est peut-être parce que t'es pas bon en fait. Ouais, écoute bien, c'est the hottest north spot of heaven. Ouais, the hottest spot of. Ouais, va le dire du nord de la. C'est ça. Donc, va dire ça d'un trait avec les H et tout ça, sans le. Offshore Savannah, ouais. C'est the hardest north spot of Havana, un truc comme ça. Je vais essayer, c'est une horreur. C'est trop dur. Voilà. Vous êtes le maillon faible. Il y arrive pas, hein. Voilà. Ah ouais, beaucoup de choses. C'est je vois pas ce que je n'ai pas écouté en fait. C'est sûr que si tu cherches comme ça, puis si t'es un fan de musique, tu fais un peu penser à Laurent Garnier là-dessus. Hein. Pareil, lui, c'est un mangeur de musique. Laurent, que ce soit en plus pour ceux qui aiment bien, parce que on aide Laurent, faut savoir qu'on est très content parce que c'est nous qui gérons maintenant, enfin la partie technique de PBB Radio, c'est nous qui le faisons maintenant, de sa radio. Oui, c'est le Covid qui nous a mis en contact. Il voulait retrouver la main sur sa radio et j'ai redonné les clés de la main de PBB Radio à Laurent Garnier. Et quand tu vois la façon dont il travaille, c'est quelqu'un qui bouffe de la musique en permanence. Il faut qu'il écoute. Parce que tout le monde pense Laurent Garnier, DJ techno, mais attendez les gars. Quand vous allez sur PBB Radio, là on va dans le cerveau de Laurent Garnier. Et toi, si un jour tu ferais une web radio, je pense que ce serait une tuerie, Jérôme. D'ailleurs, j'ai tout le côté technique, j'ai l'expertise technique, hein, donc si ça t'intéresse. J'y ai toujours pensé en vrai. Eh ben écoute, tu m'en parles quand tu veux. Moi, tu en parleras. Tu t'enverras un message à Laurent Garnier. Tu diras Jamel Dauphin, il est bon en technique radio, web radio. Je pense qu'il te dira ouais. Et du coup. Tu fais penser un peu à lui parce que il bouffe de la musique en permanence. Ce gars les promos, il me dit quand je lui dis je peux t'envoyer des trucs en encodé, mais il me dit noie-moi de musique, j'adore ça. Voilà. Bah ouais, c'est ça, ouais. Et tu me fais penser à lui, c'est un point commun que je trouve que tu as avec lui. C'est une façon de manger la musique et d'en chercher. Toujours soif d'entendre des trucs, c'est clair. Et puis plus ça va, plus t'as l'oreille qui est développée, plus t'es apte à recevoir. Alors, ce que tu devrais faire, c'est aller sur Bandcamp. Et tu pioches au hasard dans Bandcamp, tu regardes les trucs parce que dans Bandcamp, ce qui est rigolo, il te dit les derniers morceaux qu'on t'a achetés, puis ça dure c'est toutes les secondes, il y en a un qui part de morceaux. Et tu cliques au hasard sur un morceau qui vient d'être acheté et tu découvres des trucs des fois de malade. J'ai envie de mettre un morceau. Allez, mets un morceau de musique, Jean. C'est un remix, ça, que t'as fait. Ouais, c'est mal, ça, ouais. Un petit remix, un peu minimal, ambiance. Je vais essayer de trouver la photo. Je suis un peu fatigué, mais je vais trouver la. Allez, vous êtes fatigué, même si on va pas non plus tarder non plus, mais quand même on va tester si Jérôme il tient le coup. Ça a l'air d'être un gars qui tient. On va faire le quiz. À 3 soirées par soir, machin. On va faire. C'est de la rigolade pour lui. Old school, c'est une nouveauté. J'aurais pas la pochette de ça. Il faut répondre rapidement. Il faut répondre rapidement, c'est une réponse ou l'autre, et il faut pas les deux. Faut essayer de trancher, tu vois. Tu mets un chrono, Benja, ou pas? Tu veux un chrono? Non, un chrono, je mettrais pas un chrono. Non, mais pas de chrono. Ça, pour le coup, tu vois, c'est que du Logic. Non, c'est pas ça, il faut que je crée le chrono. Qu'est-ce que tu dis, Jérôme? Ça, c'est que du Logic Audio, par exemple. Ah, d'accord. Ouais. Donc tu travailles aussi sur Logic en plus de Ableton. Ça a été fait qu'avec Logic Audio, sans rien d'autre. Donc tu connais Ableton, Cubase et Logic, tu connais tout quoi. Non, pas Cubase, Logic et Ableton. Et quand tu travaillais dans le ABPM, c'était Cubase? Ah bah à l'époque c'était le Cubase d'Atari. Ouais. Ah ben c'est Cubase. Non mais Atari et Cubase, et puis le Cubase de maintenant audio, ça peut rien ça avoir. Reste Cubase quand même. Je regarde si je peux faire un chrono, j'affiche l'heure là, il est 2h13. Mais là, après je suis passé sur Logic parce que ça allait mieux. À l'époque c'était simplement parce que mon ordinateur il encaissait mieux Logic que Cubase. Et puis je suis resté sur Logic, et après quand il y a eu Ableton, j'ai aussi intégré Ableton. Après j'ai fait le Rewire, enfin bon tout le bordel. Et après j'ai passé des années à me dire est-ce que c'est mieux Logic qu'Ableton. Ableton
à faire des comparaisons de sons, mais des trucs de malade mentaux. Hein. Et puis en fait, j'aime bien les deux. Et puis ce morceau-là, je l'ai fait qu'avec Logic. En fait. D'accord, intéressant. Je regarde si je trouve un chrono, genre. On l'avait fait avec Laurent Garnier. En fait, on avait fait. Je sais que je voulais faire. Non, c'est un. On aurait pu refaire ce jeu parce qu'il a sa collection de vinyles derrière. C'est le quiz, il faut répondre. Non, c'est pas particulier. Je regarde si je trouve vite fait encore. C'est bien classé tes disques. Ils sont bien classés tes disques. Là derrière, ouais, à peu près. Ouais. Mais il y en a plein qui sont pas là en fait. Ils font, comme j'ai déménagé il y a pas longtemps, ils sont pas derrière moi tous là. Tu les classes comment? Ceux qui est derrière moi, oui, ils sont à peu près bien, à peu près. Tu les classes comment? Par style, par année, par. Alors là, par pays des fois. Par pays. Bon. Par pays et par période. Alors, comme Garnier, c'est par pays, par style. Ouais. Ouais, bah voilà. On lui avait demandé de retrouver des disques. C'est du classement à l'ancienne un peu ça. En fait, si vous voulez regarder le replay de Garnier, on avait fait un petit jeu, on avait préparé des disques en avance, on avait mis un chrono. Et il était pas au courant. Et il était pas au courant parce que j'ai dit allez, c'est bien beau d'avoir pratiquement 80 000 disques à côté de toi, mais est-ce qu'ils sont bien rangés? Et du coup, on avait mis un chrono, on lui avait affiché le disque et on chronométrait le temps qu'il mettrait pour le trouver. On lui sort des disques, mais des disques de rap, des trucs. Il a sorti ça. Mine de rien, c'est bien rangé parce que ouais. Naughty by Nature au pipi. J'ai dit ça un piège. Ben non, il est allé me le chercher. Et si moi je te dis Africa Bambaataa Planet Rock là, tu mets combien de temps pour le trouver? Planet Rock? Ouais. Ouais, 1 minute 30. Allez, vas-y. Putain, j'ai pas le chrono, merde, j'ai pas le chrono. Attends, je vais essayer de trouver ce chrono. Merde, je l'ai fait pour l'émission de Laurent. Pourquoi je trouve pas ce chrono? 5, 6. Alors je peux le mettre sur 7, la table, mais. 8, 9, 10. Non, c'est Renegade of Funk, mais je vais le trouver. C'est pas mal, c'est pas 10 secondes quand même pour trouver un Bambaataa. C'est celui-là? Planet Rock? Ouais, franchement, t'es fort. C'est bon, j'ai trouvé le chrono. Ah, bravo. J'ai trouvé le chrono, Jérôme. Alors, on applaudit. Allez, les amis sur le live, on applaudit Jérôme. Je mets le chrono en haut à droite. Attendez, je mets un chrono en haut à droite. J'ai trouvé Jean. Voilà, il est là le chrono. Ah, mais non, mais c'est trop tard. Ah, mais non, on va en faire un autre. Hop. On va en faire un autre. Par contre, je ne dis pas tous là. Voilà. Alors on fait un dernier parce que maintenant je me suis fait chier à trouver le chrono. On va en faire un autre. Donc, on va voir si t'as tous les styles. Déjà, tu nous dis si t'as le disque, parce que si tu l'as pas bien vu, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire retrouver? Bon, déjà, il a trouvé Africa Bambaataa en moins de 15 secondes. Ça, c'est fabuleux. Donc, déjà, t'as une bonne collection. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire trouver? D-Check, Ya, Technotrance. Ouais. 1 minute 30. Allez, envoie le chrono, déjà. Mais il n'y a pas le. Attends, pourquoi il n'y a pas les synthés? Attends, je vais mettre. Voilà. Attends, je vais le mettre avec le format chrono. Voilà. 1990. Si t'es français, tu l'as sur Dancepool. Si t'es pas français, tu l'as sur un label anglais ou hollandais. Avec écrit Ya. Avec écrit Ya dessus, c'est le Dancepool. Vert. 30 secondes, ça va, il t'en reste encore 1 minute. En tout cas, c'est celui-là ou celui-là. Ou celui-là. Qu'est-ce qu'on lui fait pas faire quand même? Mais c'est ça. Il va trouver. Ya. Ah, ça va être dur là. Ça va être dur. Écoute, il te reste 35 secondes. Non. On répond à 35. Il est là ou en haut là? Mais genre, il peut être là ou là? Allez, on encourage Jérôme. Ça fait un peu le DJ ici qui cherche son disque. Le disque va finir d'après. Je veux absolument mettre celui-là. Il doit être là alors. Allez, vous bougez votre corps au son de la Minimal House. Non, il est là. Sur le morceau qui s'appelle Mini House de Jérôme Pacman. Je le connais pas celui-là. Faut que j'arrête le chrono. Je le connais pas. Mets-le bien. Je l'ai jamais vu. T'as fait 1 minute 30 pile poil. 1 minute 30 pile poil. Il est sur quoi? Celui-là, il est sur AXA, mais en fait, j'en ai un autre. C'est quoi ce pressage là? C'est quel pays? C'est la version américaine. C'est américain? J'ai jamais vu. Ouais. Bravo. Avec les 4 mix. Tu veux en faire un dernier ou pas? En fait, il y a les 4 mix là. Voilà. Non, je l'ai jamais vu celui-là. Ouais, et surtout, il y a le mix The Other Space Me. Non, normalement, il n'y a que 3 versions. The Other Space. Ouais, Feel the Space. C'est ça d'avoir des magasins de fous à l'époque.
Feel the space. Bon, et si quelqu'un a une idée, on en fait un dernier ou pas? Si t'en as marre, tu nous le dis, hein, mais on peut en faire un dernier si tu veux. Est-ce que sur le chat, Jérôme, je le sens dans son regard là. Est-ce que sur le chat quelqu'un a un petit challenge? regard de défi on va qui demander, dit, on va demander aux auditeurs. Déjà, est-ce qu'il reste des auditeurs? Ouais, il reste des auditeurs il bouge encore. pas. Allez GG, ça gueulait allez GG. Hein, sortez-nous un disque sur le chat, à condition que Jérôme l'a dans sa collection, bien évidemment. 2 bons points, bientôt l'image de l'EF. Là. Ouais, là. Est-ce que t'en as d'autres à côté? Ah bah ils sont pas dans la pièce. Ouais. T'es prêt? The Pump Panel Ego Acid. J'ai pas. Ah. Ok. Non. Est-ce que quelqu'un... Attends, parce qu'il faut que je lance le chrono. Avant d'aller chercher... personne n'a d'idée sur le chat. On va trouver pour toi. On va chercher... Et on reste dans le thème LFO. Ouais. Allez, c'est parti. Ouais. Allez, c'est parti. Allez GG. Allez GG. Allez GG. Oh, il y a plus de house mini. Allez, ça. Ouais. Attends, non, les Anglais. Les Anglais. Dans les Anglais. Hein. Ouais, anglais 1990 aussi. Si tu perds 30 pompes. Ouais, tu peux repérer la tranche violet, ce violet pétard, même de tranche, tu vois. Rien du tout, en fait. Allez, on t'accompagne avec de la musique. C'est une reconstruction faite par toi. C'est le remix. Ah, ouais. Les remix, c'est pas mal, c'est pas mal. Sur Fnac Records. Non, sur War. Sur le remix? Ouais. D'accord, carrément. Audrey a dit si tu perds c'est 30 pompes sans les mains. 30 pompes sans les mains, hein. C'est compliqué, mais avec tu lèves les genoux. Allez. 1 minute 16. Attention, hein. Il est là, hein. Qu'est-ce qu'on a comme connerie là? Il est là. Bah, tu vas dans les pages 18, 20, t'en trouveras, il y en a plein. 18, Il est là. 20. Il y en a à 16, hein? Non, il y en a pas. Le boule qui planait vous étendre. Tu veux? Non, tu aurais pitié. Mais non. Oh. Il trouve pas. Je sais pas, mais j'ai pas là. Et alors? On n'y arrive pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Faut arrêter les conneries. J'ai jamais pris un pied pareil. Sors. Il y a Panchez, il dit sors, t'as plus le temps. Félinda, tête de tigre. Dites, vous auriez pas de l'aspirer? Dis-moi, j'ai une petite question. On part en live, c'est bon ça. C'est peut-être pas du bidon. Ça va te faire plaisir. Il a trouvé. Allez, Oh, les putain, deux. il a trouvé. Allez, Bravo, 2 minutes 35. Allez. Il a trouvé les deux, l'original et les remix sur War. C'est original. Oh, tu l'as joué, non? Bravo. Tu l'as joué celui-là, non? Les deux War. Oh purée. Ils ont fait la guerre de... Ils ont fait le Vietnam, l'Indochine, ils ont tout fait ceux-là. Ouais. Bravo. On applaudit bien fort notre ami. Le remix. Ah ouais. Super bon. Tu l'as pas les remix, Jean? Moi je les ai, mais sur Fnac. Ah, d'accord. Ouais. Pressage français. Puis d'applaudissements pour toi. Toi t'as l'original en anglais. A few moments later. Bon, allez, on va revenir. Moi j'ai gagné. Bravo, t'as gagné, Jérôme, bravo. Ouais, franchement, bravo. Tout le- C'est le un live jeu qu'on est en aime bien délire. faire. C'est un jeu qu'on aime bien faire, ça. Et... Le live est en délire. Tu vois, au moment où on est censé aller faire dodo, ben, d'un coup il y a une espèce de regain là. Ouais, c'est. Bon, tout le monde pensait qu'on allait aller au lit, mais Il y en a non. même qui dit, il y en a qui ont dit je vais au lit et ils sont restés. Ils vont pas au lit. Ils étaient censés aller au lit il y a combien de temps? Ah ben il y a bien 5-10 minutes. Hein. Clepsyd Felindra, ouais. Tête de tigre. Hop. Ce Jérôme a non, ça, vraiment c'est un beaucoup canard. de ressources. Hein. Ah ouais, mais. Et il a même pas fait le quiz old school. À T'es mon prêt avis, dans les soirées, c'était compliqué, Jérôme, de le Jérôme, tomber. frotte-toi les mains.
Ah, je prenais jamais les hôtels, moi. Frotte-toi les mains. Pourquoi? Bah, parce que je savais que j'allais finir en after et que j'allais jamais voir la chambre. Il allait jamais dormir. Il dormait pas. Ceci dit, quand on a reçu Laurent Garnier, c'était pendant le Covid, voilà, et on était en confinement, et ça avait repris, et il me dit bon, il devait pas aller bosser chez ses potes le lendemain au restaurant, il a dit on serait là jusqu'à 6h du matin. Il avait un extra chez des amis restaurateurs, il dit mais sinon je reste à 6h du matin, on aurait été là. Alors, bon allez, ce petit quiz, t'es prêt? Il faut répondre vite, d'accord? 3, 2, 1. Fuse ou Plastic Man? Plastic Man. Les inconnus ou les nuls? C'est dur ça. C'est dur. Les nuls. Samantha Fox ou Sabrina? Ça, c'est des trucs des mecs des années 80, hein, vous pouvez pas comprendre. Mais si, vous pouvez. Sabrina? Ouais. Amiga ou Atari? Atari. Ah, ça va. Mega Drive ou Super Nintendo? Oh mon dieu, je sais pas, Mega Drive, tiens. Acid House ou New Beat? Je sais déjà ce que tu vas dire. Ah oui, Acid House. Prince ou Michael? Oh, mais c'est impossible ça à répondre. Ah si, il faut répondre. Hein. Oh la vache, ouais, mais là c'est un. Prince ou Michael? C'est trop dur. Ah oui. Ah bah. Michael. Ah. Alien ou Predator? Oh, alors ni l'un ni l'autre. Ah, il faut répondre. Hein. Oh. Alien, allez, vas-y. Mad Max ou Blade Runner? Ah, Blade Runner. Terminator 1 ou 2? Oh putain, je me rappelle plus trop de ces histoires de Terminator, moi. Total Recall, non, j'ai pas le droit de dire ça. si tu veux. Bonus, si tu veux. ou pas. Erreur. Goldorak, Albator ou Capitaine Flamme? Ah, Goldorak, malheureusement. Goldorak, ok, c'est bon. Bravo. Bravo. Il a répondu rapidement, on peut l'applaudir. Mais voilà. Goldorak, Albator. J'aurais pu mettre ça pour quand tu dis. Goldorak, Albator, Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, ouais, non. Moi, j'ai revu l'intégrale de Capitaine Flamme et c'était vraiment super bien foutu, en fait. Ah bah oui. C'était super bien foutu. Oui. Nos premiers mangas. De notre galaxie. Ouais. Et dans la foulée, pendant le Covid, je me suis tapé l'intégrale de Goldorak aussi. Et du fond de la nuit. Ouais. Tout à fait. Attention, je peux aller chercher les sons. Hein. J'ai pas encore fait les cartouches des dessins animés, mais on va être obligé de les faire. Si tu fais cette question. Est-ce qu'il y a des questions toujours? Parce qu'il y a toujours du monde. Tu sais, on essaie de se dire, bon, on arrête, mais, non, mais les gens sont plus nombreux que tout à l'heure. Il y a 18, il y en avait 14, il y en a 18 maintenant. En fait, il y a after, il y a ceux qui font l'after. Voilà. C'est l'after, là, tu sais. Bah écoute, tant qu'on est, moi je te pose des questions et puis à toi on y est. Alors question Back to the Future, ça je la pose tout le temps. Allez. Si tu pouvais retourner dans un lieu et une époque, ce serait où et quand? Que tu aies vécu ou pas vécu? Bah dans une époque future. Future. Ah oui. T'es curieux, t'aimerais justement ce que tu disais là. Est-ce qu'il y a un nouveau son dans l'électronique qui va arriver et toi tu vas voir toi? Qu'est-ce qu'il y avait? J'aimerais me faire abdiquer complètement. Ah oui, d'accord. Abdiquer, extraterrestre tout de suite. Abduction. Ouais, mais qui te dit qu'ils sont pas déjà là? Est-ce que tu sais qu'ils sont déjà là ou pas? Est-ce que qui te dit qu'ils sont pas déjà là? Ah bah alors qu'ils viennent me chercher tout de suite, je veux bien y aller avec eux moi. Ouais, mais il paraît qu'ils font des trucs sales quand même. Donc ça dépend lesquels. Tu vas te retrouver avec des implants. Si c'est des humides, ça va. Ils sont tellement intelligents qu'on n'a même pas une idée de leur intelligence et de leur. Un jour, on fera une émission spéciale ufologie. Et parce que tous ces. Oh là là, toutes ces histoires de rengaine, de machin, de jalousie, de tout. Je pense qu'ils sont au-dessus de tout ça. J'espère. Là, on voit le côté spirituel un peu de Jérôme ce soir. Et c'est marrant, mais tu vois, ça donne envie de. C'est effectivement. On n'en a jamais parlé, mais il y a des choses qui nous tiennent à cœur aussi. Il y a des sujets comme ça. Et peut-être un jour, on en parlera. Ouais, on fera une émission spéciale ufologie. On invitera des ufologues spécialistes. on va être terre à terre, revenir. Il y a Bob qui demande combien de vinyles tu possèdes. Maintenant, j'en ai un peu moins de 10 000. D'accord, un peu moins de 10 000. Ouais, j'en ai vendu un paquet, en vrai. Sur Discog. D'accord, donc petit lot par petit, quoi.
Oui, et puis en fait j'ai vendu beaucoup de doubles parce que comme je vous disais au début, quand j'étais travaillé à BPM, donc j'étais payé en disque, j'ai acheté des fois quand il n'y avait pas vraiment de nouveauté, je prenais dès que j'avais en double, qui sont restés scellés. Donc je me suis gavé sur Discogs d'être scellés. On appelle ça Mint Sealed. Mint Sealed, hein, tu connais Discog. Hein. Mint Sealed, alors là c'est en général c'est le haut de Discog. Il y a 3 prix. C'est le plus facile à vendre, t'as même pas de faire chier à donner l'état, à chercher. Alors il y a 3 rayures à droite, à gauche, la pochette est un peu cornée sur le côté gauche. Là c'est. Ah d'ailleurs on m'a demandé des photos pour un disque qu'on doit vendre. Petite info personnelle pour Jean-Bruce Wall. Jérôme, est-ce qu'il y a un morceau en particulier que tu as fait, que tu aimerais qu'on passe? Déjà, vous en avez compris que j'avais oublié que je les avais faits. On est toujours là pour ça, nous. Nous, on aime bien ressortir les dossiers. Donc, non, je pense que vous avez passé quand même... que j'ai fait moi, là, vous avez passé quasiment tout. Enfin, tout, en tout cas, tous ceux qui étaient importants. Mais moi. Là, après, que j'ai fait, là, qui serait pas passé, que j'aimerais... oh non, vous m'en demandez trop. Allez, un titre qui... Moi, on a qu'à demander sinon aux auditeurs. Il y a un titre qui est beau, c'est Tiwanaku. Mais tu sais quoi, il m'est déjà... Ah oui, ouais, Tiwanaku. Mais il m'arrivait déjà dans des soirées d'entendre de loin un morceau, d'aller voir ce que c'est parce que je me dis que c'est bien. Et en fait, c'était un truc que j'ai déjà fait. Ça, c'est la classe. Et j'imagine le DJ qui te connaît, il pense que tu fous de sa gueule. Non, mais quand j'arrive, il dit pas, mais... Non, mais imagine qu'il te connaît. Il est con, lui, ou quoi? Oui, parce que tu sais, de loin, t'entends des fois un peu le mouvement de la basse ou un truc, tu dis, ah, mais en fait, c'est pas mal le mouvement, là, et tout. Puis en fait, quand tu t'approches, tu dis, ah putain, mais c'est mon truc, en fait. ça me l'a déjà fait, ouais. Alors attends, ça c'est quoi? C'est Tiwanaku. Il y a des gens qui... Quand je les entends parler par d'autres DJ, je les entends pas du tout de la même manière. Moi, j'arrive pas à mettre mes morceaux, par exemple. Ah ouais, t'arrives pas à te faire de la self-promo, tout ça, ouais. J'y arrive pas trop. Celui-là, j'ai joué, en effet, ouais. Ah, je peux pas le lui pour là, ouais. Sorti en vinyle, hein, en 2015, c'est bien. Ouais. C'est un des rares que j'ai joué, Free for You, ouais. Ah. Genre froid, en fait. Non, j'ai pas spécialement froid, mais je trouve qu'il fait froid. Je vais couper la clim. Alors, il y a Pierre qui demande si je te book pour une rave de 2 à 300 personnes pour un set vinyle, est-ce que tu te déplaces? Surtout pour ça, beaucoup plus pour ça que pour un truc de 5000 personnes, un truc de 300. Donc, je préfère beaucoup plus ces soirées-là que les grosses soirées, en fait. J'aime bien, il parle d'une édite disco. J'aime pas trop quand c'est trop gros. Une édite disco sur le 11 missions du label de Jeff K. Oula, 11 missions. C'est internet, c'est moderne, je me connecte sur un site internet pour éteindre la clim qui est juste à côté. Ah, il y a Panchez qui propose le Shinashika. Ah. Oh là là, c'est le premier celui-là. Ah, Shinashika, allez hop, c'est parti. Mais c'est mieux, hein. C'est vraiment ma première esquisse, on va dire. Il est sorti, parce que comme c'est la même année, il est sorti avant le Pacos Project alors. Ouais, c'est le tout premier ça. Avec un mastering pourri, enfin bon. Un premier traumatisme déjà. Et ouais, parce que ça, c'est vrai que c'est surtout à l'époque, tu te dis merde, ça. Mais il était sympathique, mais ouais, mais voilà, à l'époque ça passait. S'il est pas attendez, Shinashika, je vais essayer de mettre la pochette tant qu'à faire, on va faire ça bien. Allez, vas-y. Mais non, mais il était, à l'époque j'aimais bien, hein. Mais par contre le mastering était pourri, malheureusement. J. Elia, ouais, voilà. T'as vu, on fait ça bien, on s'est fait chier à trouver les pochettes. Enfin, merci Discog, hein, quand même. Ouais. Tu nous donneras ton pseudo Discog après en antenne. On pourra peut-être se faire des échanges. Tiens, question. Est-ce que tu continues à acheter du vinyle? C'est Jérôme Pacman sur Discog. D'accord, mais est-ce que tu continues à acheter du vinyle? Ouais, ça peut, ouais. Discog, des fois, ça t'arrive? Hop, il me fait un petit plaisir. Est-ce que tu as une wantlist sur Discog? Non, j'ai pas de wantlist, mais par contre, j'ai un petit crédit pour acheter. Ouais. Oui. C'est bien. Au cas où, oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr que bon, bah voilà. Alors là, le prix, je m'en branle. Si vraiment je veux un truc, je l'achète. Ça, alors là, je me pose pas la question de savoir combien il coûte. Je le prends. Puis voilà. Allez, on y va. T'as raison. Le disque le plus coté que tu as?
petite envie de le dire, hein, on sait jamais si c'est un truc à. Je crois que c'est un Cabaret Voltaire, je crois, un album de 4 je crois que c'est un album de 4 vinyles Cabaret Voltaire, il me semble qu'il est coté super cher, il me semble. Par contre, ça c'est dans les chroniques. Après, dans les vieux trucs, j'ai trouvé un truc que j'avais là, mais ça c'est par hasard parce que c'est un truc que j'ai récupéré comme ça dans un vide-grenier qui coûte super cher, mais c'est un truc anglais, c'est un petit 45 tours en fait. Ouais. Vraiment très cher. Mais sinon, je pense que c'est le Cabaret Voltaire qui vaut le plus là maintenant, hein, à l'heure actuelle. Hein. Je crois que c'est ça. Bah, de toute façon, c'est simple, hein, il suffit que j'aille sur Discord, j'ai ma collecte. Donc, ouais, mais pour trouver ton disque le plus coté, tu peux. Ouais, Et non, parce qu'il te fait la moyenne. Non, tu peux prendre. Tu peux chercher par le plus cher, en fait. Ah oui, c'est vrai, ça. Enfin, max, médian ou minimum, quoi. Donc en max. Quoi tu m'intrigues, je vais sur mon compte. Je vais regarder, allez, on va faire un concours. Il y a Erwan qui demande de Disco Line. Apparemment. Mais je vois pas, je l'ai pas Disco Line. C'est une édite apparemment sur le label de Jeff K. Label de Jeff K. C'est quel label? Le label de Jeff K, c'est quoi? Obsession Musique? Non, le label de Jeff... Bah ça dépend en fait. Il y en a eu plusieurs. Jeff K, il y a eu Kraken Speed, il y a eu ça c'était le label un peu Kraken Speed. Expérimental. Freak and Chic. Freak and Chic, c'est Dan Ganassia. Non, le Cabaret Voltaire, il vaut 250 balles en fait. Non, avant il y a KLF. Il a haute à 300 balles. Bon. Ah ouais. Voilà. Alors, je suis dans Discog. Comment tu fais pour voir dans Discog là? Tu vas dans. Bah, quand tu es dans ta collection, tu vois les prix et tu classes par prix. Alors, collection. Oui, tout simplement. On the Mission? Je l'ai pas dans la disco, ça. On the Mission. Ah, mais attends. C'était peut-être des remixes. Ah, mais j'ai des dossiers. Attends, faut que je fasse All. Ouais, tu fais All, ouais. Ouais, All. Et en principe, tu peux avoir ton. Ouais, t'as artiste machin, et puis t'as max, médian et minimum, quoi. Alors là, je viens de voir que Q, Mental Q, il s'est vendu à 311 € il n'y a pas longtemps. Lequel? Q, Mental Q. Mental Cube. Cube. Un pressage français. Ouais. Flarenache. Ah, mais ça, je l'ai, hein. Le Flarenache, attention. Hein. Flarenache, pressage français. Parce que c'est le seul pressage où tu as la Santa Monica Miss. C'est pas sur Buzz, c'est sur Flarenache, le label, c'est sur le pressage français qui est le plus coté. Pourquoi? Parce qu'il y a une version sur la face Santa B Monica Mix qui n'est disponible que sur ce vinyle-là, qui n'a jamais été pressé ailleurs. Ce qui est très rare, hein. C'est très rare que surtout sur Flarenache, tu vois, et du coup ce vinyle-là, il est coté. Ah ouais. Ah oui, parce qu'il est sur début normalement. En fait. Après, j'ai une réédition du Black Album de Prince. Voilà, ah oui. Ouais. Que j'ai trouvé moi aussi dans un truc. J'ai dû payer. À l'époque, c'était en francs. Quelques francs. Ouais. Black Illinois Nazi. Erwan, il dit tape Black Illinois Nazi. Ouais, lui là, oui, je lui ai filé ça. Black Illinois Nazi. Ouais, sur le label de. C'est très Jeff, spécial comme nom de morceau, non? C'est un truc qui. Bah, je crois que j'ai un morceau sur ce truc-là, mais en fait, le Black Illinois Oasis, c'est le morceau qui a vraiment fait niche. C'est un truc de hip-hop. Petite info, les gars, parce que je regarde ma collection et les prix. Je vois que le Stardust qu'on parlait tout à l'heure, il peut se vendre jusqu'à 174 € en état neuf. Ah ouais. L'album de Homework, on vient de fêter ses 25 ans. Un Homework original d'époque que j'ai, d'ailleurs, peut-être même 2. Ça s'est vendu. Il est monté à 161 €. Ah ouais. Ça commence. Mais tu sais qu'on a remarqué avec Jean, nous, que depuis le Covid, les prix ont monté sur Discog. Il y a des disques qui étaient pas vendus. Vinyle, globalement, il n'y a pas ça que se sur vend Discog. beaucoup. Il n'y a pas que sur Discog, même les disques neufs sont plus chers. La promo, elle a plus de 200 balles aussi, ouais. Putain, j'ai vendu mon Homework, moi. Le Rex Attitude de Laurent. Le Rex Attitude. 158 € il s'est vendu. Voilà. Bon, voilà, c'était pour un petit cours Discog pour nos éditeurs et ceux qui regardent cette émission. C'est intéressant, on fera des émissions spéciales un peu comme ça, histoire 10 cote. Si j'ai un David Bowie qui vaut de la peu du cul là, Ben, tu peux enlever la part bleue là? Ouais. Putain, j'en ai même 2, putain. Ah oui, j'ai un double en plus celui-là. Dans les yeux là, c'est... Tu l'as pas dans les yeux. Mais non, mais... T'as la casquette, ça va pas sortir. Pas du tout. Là, je l'ai plus.
Là, je l'ai. Attends. Voilà, merci. Ou alors je te change la couleur si tu veux. Non, c'est bon. Voilà, bon, on a regardé nos codes sur Discog, c'était très intéressant. Voilà. Ouais. Bon. Putain, ça bouge. Ah, est-ce qu'on peut faire, si tu veux, c'est la moyenne totale. Tu sais, t'as la moyenne de ta collection totale. Ça, j'aime bien faire. Ah non, ça je dis pas. Ouais, après, ça veut rien dire. Hein. C'est parce que t'as mine, milieu et médian. Hein, donc, c'est une moyenne. Hein. Combien de me cambrioler là. Quand t'as 10 000 disques, ça 10 000 disques. quand t'as 10 000 disques, ça peut monter à. Bah non, ouais, là après ça. Ça peut monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je vois juste que le Daft Punk Rolling Scratching, Jean, hein, il s'est vendu 282 €. Putain, je suis dégoûté, j'avais le Homework à Nearmint et je l'ai vendu et j'aurais dû le garder en fait. T'avais qu'à le garder, c'est bien fait pour toi. Ouais, Quelle loose. j'en ai un Nearmint. J'avais quand même tiré 80 Il balles. fait les éclats promo, l'autre il est Nearmint. Ah ouais. 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 Bon, messieurs, il se fait tard, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des choses, Jérôme, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais aborder, qu'on n'a pas. Bah non, écoute, non, bah écoutez, là, c'était sympathique. On a quand même bien parlé, je pense. Ouais, ça va, on a fait un bon score quand même là. Ouais, joli. Ouais, on est à combien? Je vais vous dire ça. On est à, les enfants, on est à 5h18 d'émission. Voilà. Ah. Mais on se doutait qu'on ferait Mais là, il y a 5 heures. là, il y a du fêtard qui te suit parce que je peux te dire que là, ils sont. Par chauds. contre, c'est rare qu'on nous suit jusqu'à 2h40 du matin. Ouais. Voilà, donc bah, écoutez, merci de nous avoir suivis jusqu'à cette heure-ci tardive. Voilà, merci. Il y a des gens qui suivent. Et qui vont suivre parce que cette émission sera en replay. Ouais. On vous rappelle qu'on travaille, alors on a un peu travaillé encore pour remettre ces émissions sur YouTube. Parce que Facebook, ce n'est pas fait pour trouver des émissions, c'est fait pour trouver des gens. Donc c'est bien, on est content. Mais sur notre chaîne YouTube, on va reposter les replays. Alors dans un premier temps, sans montage ni rien, c'est-à-dire les 5 heures d'émission. Et plus tard, on va essayer de faire des résumés, c'est-à-dire des vidéos plus courtes avec les meilleurs moments des émissions, les anecdotes, les passages rigolos, voilà. et tout ça. Donc on travaille là-dessus, ça arrive. On a juste un tout petit jingle de 5-6 secondes à faire qu'on va faire. Ouais, on avance. On va essayer de faire ça bien parce que ces interviews, hein, Jérôme, le but c'est qu'ils restent dans l'histoire. Hein. Quand un petit journaliste dans 30 ans se dira tiens, je vais m'intéresser au rêve de Paris au début des années 90, c'est qui, c'est Jérôme Pacman? Ah putain, il y a une interview de 5h18. Parfait. Ah ben ouais. Voilà. C'est un peu voilà, c'est un peu la démarche de ces interviews. Hein. On a fait ça pendant le Covid, donc c'est le point positif du Covid pour nous. On a créé ces interviews-là. On avait quand même l'idée depuis un petit moment, mais c'était, on va dire, en arrière parce que on avait. Mais le Covid a fait que c'est revenu de suite en avant. C'est une vieille idée, très vieille idée, ouais. À laquelle personne ne croyait. Et puis quand tu as eu le Covid, j'ai dit c'est le moment. Destin, on y va, on le fait. On a improvisé ça. On a fait. Au début, si vous regardez les premières émissions, hein, c'est pas, il y a pas les habillages, il y a rien. Mais j'étais dans mon couloir. Et on a refait ce studio-là. Alors, on a refait ce studio que je vous remonte quand même. Hein, donc du coup, voilà, c'était pas du tout comme ça. Hein, voilà. Donc là, on a carrément refait. On a pris les mesures avec SketchUp, avec mon père. On a fait au millimètre près. C'est pas des conneries, au centimètre près, pour que la table, par exemple, que vous voyez là, la table là. Hein, est-ce qu'on peut mettre quelqu'un là? On peut faire 5 personnes. Voilà, on peut recevoir 5 personnes avec 5 micros sur la table des invités. Donc on est très content d'avoir fait ça. Et en plus, on va recevoir Claude Monet normalement et Sébastien s'il sera là aussi, je pense, à cette soirée-là. Donc on est très content d'avoir fait ça. Et donc du coup, j'espère que ces émissions marqueront l'histoire. Hein. Donc nous, on pouvait pas, personne faisait ça pour la musique électronique, tu vois. Personne avait vraiment. Alors si t'as des petits interviews de 10 minutes, des interviews papier. Mais là, on voulait un peu, voilà, faire des trucs, comme j'ai vu dans le chat, et on remercie à tous ceux qui ont fait ça, que voilà, ça peut durer 5 heures, on va dans le détail, ouais, on va dans le détail, on est proche du public, on pose les questions que vous nous posez, désolé si on en a oublié, normalement, Jean Bruche check, mais on essaie de poser toutes les questions. Là, on a vraiment fait le tour. Hein. Voilà, et en tout cas, on était très content de t'accueillir. Ouais, très ravi. Ouais. C'est super sympa en tout cas. Ouais. Super cool. Bon, on va se garder 3-4 minutes quand même en antenne, hein, comme d'habitude, hein, on va pas... si t'as quelque chose à rajouter, dans le chat, c'est le dernier moment, hein, si vous voulez rajouter un truc sur le chat. Sur le chat. Dernier moment, on vous laisse une minute ou deux, pas plus. Voilà, si vous avez quelque chose à ajouter. Les gars, ce serait trop cool, Miss Kittin.
Pardon ? Écoute, Miskitine. Alors normalement, Ben, si tout va bien, on recevra Michel et Miskitine pour la promo de leur album. c'était prévu. C'était Avec prévu. Michel, Il faut que je recontacte Michel. de hacker, qu'on les reçoive. Miskitine seul. D'abord, on va la Ça recevoir avec ça sera Michel. compliqué seul. Peut-être pas, on verra. D'abord, on va la recevoir avec Michel, puis après, on verra si comment ça se passe. Mais ouais, Miskitine, ouais, on travaille, voilà, hein, on travaille sur beaucoup d'artistes hein, pour les interviews. Bon, la liste est très longue en fait. Maintenant qu'on a un studio qui est opérationnel et on galère pas, donc on va se concentrer sur les choses d'à côté, c'est-à-dire les habillages et autres, les replays, tout ça. On va vous mettre ça. Donc Jérôme, si tu as quelque chose à dire. Hein. Bah écoutez, non, c'était cool en tout cas. Je cherchais cet artiste de Détroit dont on parlait. Ah, c'est vrai qu'on n'a toujours pas trouvé. Bah voilà, donc on continue tant qu'on n'a pas fini, tant qu'on n'a pas trouvé. J'ai pas trouvé, mais. Écoute, sur le replay, il y a bien quelqu'un qui regardera le replay et qui nous postera la réponse sur le chat, quoi. Donc, c'est dingue, mais c'est pas grave. bon, Voilà. En tout cas, merci à toi, Jérôme, de nous avoir reçus. Merci à tous nos auditeurs aussi. Merci à merci vous, les merci amis à vous. de nous suivre. Je vous rappelle que la Radio Punch, c'est 24h sur 24. D'ailleurs, tiens, qu'est-ce qu'il y a sur Radio Punch ? Hop, je vais rebasculer sur la radio. Il y a quoi sur Radio Punch ? Ah ben, remise de Garnier. Voilà. Ça tourne 24h sur 24. Vous avez le lien, donc On c'est dirait stream. du Ox88. Ouais, c'est un remix. Donc c'est http://stream.radiopunch.fr 2.8000/live. Et vous tomberez sur des playlists qui pour l'instant c'est des playlists de test. Mais normalement, si tout va bien, Radio Punch en 2022, la radio sera officielle 24h sur 24 avec des playlists un peu old school qui nous ressemblent, mais il y aura pas mal de choses. Voilà. Donc Jérôme, merci à toi. Ben, merci Merci. Jérôme. Merci à tous nos auditeurs, à ceux qui vont nous regarder en replay, à ceux qui nous regarderont dans 30 ans. Merci d'avoir regardé cette émission. On se retrouve donc le 25 février pour Claude Monet. Et là aussi, ça risque d'être très très long. Voilà. Merci à tous. On se finit sur un jingle. Allez, on prend, Merci à tous, à Audrey, à Pierre, les derniers des Mohicans là. Il y a qui ? Antoine, Erwan. Audrey qui est encore là. Audrey. Coucou, ouais. Après, il y en a qui n'interagissent pas forcément. Ouais, puis il y a ceux qui sont. Voilà. Allez, on se fait un petit jingle. Angélique, elle est partie ? Ouais, je pense qu'elle est partie. Il y en a qui sont quand même partis se coucher quand même. Ouais. Allez, on se fait un breakbeat. Allez, un petit jingle breakbeat pour finir. Ah, si je m'écoute le son. Et rendez-vous le 25 février. Hardcore sound of the drum is pumping.